Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir Salut à tout tous. le monde. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce live exceptionnel. Vous êtes sur la chaîne Twitch partenaire du Catbot et nous sommes aujourd'hui le 3 mai 2024. Ce soir, vous allez vivre avec nous le live le plus important de toute notre chaîne, que ce soit en direct ou au travers la rediffusion YouTube. À l'occasion des 20 ans de la série Code Lyoko, nous avons l'immense honneur d'accueillir ce soir Jérôme Mouscadet et Sophie Descroisettes, créateurs de ce dessin animé mondialement connu de notre enfance. Un grand entretien qui, nous l'espérons, fera date auprès de toute la communauté des fans de la série. Avec cette interview préparée depuis plus d'un mois maintenant, nous allons rendre tout au long de la soirée un immense hommage à une des plus belles créations de l'animation française, mais aussi à ceux qui en sont à l'origine. Que vous connaissiez Code Lyoko ou non, que vous soyez un fan de la première heure ou un petit jeune en perdition sur notre chaîne, vous allez tous ce soir découvrir des choses, il y en aura pour tout le monde. Parce qu'effectivement, ce soir, on va parler de Code Lyoko, c'est vrai, mais on va évidemment aussi parler de ce qui nous réunit, cette émission ayant pour objectif de construire des vocations pour tous ceux qui nous regardent. En effet, comment devient-on scénariste? Comment est-ce qu'on entre dans les métiers de l'animation? Peut-être que des gens vont trouver ce soir des vocations, des réalisateurs de demain, au cours de cette interview, en écoutant l'expérience, la grande expérience de Sophie Descroisettes et Jérôme Mouscadet. Alors au cours des heures qui vont suivre, nous allons faire passer Sophie et Jérôme à la casserole, si vous me pardonnez l'expression, voilà. Et pour nous aider à la cuisson, je serai accompagné évidemment de mon partenaire et co-streamer Alcaz sur votre droite et de notre collègue streamer et youtubeur Oliarius qui se trouve juste au-dessus de ma tête, celui avec la casquette Atari. Alors évidemment, j'imagine qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne connaissent pas la chaîne du Catbot qui accueille cette interview. Pour simplifier et nous présenter brièvement, en fait on est un duo de streamers français gays sur Twitch et on utilise des avatars virtuels. Alors c'est très ironique, on trouve effectivement d'accueillir les créateurs d'une grande série d'animation en incarnant soi-même un personnage de dessin animé qui bouge. Franchement, ça a un côté un peu rigolo. Et en fait, nous streamons depuis 3 ans maintenant. Je suis un félin comme notre cher Odd et vous comprendrez qu'il y a une inspiration réelle de ma part. Et Alcaz, lui, c'est un démon avec des cornes et non pas une vachette, bien que la confusion soit possible. Je plaisante évidemment pour les premiers degrés du fond. Alors évidemment tout cela est une simple esthétique, il n'y a pas de jeu de rôle, on ne se prend pas pour des chats et des démons dans la vraie vie hein. Nous ne sommes pas non plus une intelligence artificielle, tout le moins pas encore au niveau de Xana, c'est juste le reflet d'un format artistique qui nous permet de créer notre propre contenu à notre image. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et à consulter sur YouTube la vidéo sur notre parcours. Alors évidemment, qui dit stream exceptionnel dit organisation exceptionnelle. Tout au long de l'interview de Sophie et Jérôme, toute notre équipe de modération se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions. De notre côté, nous garderons bien sûr un œil sur le chat, mais et pour la première fois dans l'histoire du Catbot, il ne sera pas vraiment possible d'interagir avec vous à l'oral. Et oui, parce que d'habitude, même quand vous passez les 500, on arrive encore à se parler, mais là, voilà, ce soir, ça sera quand même très difficile. Et si d'aventure notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à follow notre chaîne Twitch et notre chaîne YouTube et à rejoindre notre Discord qui a dépassé récemment le seuil des 3000 membres. Alors le lien est disponible dans le chat Twitch et pour ceux qui regardent la rediffusion, le lien se trouvera dans la description YouTube. Sur ces informations générales à propos de qui nous sommes, il va être temps pour nous de commencer. Nous avons ce soir 3 grands axes à aborder et le tout premier axe de ce soir, ce sont les débuts de Code Lyoko et de nos invités. Bonjour encore Jérôme et Sophie, bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci beaucoup. Et ben voilà, ça va très bien. On va pouvoir commencer alors. Et pour commencer du coup cette interview, avant de parler de Code Lyoko, on va s'intéresser à vous. Bah oui, parce qu'on commence tous quelque part. Alors on va parler de vos parcours respectifs. Et donc la première question sera pour Sophie. Madame Descroisettes, on sait que vous avez été diplômée d'un cursus universitaire dans le cinéma et que vous avez suivi une formation professionnelle à l'école des Gobelins. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît, pourquoi vous avez choisi cette voie, pourquoi celle du dessin animé et plus précisément celle de la série dessin animé ?
Alors, moi à l'origine, je suis une fan de cinéma, de l'animation, mais pas que. Donc, je suis une très très grande cinéphile. J'ai passé mon enfance à regarder des films. Alors, c'était moins facile parce que c'était une autre génération, mais voilà, bah, cassette, cinéma en salle, etc. Et puis, après le bac, j'étais toujours aussi passionnée, donc je me suis inscrite en fac de cinéma. Et donc là, j'ai fait des études pendant 4 ans sur, c'était de l'analyse filmique. Voilà, il fallait voir beaucoup de films, et j'en avais déjà vu beaucoup. Et puis je me suis spécialisée parce que j'ai fait une étude particulière, ce qui s'appelle un master pour vous, qui s'appelait une maîtrise à l'époque sur le western italien, donc sur Sergio Leone, pour ceux qui connaissent. Et puis après, j'avais envie, voilà, j'avais fait des tournages, j'avais été un peu script, j'avais un peu comme ça bidouillé dans le milieu du cinéma, j'avais écrit un peu des scénarios, mais pas forcément d'animation, mais j'avais travaillé avec un réalisateur qui faisait de la stop motion, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire c'est de l'animation en volume, avec des petites poupées qu'on anime un petit peu comme comment il s'appelle le chien, Jérôme, aide-moi s'il te plaît. euh, On n'entend pas Jérôme. Il a coupé son micro, je crois. Ah, s'il a coupé son Je micro, reviens, mais c'est sur. Ok, tu veux. Voilà, c'est gros le mythe. stop motion, voilà, c'est gros mythe, voilà, merci. J'avais un trou et donc voilà. Et puis j'ai passé le concours de la FEMIS que je n'ai pas eu et puis ce réalisateur avec qui j'ai travaillé en stop motion m'a dit mais ils ouvrent une session d'études pour apprendre à écrire de la série animée à l'école des Gobelins. Ça s'ouvrait en fait. J'ai passé le concours et là je l'ai eu celui-là et C'était un j'avais. concours, ça consistait en quoi ce concours? Alors, c'était un concours c'est toujours à peu près la même chose, les concours en scénario. Il y a une première étape écrite où il fallait pendant 4 heures écrire un scénario sur la base d'une Bible. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est-à-dire un concept de série. Là, c'était un concept d'une série imaginaire, mais qui avait été écrite pour le concours, justement. Et donc, pendant 4 heures, alors il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, hein, c'était à la main, les amis, quoi. Donc, stylo Ah oui. et tout. Donc Voilà. 4 heures pour écrire une partie de scénario. Et puis après, il y avait une première sélection qui était faite sur ça. Et puis après, ceux qui avaient été sélectionnés avaient un oral avec l'organisateur avec les 2 organisateurs de cette session de formation. Et où là, bah, c'était des questions un peu sur voilà, ma culture cinématographique, mes envies, les savoir-faire que j'avais pu acquérir déjà. Et puis voilà, j'ai été retenue et pendant 1 an, j'ai fait donc cette formation très spécifique sur la série de dessins animés. Voilà. Et donc, je connaissais déjà le dessin animé, mais je connaissais, parce que voilà, moi je suis de l'époque de Goldorak, hein, pour ceux qui connaissent, Capitaine Flamme, voilà, Cobra, ça, Ken le survivant, enfin tout ça, c'était notre ce qu'on regardait à la télé. Donc je connaissais tout ça, puisque j'aimais déjà bien Candy. Et donc j'ai pu voilà, continuer dans cette voie-là. Et cette formation, elle avait été mise en place parce que à l'époque, l'animation, il y avait un boom en France et ils cherchaient des auteurs. Il n'y en avait pas. Et donc quand on est sorti de l'école, je dis on parce que j'avais des scénaristes collègues qui d'ailleurs ont travaillé sur Colyoko après avec moi, qui ont commencé en même temps que moi. On a eu assez rapidement du travail sur des séries en tant qu'auteur, voilà. Et donc voilà comment tout a commencé. Et donc je suis à la fois une fan d'animation et une fan de cinéma. Merci beaucoup pour J'espère. cette première rétrospective de votre parcours. On va approfondir un peu. Mais vous, monsieur Mouscadet, vous êtes diplômé des Arts Déco de Paris avec une spécialisation dans le multimédia. Mais en fait, comment s'est fait votre entrée dans le monde de la réalisation? Et tout comme Sophie, celui du dessin animé plus précisément et de la série. Eh ben oui, comme vous l'avez dit, j'ai fait des études d'art plastique. Je suis rentré aux Arts Déco après avoir fait 2 ans, une année de prépa d'art plastique. Et ensuite, je suis rentré dans une école qui me plaisait, mais pas trop. Et donc, à la fin de l'année, j'ai repassé le concours des Arts Déco que j'avais déjà raté une fois, que j'ai réussi cette fois-ci. Ah, regarde. Ok, là c'est bon. Et donc je suis rentré aux Arts Déco, qui est une école géniale. Il y avait plein de matériel, et notamment du matériel informatique qui à l'époque c'était quelque chose d'assez incroyable. Donc je me suis formé très vite au numérique. Et
coup, il y a eu une explosion à ce moment-là, pardon, du multimédia, c'est-à-dire de tout ce qui était CD-ROM, dans lequel on mettait de l'animation, on mettait de l'image animée, toutes sortes de motion design, etc. Et donc, je me suis formé à ça. On a créé même une section qui n'existait pas, pour vous dire qu'on défrichait avec des profs qui s'appelaient réalisation multimédia. Et donc, j'ai fait de l'anime, j'ai fait du montage, du cinéma, enfin du tournage, etc. Et finalement, j'ai été diplômé. Et comme il y avait déjà beaucoup de boulot, je travaillais déjà alors que j'étais à l'école, on a pu monter un petit studio avec des copains, avec 2 copains diplômés. Et ce qu'on a fait, ça a duré 5-6 ans. Et puis, il se trouve par hasard que j'étais dans les mêmes locaux que Dupuis Audiovisuel, une grosse boîte d'anime de l'époque qui faisait des dessins animés comme Cédric, avant même il y avait Papyrus, etc. Enfin tout ça. Il y a une très bonne BD de Guy de Lille qui s'appelle Shenzhen, où il est envoyé, qui est un des métiers de l'animation, il est envoyé comme superviseur d'anime pour superviser justement Papyrus. Et donc c'est assez drôle parce que les yeux, enfin, j'en parlerai après du métier de réalisateur et de tous les métiers de l'animation, mais en tout cas voilà, je suis arrivé, j'ai vu ce studio Dupuis et j'ai trouvé ça super. Donc on a fermé notre petit studio parce qu'on faisait beaucoup de choses et en fait on voulait plutôt raconter des histoires et voilà. Et c'était un moment charnière du numérique, de la transformation de l'analogique en numérique, de tous ces métiers-là, et notamment de l'animation. L'animation avec des cellulos et tout existait encore, mais plus pour longtemps. Il y avait déjà du scan, il y avait déjà de la colorisation par ordinateur, il y avait déjà l'utilisation d'outils de montage numérique, mais ça venait d'arriver. Et comme j'étais plutôt comme j'avais déjà beaucoup pratiqué et qu'on n'était pas beaucoup de diplômés et de gens, de techniciens et de gens qui savaient faire ça, et j'ai très vite pu rencontrer des producteurs, et notamment Anne de Galard, dont je parlais tout à l'heure, mais en préambule, mais qui travaillait chez Antefilm. Alors juste avant, j'avais rencontré il faut que je rende hommage, Philippe Alessandri, qui est un producteur qui existe encore, hein, qui a une société qui s'appelle Watch Next Media, m'a donné ma chance. Et pour vous dire la facilité de l'époque, c'est que j'ai appelé et je lui ai dit bah voilà, je voudrais devenir réalisateur de dessin animé, voilà ce que j'ai fait, etc. Il m'a dit ah super, viens, cherche un réal. Demain ou après-demain, on a un rendez-vous, je vais te présenter comme mon réal. Enfin, je l'avais rencontré quand même, on s'était bien entendu, j'avais raconté mon parcours. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai rencontré Anne de Galard qui travaillait chez Antefilm. Et Anne, je lui ai dit, bah voilà, je suis devenu un peu réal, je commence sur une prod. Et il m'a dit, ah, bah c'est super. Je la connaissais par ailleurs. Elle m'a dit, bah voilà, nous, on cherche un réalisateur pour un projet de 26x26 qui s'appelle Garage Kids. Et du coup, j'en ai parlé à Philippe et je lui ai dit, écoute, ça serait bien que je puisse aller sur ce projet qui était beaucoup plus gros que le projet sur lequel j'étais. Il m'a dit, mais bien sûr, vas-y. Et voilà comment tout ça a commencé. Voilà. Merci beaucoup pour votre Très bien, réponse, merci Jérôme. beaucoup. Ah, c'était à toi, le cas, c'est pas grave. Non, il y a écrit Solva. Non. Ah, mais alors, du coup, en quoi consiste précisément votre métier, du coup, Jérôme? Là, vous nous avez expliqué vos débuts de parcours, mais en fait, le scénario, vous voyez, c'est plus ou moins clair pour tout le monde, mais la réalisation, finalement, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Vous êtes en contact avec tous les corps de métier qui participent à la réalisation d'une série. C'est une affaire de vision que vous cherchez à rendre réelle, mais en fait, comment ça se passe, le métier de réalisateur? Eh ben oui, alors là, c'est une vaste question. Alors déjà, théoriquement, enfin la théorie, mais que j'ai mis un peu de temps à phosphorer et cristalliser, c'est qu'effectivement, il faut avoir une vision de ce que va être la série. Parlons de série d'animation, hein. Le film ou le court-métrage, c'est un autre format. Et donc, c'est d'autres contraintes, même si, évidemment, techniquement, il y a plein de choses qui se recoupent. Parlons de la série d'animation. Il faut une vision de la série, savoir vers où vous allez. Donc, il y a plein de choses à savoir dans une série. Il y a le format. Est-ce que c'est du 7 minutes? Est-ce que c'est du 13 minutes? Est-ce que c'est du 26 minutes? Il y a le genre. Est-ce que c'est du cartoon? Est-ce que c'est du semi-réaliste? Est-ce que c'est du réalisme?
et le genre particulier du film. Ah, excusez-moi, mais il y a des bruits, mais ça va passer. Au fur et à mesure, le studio va se vider dans lequel je suis. Donc on sera beaucoup plus tranquille. Voilà, donc il y a des genres, savoir si c'est de la comédie, de l'action, de l'aventure, du polar, que sais-je encore, des différents de la comédie romantique, etc. Et donc du coup, vous définissez une vision de ce que va devoir être la série. Et en fait, cette vision, elle va vous porter pendant tout le temps de production en tant que réalisateur, et vous êtes en théorie, le garant de cette vision. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites du réalisme, comme l'école Yoko, vous pouvez pas dire, non, ça, c'est pas vraisemblable. Ça marche pas. On s'était attaché avec Sophie, justement, à être totalement vraisemblable dans le monde qu'on avait créé et totalement réaliste. Donc, par exemple, des emplois du temps, des cours en fonction de leur classe, etc. Tout ça, on les avait vraiment notés, on les a utilisés. On a fait des trombinoscopes de l'école, etc., du collège. Bref, voyez, donc, c'est une manière de répondre aux questions et donc de continuer à nourrir la vision de la série que vous avez depuis le début du travail. Ensuite, ça c'est la théorie. Et la pratique, c'est effectivement que vous êtes en contact en tant que réalisateur. Vous êtes le chef, la meilleure métaphore que j'ai, enfin la meilleure comparaison, c'est chef d'orchestre. Chef d'orchestre, tout le monde voit ce que c'est qu'un chef d'orchestre. Vous travaillez avec des solistes, premier violon, les cordes, les cuivres, les percus, etc. Et le réalisateur, c'est la même chose. Vous travaillez avec tous les corps de métier et il faut que tout le monde, il faut vous créer l'harmonie. Qui doit être justement la traduction de la vision de la série. Donc cette harmonie, elle vient en donnant à tous, en partageant à tous des références, des discussions, évidemment beaucoup de décisions. Alors avec l'expérience, vous savez dire oui, vous savez dire oui peut-être, vous savez dire attends, je te réponds dans quelques jours parce que vous savez pas. Et donc voilà, vous avancez comme ça au fur et à mesure de la production de la série en réalisant en tant que chef créatif de toute la pyramide des nombreux artistes qui travaillent avec vous. Donc vous avez tout le côté écriture. Donc on travaille, et c'est là où on s'est rencontré avec Sophie et où ça a très bien fonctionné en termes créatifs, c'est-à-dire le couple, le tandem réalisation, direction d'écriture est un élément essentiel de la création d'une série, parce que en animation, vous n'avez pas de rush. Donc pour ceux qui ne savent pas, le rush, c'est la longueur de pellicule. Donc là où vous allez filmer en live 3 heures de film pour en garder plus qu'1 heure, en animation, vous avez qu'1 heure. Vous avez 1 heure, 1 heure. Voilà, parce que chaque image est fabriquée, donc ça coûte très cher. Donc voilà, réalisateur, vous travaillez avec l'écriture, vous travaillez avec l'artistique évidemment. Donc vous traduisez tout ce qui est écrit en images. Donc là, vous travaillez avec des chefs de poste qui ont eux-mêmes des assistants, qui ont eux-mêmes des gens sous leur direction, on va dire. Vous travaillez avec les coloristes, vous travaillez puis vous travaillez aussi avec les comédiens, vous travaillez avec les musiciens, vous travaillez avec évidemment la production pour dire là moi j'ai besoin de plus de temps, là il faudrait réduire le planning, là oui l'augmenter, etc., etc. Bref, vous êtes vraiment le chef créatif de la série, mais ça se rapproche en fait finalement c'est très proche d'un réalisateur de live, hein. Sauf que nous, nos équipes, c'est des gens qui dessinent, qui mettent en couleur, qui peignent, qui font du compositing, du montage, etc. Et du coup, vous avez travaillé sur pas mal de séries, hein, Code Lyoko, mais il y a aussi Maya l'abeille, Heidi, Sherlock Yark, et même Adi dans l'espace. Alors Adi, c'était justement cette petite série. J'ai vraiment fait très peu sur Adi. J'ai développé Adi, mais c'est pas moi qui ai réalisé. C'était au tout début justement quand je parlais de cette petite série que j'avais commencé avant d'arriver sur Garage Kids. D'accord. Et du coup, avec toute cette expérience, est-ce que vous sauriez dire qu'est-ce qui fait de vous, qu'est-ce qui fait un bon réalisateur? Est-ce que c'est une histoire d'intuition? Est-ce que c'est surtout de la réputation et que derrière vous avez toujours l'impression d'essayer de réaliser? Ou est-ce que c'est vraiment le fait de maîtriser la technologie, les méthodes de production, etc.? Alors,
Qu'est-ce qui fait un bon réal? Je pense que c'est un bon manager créatif. D'accord, donc c'est quelqu'un Mhm. qui sait faire bosser les gens. C'est quelqu'un qui. Moi, je dis toujours aux étudiants qui me posent la question sur pourquoi. euh, Est-ce que. Enfin, il faut avoir envie de travailler avec plein de personnes différentes. Il y a des gens qui ont un tempérament de moine soldat. Moi, je savais que je voulais pas rester à ma table de dessin 8 heures par jour. Et il y a des gens Mhm. qui. J'ai travaillé avec des artistes qui travaillaient 8 heures par jour. Euh, Régis Maillet, qui était un des chefs déco de Colyoko, il travaillait 8 heures par jour à faire des décors, et puis ensuite il allait à la Grande Chaumière dessiner du nu. Vous voyez, il bossait, Mhm. et enfin, il entraînait sa main pendant 10 à 12 heures par jour. Moi, D'accord. je savais que j'avais pas ce tempérament-là. Donc, j'avais un tempérament plutôt à aller voir, à travailler avec différentes personnes. Donc, je pense que une des qualités d'un bon réalisateur, c'est le management créatif. C'est la curiosité aussi d'aller voir plein de métiers différents. Donc, on est un peu bon en tout, mais on n'est pas bon. En fait, on connaît tous les métiers, mais on n'est pas très bon Mhm. en tout, contrairement à tous les solistes avec lesquels on bosse. On progresse avec les années, ça c'est clair. Donc il y a maintenant donc on se donne des challenges différents de découpage, d'enregistrement, d'écriture. Et puis surtout, je pense que sans Sophie et sa superbe direction d'écriture, j'en serais pas là où je suis. Donc, je les rends hommage. Parce que l'écriture est essentielle, si vous voulez. Donc avoir un bon scénario, Gabin disait l'histoire, 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 mais c'est vrai, c'est l'histoire, l'histoire, l'histoire. Vous pouvez avoir, et de fait, dans la série, comme vous faites en 24 mois, enfin même moins, en 22 mois, vous faites 10 heures de film, rendez-vous compte. Un long métrage, c'est 1 heure et demie. Et un long métrage, vous le faites en 2 ans et demi, environ. Là, en 2 ans, on fait 10 heures de film. Donc évidemment, la qualité, c'est pas la même. Donc il y a plein de choses à savoir parce que l'erreur du débutant, du réalisateur débutant, c'est de vouloir faire un long métrage à chaque épisode. Et là, c'est catastrophique parce que vous avez pas les sous, en fait, très clairement. Donc tout le monde est épuisé dès le premier épisode et ça va pas du tout. Donc il faut savoir ce que vous pouvez obtenir des gens, ce que vous devez faire pour que la série soit bien produite, c'est-à-dire bien fabriquée. Et puis l'histoire, 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 parce que comme il y a des plans qui vont être plus maladroits que d'autres, forcément en série, et ben si l'histoire tient, le spectateur le voit pas. Et dans Kolyoko, il y a des épisodes qui sont moins bien fabriqués que d'autres. En réalisation, on s'est attaché à être toujours au maximum des intentions, c'est-à-dire donner les meilleures intentions, enfin traduire les intentions qu'il y a dans le scénario et dans l'histoire. Mais bon, parfois le dessin est plus maladroit qu'un autre, et du coup, si vous avez une bonne histoire, ça passe tout seul. Si vous regardez les vieilles séries que j'adorais moi, quand j'avais l'âge que vous aviez quand vous regardiez Col Lyoko, c'est-à-dire que moi je regardais Goldorak. Goldorak, il y a souvent d'un plan sur l'autre, le personnage ne se ressemble pas en dessin. Il ne se ressemble pas. Et pourtant, la structure globale tient la route. Et ça, et l'histoire est géniale. Et encore aujourd'hui, je vous invite à le regarder, à regarder la série Goldorak, c'est extraordinaire. Ça marche. Et on apprend plein de choses au niveau scénario, structure de l'histoire, etc. Donc voilà, j'espère avoir répondu un petit peu. Ah oui, oui, très bien, merci beaucoup. J'aurais juste une question parce que tout à l'heure vous parliez beaucoup de rôles, comment dire. Alors je vais dire manager, même si c'est pas le terme qui a été employé en tant que réalisateur, c'est beaucoup de gestion avec divers personnes qui font partie du processus de création d'une série d'animation. Et moi j'avais une question qui est peut-être bête, mais du coup comme étant extérieur au milieu de l'animation et comme je pense beaucoup de gens du chat, on n'est pas vraiment trop au fait des rôles qu'il peut y avoir sur ce genre de série. Du coup, moi j'avais une question. C'est du coup, en tant que réalisateur, c'est quoi la différence sur une série d'animation avec un directeur artistique? Alors, parfois le réalisateur est directeur artistique, enfin occupe les deux rôles, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais globalement, là, la directrice artistique de Kolyoko, c'est Tania Palombo, à qui je rends hommage aussi. Voilà, j'espère qu'elle va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Et donc, le directeur artistique est garant de l'image, d'accord. Donc, de à quoi ressemble l'image. Donc c'est très rétinien, comme on va dire. C'est presque une expérience rétinienne, c'est-à-dire est-ce qu'on met du rouge à côté du jaune, est-ce que les personnages doivent être dessinés comme ça. Donc Tania, par exemple,
On décidait avec Sophie de faire les crabes ou le coq-relat ou voilà, le congre, voilà. Donc j'arrivais auprès de Tania, je disais bah voilà, on a décidé de faire un congre, c'est un nouveau monstre, qu'est-ce que t'en penses? On en discute, il devrait avoir une tête comme ça, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses? Elle me fait des crobards. Voilà, alors c'est le côté auteur graphique, cara designer qu'avait Tania. Et puis après, donc ça c'est un boulot, un métier. Il y a le cara designer, l'auteur graphique, cara designer qui crée les personnages. Et puis après, il y a la mise en couleur, il y a l'intégration du personnage dans le plan, il y a le look général de l'image, de dire bah voilà, par exemple les décors doivent être peints de telle façon. Est-ce qu'il faut laisser l'outline, c'est-à-dire le trait de contour ou pas? Est-ce qu'il faut utiliser des matières ou pas de matière, etc. Et ça, c'est le rôle du directeur artistique en concertation. Tout ça est une œuvre très collaborative. Hein. Donc voilà, il y a le directeur artistique ou la directrice artistique en l'espèce travaille avec le réalisateur, qui travaille aussi avec la directrice d'écriture, enfin tout ça. Et voilà. Sauf que, bon, bah, à la fin des fins, le réalisateur est censé dire voilà, il faut avancer, donc ça me suffit, ça va. Il reste quand même le chef créatif, on va dire, de l'histoire. Le directeur artistique, stricto sensu, c'est un peu le directeur de la photo en cinéma, c'est-à-dire celui qui décide du look de l'image. D'accord, ça s'apparenterait éventuellement oui, avec le directeur de la photographie, comme vous avez dit. Exactement. Et D'accord, alors, très bien. maintenant pour Sophie, vous avez écrit plus de 1200 épisodes de série. Ouais. Vous avez dirigé l'écriture de au moins Je tiens à 18 dire que dessins je pense que animés. c'est le plus Oui. gros. De quoi? Non, mais ça doit être le plus gros répertoire de France. Non, c'est vrai? À ce point? Non, Ah oui. T'es non, pas loin, je pense que en animation peut-être, oui, mais d'une façon générale, une des scénaristes, Françoise Charpia, elle en a 2 fois plus parce qu'elle a écrit de la fiction en plus de l'animation. En animation, je pense que Sophie est une des toutes premières. Peut-être. Non, mais c'est vraiment très impressionnant, surtout 18 séries en plus dont vous avez dirigé l'écriture. Alors, justement, en fait, ça rejoint un peu la question qu'on a posée à Jérôme. Comment on devient bon scénariste? Comment on écrit une série et plus particulièrement une bonne série? Parce que vous avez écrit de bonnes séries. Je rappelle qu'à votre palmarès, il y a, vous savez, Code Lyoko, le chat, mais il y a aussi Martin Matin, il y a aussi Cédric, au minimum, qui ont aussi été très connus en France. Alors comment on fait tout ça? Alors, sur Cédric et Martin Matin, j'étais pas directrice d'écriture, j'étais juste scénariste. Donc là, c'est-à-dire juste scénariste, ça veut dire que j'ai un directeur d'écriture au-dessus de moi, comme moi je l'ai été sur Code Lyoko. Peut-être serait-il possible de juste dire c'est quoi un directeur d'écriture peut-être? Alors, donc le scénariste, c'est l'ouvrier qui écrit, et puis le directeur d'écriture, c'est celui qui supervise l'équipe de scénaristes, parce qu'évidemment, pour écrire des séries avec autant d'épisodes, il n'y a pas un seul scénariste, il y a une équipe de scénaristes. Et donc, sur Code Lyoko, on était entre 5 et 10 sur chaque saison, et c'est pas beaucoup, des fois il y en a plus. Et donc, pour chapeauter et faire le lien entre justement l'équipe de scénaristes et la réalisation et la production, il y a un directeur d'écriture qui donc a, un peu comme le directeur artistique, doit conserver et faire en sorte que tous les auteurs écrivent dans la même direction, avec les mêmes contraintes, dans le bon format, avec les mêmes typologies de personnages. Et donc c'est le directeur il fait aussi en sorte que les plannings soient respectés, que l'écriture soit terminée dans les temps, et puis voilà, il est la passerelle aussi avec le reste des artisans de la série. Voilà, donc j'ai été directrice d'écriture sur pas mal de séries, mais j'ai aussi été beaucoup scénariste pour des séries qui étaient dirigées par d'autres personnes. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui fait une bonne série? Il y a plein de choses. Il y a le concept, évidemment. C'est-à-dire que est-ce que c'est une idée forte qui a été bien développée, ou pour revenir sur ce que disait Jérôme, est-ce que toutes les contraintes de la série, c'est-à-dire le format,
format, le genre, la cible, tout ça, est-ce que tout ça est bien coordonné en fait et que tout va bien ensemble? Est-ce qu'il y a un petit twist qui fait que voilà, la série aussi trouve une originalité et un intérêt et puis est-ce qu'elle va pouvoir se décliner sur beaucoup d'épisodes? Et ça, c'était le cas de Code Lyoko, c'est ce qui nous a permis de faire plusieurs saisons. Et puis, qu'est-ce qui fait une bonne série? Et ben après, c'est voilà, est-ce qu'il y a une bonne adéquation entre l'écriture et la réalisation? Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout va dans le même sens? Est-ce que tout le monde va dans le même sens? Et là, on commence à pouvoir travailler en étant confortable et justement en s'amusant avec le concept. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Si, ça répond tout à fait. Ouais. Juste un petit éclaircissement pour ceux qui nous écoutent. Donc on vient de parler de directeur d'écriture et de scénariste. Et juste, c'est quoi une bible scénaristique? Parce que vous avez fait la bible scénaristique, je crois, de Code Lyoko. Alors, une bible, c'est le concept de la série, c'est-à-dire c'est tous les ingrédients dont je parlais avant, c'est-à-dire les typologies de personnages, l'univers, le format, à qui elle est destinée, le concept initial, comment c'est vraiment la plateforme de conception de la série. J'en ai écrit certaines, j'ai écrit certaines bibles, mais sur Code Lyoko, je ne suis pas l'auteur du concept initial, c'est pas moi, c'est Tania Palumbo, Thomas Romain. Et puis après, il y a des auteurs qui sont venus, Carlo Di Buttini et Fred Lenoir, qui ont écrit le premier épisode. Et puis après, moi, je suis arrivée et j'ai dirigé la première saison. Et après, j'ai élaboré les concepts des saisons suivantes. Mais le concept initial, il n'est pas de moi, en fait. Donc, je tiens quand même à rendre à César ce qui est à César. Donc voilà. Mais en revanche, effectivement, j'ai beaucoup travaillé, moi, dans l'élaboration des bibles successives qui venaient s'adjoindre à la bible initiale et la compléter et pour pouvoir engendrer de nouveaux épisodes et de nouvelles saisons. On nous a juste fait remonter une question dans le chat qui n'était pas très claire. Quelle est la différence entre la réalisation et la production? Voilà, une question. Ça, c'est très facile. La réalisation, c'est donc diriger et fabriquer les images. La production, c'est la gestion financière de tout ça. En fait, le directeur, vous m'entendez là? Oui, très bien. Ok, super. Non, parce que j'ai un petit truc. C'est le chef, il y a le directeur de production, le producteur exécutif qui est le chef du planning du budget, comme disait Sophie, et le réalisateur qui est le chef du créatif. Et les deux doivent s'entendre pour aboutir. Et donc, vous comprenez bien que parfois il y a des petites tensions, parce que la réalisation veut plus de sous et plus de temps, et le directeur de production ou le producteur exécutif veut moins de temps, pour gagner plus de sous. Et dépenser moins de sous. Et dépenser moins de sous, voilà. Parce que des fois, il n'en a pas. Et parce que c'est compliqué de financer. C'est très cher l'animation, en plus. L'animation, c'est très cher, comme on peut pas faire. C'est 25 images secondes pour la télé, donc c'est 25 images fabriquées. C'est pas de l'enregistrement comme peut être la caméra. Et du coup, chaque image est créée à partir de rien. Donc c'est très cher. Et en fait, le financement d'une série, c'est compliqué. Parce que comme c'est très cher, il faut trouver de l'argent par les producteurs. Et voilà. À l'époque de Code Lyoko, c'était un peu plus simple, parce qu'il y avait moins de producteurs. Et du coup, les séries étaient plus facilement finançables. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ah bon, la multiplication de producteurs a fait monter les prix? Question bête, je suis désolé. C'est pas le prix qui a monté, c'est qu'il y a plus de producteurs et toujours aussi peu. Enfin, les sources de financement n'ont pas explosé. Si vous voulez, il y a eu les plateformes qui sont arrivées, mais en France, le marché, il n'a pas considérablement grossi. Si vous voulez, il y a quelques chaînes, il y a quelques grosses chaînes que vous connaissez, de type TF1, France Télévisions, M6 Gulli et Canal+, et puis c'est tout, en fait. Les autres n'ont pas les moyens de financer des séries aussi lourdes que Code Lyoko, c'est 10h30 de film, encore une fois, donc c'est 26 fois 26 minutes. Donc c'est des choses très chères, et bon, il y a quand même les plateformes là qui sont arrivées avec Netflix,
Amazon, enfin toutes les plateformes que vous connaissez, et un peu d'ADN, des choses comme voilà, Crunchyroll. Mais bon, globalement, c'est toujours des coproductions l'animation, parce que justement, comme c'est cher, euh, il y a beaucoup de chaînes qui s'y mettent. Si vous voulez, par exemple, France Télévisions, ZDF en Allemagne, la RTBF en Belgique, la RAI en Suisse, en Italie, etc., etc. Vous voyez, chacun amène un peu de sous pour pouvoir créer la fabrication. Du coup, ça veut dire un peu de travail à gauche, à droite, etc. Enfin bon, bref, tout ça est un peu compliqué en architecture de production, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, oui, c'est que la production et la réalisation, c'est deux métiers qui s'affrontent parfois, mais qui sont indissociables l'un de l'autre pour produire une série d'animation. Et une série tout court d'ailleurs. Hein. Dans tous les métiers, même en live, vous avez un producteur exécutif et un réalisateur. C'est pareil. Mhm. D'accord. Je vais enchaîner du coup pour la question suivante. Donc pour Sophie, du coup, avant d'arriver sur Code Lyoko, est-ce que vous avez éventuellement un projet qui vous a vraiment marqué au niveau de l'écriture, du moins, est-ce un projet sur lequel qui a eu indirectement un impact sur Code Lyoko, ou du moins qui vous a vraiment fait accrocher, forger dans le métier de l'écriture. Tout à l'heure, vous parliez de Goldorak, par exemple. Alors, Goldorak, c'était plus en tant que spectatrice. Après, au niveau du savoir-faire et de mon expérience de directrice d'écriture ou de scénariste, il y a évidemment toutes les séries sur lesquelles j'ai travaillé avant Code Lyoko, et j'avais déjà quand même pas mal d'expérience qui m'avaient qui avaient forgé un peu mon expérience et mon savoir-faire. Donc, notamment, juste avant, j'avais travaillé sur la série Malo Corrigan pour Futuricon. J'avais dirigé déjà des séries pour les petits. J'avais dirigé Léo et Poppy avant. Et puis, j'avais déjà écrit sur quand même pas mal de séries, notamment de séries long format, du 26 minutes, donc Nanook, Fantomette, enfin voilà. Donc ça, c'était au niveau de mon expérience personnelle. J'avais déjà quand même beaucoup écrit avant d'arriver sur Code Lyoko. Donc j'étais pas totalement novice. Et puis après, il y a ma culture personnelle cinématographique et en matière d'animé qui faisait que c'était un sujet qui me plaisait. Je sais pas si c'est ça la question, mais enfin voilà, moi j'avais beaucoup regardé de science-fiction. J'ai une fan de science-fiction. Je connaissais le cyberpunk. J'avais même fait des jeux de rôle. J'avais une culture qui faisait que cette série-là, évidemment, elle me parlait bien, elle me plaisait déjà avant même de commencer à la diriger, quoi. Donc c'était une combinaison des deux, quoi. Voilà. D'accord, très bien. D'accord, merci. Mais du coup, même question pour Jérôme, vous n'allez pas y échapper. Du coup, comme votre carrière a commencé un peu plus tard, et du coup, vous parliez de votre début de carrière en tant que réalisateur avec Code Lyoko, est-ce qu'il y a un projet avant qui vous a vraiment forgé, et puis même dans les inspirations en tant que spectateur? Alors, ouais, parce que je regardais beaucoup d'animés à l'époque. Et le projet que j'adorais à l'époque et que j'aime beaucoup, c'est Cowboy Bebop. Alors, je me trompe peut-être de date parce que c'est peut-être un peu avant, mais en tout cas, c'est un des projets qui m'a marqué de l'époque. Je trouvais ça génial en termes de mise en scène, de plein de choses. Il y avait Evangelion, évidemment, avant. Nous, on a Akira. Enfin bon, on a vécu. Enfin, moi, j'ai vécu vraiment cette fin des années 90 où l'animé déferlait en France. Si vous voulez. Et en fait, Tania et Romain, par exemple, étaient, je pense, la première génération des Gobelins à avoir comme perspective de vouloir faire de l'animé et pas du Disney. Avant eux, les promotions qui font des films de fin d'études étaient beaucoup attirés par Disney. Et je crois pas me tromper en disant que eux, leur première promotion, qui doit sortir en 2000, 2001, peut-être un petit peu avant, peut-être 2000, 2001, c'est une des premières promotions qui regarde
du côté de la Japanime. Et en fait, ça s'explique aussi parce que c'est Akira qui arrive dans les années 90, c'est les premiers Ghibli, enfin voilà, on a découvert un monde complètement incroyable. Et ça m'a vraiment marqué parce que on s'est dit, ah bah oui, bah, il y a une autre façon de faire de l'anime. On peut s'autoriser le réalisme. Il y avait une façon de découper. Kolyoko, c'est une des premières séries, je pense, à avoir un découpage où on faisait une action par plan, en fait. Si vous voulez, très souvent, la mise en scène des mises en scène précédentes, ça tenait aussi au fait que les studios, bon, enfin, il y a plein de raisons, mais en tout cas, ce qui me plaisait beaucoup dans la mise en scène des animés, c'est le côté, le découpage très efficace de la narration, alors que très souvent, avant, dans les séries françaises, il y avait des plans larges, avec plein d'actions, avec donc plein de possibilités d'avoir un dessin maladroit et une animation pas terrible. Et donc, il y a il y a plein de séries dans les années 90, sur lesquelles Sophie a travaillé un peu, de chez France Animation, par exemple, où les choses sont pas forcément très bien animées, parce que les plans durent très longtemps, sont très larges, voilà, quand vous animez, par exemple, quand vous dessinez un personnage qui arrive de trois quarts face et que vous le faites marcher, il y a soit vous avez beaucoup de temps pour le faire, soit vous êtes un très très fort dessinateur, soit la plupart du temps ça se casse un peu la figure. Et donc voilà. Et la Japanime nous montrait J'imagine une aussi qu'une façon réal différente comme de ça, découper. c'est beaucoup plus cher sur le long terme. En plus, c'est plus cher, mais je trouvais il y avait une voie pour nous, Européens, à trouver entre la Japanime, ou alors là, pour le coup, quand on regarde les Chevaliers du Zodiaque, parfois il y a des plans qui durent des plombes, qui n'est pas notre rythme à nous. Mhm. Ça c'est un autre, c'est une petite parenthèse, c'est une autre des caractéristiques d'un réalisateur, c'est son rythme. Moi, c'est ce que je regarde beaucoup. Il y a des réalisateurs, ça m'arrive très souvent au cinéma, à la télé, etc. Où vous dites, ah bah là, moi, j'aurais pas coupé la scène comme ça. C'est mal coupé. Voilà, il me manque un bout de scène. Et je trouve que les bons réalisateurs, la scène, je sais pas comment dire, mais la scène se termine bien. En fait, elle est coupée D'accord. au bon moment, quoi. Elle est Alors, coupée au bon moment. justement, en fait, on va passer du coup à un autre axe qui est votre entrée, toujours votre début, votre entrée dans l'univers Code Lyoko. Et c'est là qu'on va justement un peu Ah, rentrer dans le non, détail de tout ça. Oui. Vous voulez dire quelque chose? non, Non. non, Ok. je rigolais parce que si on en est qu'à l'entrée, j'en ai la Ah, comme ça un peu au feu, moi. ah ouais, je vous avais prévenu. Mais Non, non, je voudrais. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre rencontre avec le projet Code Lyoko? Alors, pour vous, Sophie, vous aviez dit que c'est Antefilm, qui est ensuite devenu Moonscoop, qui a fait appel à vous. Vous l'aviez dit dans une précédente interview. Bon, la question que je me posais en entendant ça, c'est pourquoi vous en particulier? Est-ce que vous aviez déjà une certaine réputation dans le milieu? Pourquoi vous avez été contacté, vous? Ben, oui, je pense que j'avais travaillé pour Antefilm sur une série qui s'appelait Air Academy, avec des avions. Donc, ils me connaissaient déjà. J'avais pas dirigé, mais j'avais écrit un ou deux épisodes. Et puis, on n'était pas très nombreux à l'époque à diriger des écritures. Et j'avais donc dirigé Malo Corrigan. En partie parce que j'ai pas terminé, c'était une série compliquée. Et donc c'est Johanna Ruher qui m'a appelée parce qu'elle savait qu'il cherchait un directeur d'écriture et elle savait que j'avais déjà travaillé voilà, en direction d'écriture sur des séries un peu SF, parce que Malo Corrigan, c'était une série de science-fiction. Un peu inspirée de Cowboy Bebop, d'ailleurs, dont parlait Jérôme tout à l'heure. Et donc, voilà, après, moi, j'ai commencé par refuser, parce que je venais d'avoir un bébé. Enfin, voilà, j'étais un peu... ma vie était un peu déjà remplie. Et puis, voilà, donc Johanna m'a reproposé, et puis m'a dit, viens rencontrer le réalisateur. On verra, voilà, c'était Jérôme. Tu verras après ce que tu décides. Et puis, en fait, en rencontrant Jérôme, on s'est très bien entendu justement en matière de culture cinématographique, vision de la série, etc. Et puis donc moi je me suis dit bah pourquoi pas. Et voilà, ça a commencé comme ça. Je suis arrivée comme ça et après j'ai travaillé avec Frédéric Lenoir et Carlo De Buttini
qui était en train de finaliser un script que vous connaissez tous, qui s'appelle Teddy Godzilla, qui est le premier script de la série Code Lyoko. C'est le premier script qui a été écrit, en fait. D'accord. Du coup, même question, Jérôme Mouscadet, vous avez déjà commencé à répondre. Est-ce que vous voulez étayer cette anecdote comme vous l'avez déjà dans une raconté interview, vous aviez dit que c'était en dînant, effectivement, chez un ami à vous, travaillant pour la société Antéfilm, qu'on vous avait proposé de travailler sur Code Lyoko. Et là, en fait, c'était juste posé une petite question. Est-ce que c'était parce qu'il trouvait personne ou est-ce que c'était parce qu'il voulait vous en particulier? Voilà, c'est la question qu'on se posait, en fait. Je pense qu'on On vous t'entend entend plus, pas Jérôme. On vous entend pas. Voilà. Non, il trouvait personne. Non. Ah, Non, en fait, c'est Anne dont on parlait, qui s'occupait du développement d'Antéfilm, Anne de Gala, qui est productrice aujourd'hui, qui a une boîte qui s'appelle Goen, qui a fait des très belles choses. D'ailleurs, on a travaillé avec Sophie pour eux, pour Goen, et on a fait l'adaptation d'une BD qui s'appelle Lou, de Julien Nil. Bref, Anne, à l'époque, elle était directrice de développement et on se connaissait un petit peu et on a dîné ensemble, effectivement. Et je lui ai dit, bah voilà, je veux faire de la réalisation. J'ai trouvé un projet à Dibou, Adi dans l'espace, je crois, ou à Dibou. Et c'est là où eux, ils étaient à la recherche. Et Antéfilm, elle m'a dit, mais moi, ça m'intéresse. Nous, on est à la recherche d'un réalisateur pour une série qu'on développe qui s'appelle Garage Kids. Donc, j'ai rencontré, en fait, une semaine plus tard, j'ai rencontré la direction d'Antéfilm, donc il y avait qui était une boîte créée par deux frères, les frères Di Sabatino, Christophe et Benoît. Il y avait un garçon qui s'appelle Nicolas Atlan, qui aujourd'hui dirige Gaumont. Il y avait Johanna, oui, il y avait Johanna déjà, qui était directrice de production, Anne, et un ou deux personnes, et Eric Garnet. Bon, bref, il y avait tout le management de direction d'Antéfilm, et puis ça a marché, d'autant que, comme je vous dis, moi j'ai bénéficié d'une grande chance, c'est qu'on était pile poil au moment du passage de l'analogique au numérique. Alors, c'était déjà fait, il y avait déjà des prods qui commençaient à scanner leurs dessins, etc., pour gagner du temps, mais comme j'étais un peu spécialisé là-dedans, ça leur a plu. Et puis, ils voulaient renouveler aussi un peu, je crois, parce qu'il y avait quelques réalisateurs qui tournaient qui avaient fait beaucoup de séries dans les années 90. Certains qui travaillent encore, et qui font encore des séries, mais je crois qu'ils cherchaient un peu un renouvellement de génération pour ce projet qui était en plus un projet un peu différent parce que traitant enfin de SF avec Tania et Thomas qui étaient quand même des auteurs qui regardaient, comme je disais, la Japanime. Enfin bon, bref, donc ils cherchaient à renouveler voilà, et donc j'ai eu cette chance immense de commencer directement. Bon, j'avais déjà travaillé depuis 6-7 ans, puisque j'avais déjà monté mon studio. Ils étaient sensibles au fait que je m'étais frotté à des problématiques de production, c'est-à-dire de financement, de budget, donc ils savaient que j'allais pas faire n'importe quoi avec la série. Et donc voilà, et puis le projet m'a vachement plu tout de suite, parce que parler d'un monde virtuel, d'intelligence artificielle, etc. C'était génial. Et puis après, en fait, on a commencé avec un directeur d'écriture pendant 3-4 mois, et puis ça n'a pas très bien marché. Le type était très sympa et talentueux, mais je sais pas, il n'arrivait pas à sortir en fait ce qu'il fallait, parce qu'à ce moment-là, le concept, il était inventé. Enfin, les bases étaient posées, c'est-à-dire deux mondes différents, un monde en 2D, un monde en 3D. Des enfants qui plongent, qui se virtualisent dans ce monde virtuel, mais quoi? Et il fallait vraiment inventer beaucoup de choses à ce moment-là. Et quand Sophie est arrivée, une des premières choses qu'on a décidé de faire, et je crois que c'est toi, Sophie, ou c'est nous deux, c'est de dire on sépare les mondes véritablement. Parce que comme moi je suis arrivé, et d'ailleurs le dessin animé, enfin le court-métrage de Garage Kids Oui. a cette particularité, c'est que en fait Yumi et il y a le pouvoir rejaillit dans le réel. Tout Or, à fait. nous, c'est la première décision qu'on a prise, c'était on sépare les deux mondes. Les pouvoirs ne sont pas liés, parce que ça devenait très très compliqué pour bâtir des histoires et de savoir
savoir comment structurer tout ça. Ça, c'était un premier point. Et en fait, le fait de faire ça je pense, une des raisons sous-jacentes du succès de Code Lyoko. C'est-à-dire que pour nous, à l'époque, c'était l'idée on rentrait dans un jeu vidéo et on l'éteignait à la fin. Et pour un enfant, c'est assez rassurant, si vous voulez. Un enfant de 8 ans qui regarde ça, c'est assez rassurant. Parce on se bat, on sauve le monde, et puis Alors, à la fin, justement, on peut sortir de cette virtualité qui est quand même un peu stressante. Alors justement, effectivement, vous avez opéré ces changements. On sait donc, comme vous l'avez dit, que les créateurs originels du concept de Code Lyoko, ce sont Thomas Romain et Tania Palumbo. Et on sait que Thomas Romain a quitté la production de Code Lyoko mi-2003 en raison de désaccords avec la production. Et en fait, on se demandait quel a été véritablement le rôle de Tania Palumbo et de Thomas Romain dans le développement de la série par rapport à vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait Tania, elle était là Tania, tout elle le était long. là Hein. tout le temps. Tania, elle a Elle été là tout le temps pendant les 6 ans de production, puisqu'elle était la directrice artistique. Donc c'était vraiment une collaboratrice ici hyper proche avec laquelle elle faisait tous les dessins, et toutes les créations. Donc elle a été très proche. Thomas, il est parti assez rapidement parce que déjà, il avait des envies de partir au Japon. Ça a fortement. Aujourd'hui, il vit à Tokyo, il fait de l'animation à Tokyo. Il est devenu pratiquement japonais, on va dire. Il parle japonais, voilà, des enfants japonais. Oui, il a même créé une Donc, association d'entraide à ceux qui veulent se lancer dans l'animation en étant français au Japon, oui, tout à fait. Exactement. Donc c'est quelqu'un qui est très. Donc il avait déjà des envies très fortes de partir. Ouais. Ça, c'était un premier point. Et puis en fait, déjà c'était d'abord, tout le monde était jeune à l'époque et en fait, on ne savait pas très bien ce qu'était une production de série et peut-être que le budget correspondait pas aux envies qu'il avait à l'époque. Je me souviens pas très bien pourquoi il a eu un désaccord avec la production. En tout cas, ce que je sais, c'est que à partir du moment où on était à bord avec Sophie, c'est vrai qu'on a pris vraiment le lead pour essayer de construire la série. Donc on travaillait avec Carlo de Boutini, le troisième auteur, enfin l'auteur littéraire qui a travaillé sur la Bible. On travaillait avec Frédéric Lenoir, qui est l'auteur du premier script, on le connaissait. Avec Sophie, moi, et on essayait de créer vraiment de trouver, et puis d'autres encore, il y avait Françoise aussi déjà. Après, le reste des scénaristes, le reste de l'équipe de scénaristes est arrivé, dont François Charpia, qui a été à l'origine de l'idée qu'il faut matérialiser Aelita. Enfin, c'est elle qui a eu cette idée-là. On faisait des réunions. Et puis nous, on a commencé aussi à travailler sur les fiches de personnages. Ça, c'était je dirais, un résidu de mes années où je faisais des jeux de rôle de façon vraiment légère. Hein, mais voilà, donc on s'est dit, on va faire des fiches de personnages avec des points de vie pour que les monstres, quand ils sont tués sur Lyoko, ça soit crédible, qu'il y ait une sorte de réalisme autour de tout ça. Et donc voilà, on s'est mis tous les scénaristes à élaborer ce qui allait être dans le contenu de la première saison en fait. Et en fait, aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours en contact avec Tania Palumbo et Thomas Romain ou plus du tout? Alors oui, Thomas, on a eu des nouvelles il n'y a pas très longtemps. Et Tania, on aimerait bien en fait. Ouais. Oui, Tania, j'aimerais bien avoir de ses nouvelles, mais Thomas, oui, j'ai discuté avec lui il y a moins de 2 mois, où il va très bien. D'accord. Et voilà, parce qu'on était sur des projets communs, mais ça n'a rien à voir avec Code Lyoko, mais voilà. D'accord. Ok, Il va très bien. Donc parce qu'effectivement, toute série, quand elle a un concept, doit nécessairement évoluer. Donc vous, on sait que ce qui vous a été notamment demandé, c'est de produire une série qui était non feuilletonnante, c'est-à-dire que les épisodes ne se suivent pas au début dans la saison première. Il a donc nécessairement fallu faire des choix de réalisation parce que vous aviez des moyens financiers et vous aviez des ambitions personnelles. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour commencer Code Lyoko en fait? Je pense que c'est de mettre en place le système narratif en fait, mais ça c'est fait justement par le biais de Teddy Godzilla. Ça c'est très souvent, enfin en tout cas je parle de l'aspect éditorial, c'est très souvent le cas. Le premier script d'une série c'est toujours le plus compliqué à écrire parce que c'est lui qui met en place le système narratif de la série,
la formule en fait de chaque épisode. Et sur Code Lyoko, cette formule, elle était pas simple à mettre en place parce qu'il y avait ces deux univers, il y avait cette partie sitcom à faire coïncider avec la partie aventure, et puis il fallait aussi que tout ça soit fluide ensemble. Et c'est Teddy Godzilla qui, en fait, une fois écrit, a lancé un peu cette formule et a lancé la série. Moi, j'ai un souvenir, enfin, je sais pas toi, Jérôme, mais j'ai le souvenir que c'est une fois que cet épisode a été écrit, validé aussi par le diffuseur, et ça a commencé à s'éclaircir, en fait. Vachement. Et là, c'était beaucoup. Là, on est rentré dans un système d'écriture de série où voilà, c'était les auteurs avaient compris comment ça devait s'écrire ces épisodes. Mais Et- c'était et le- compliqué. Ouais, c'était compliqué. Il y a eu des gros moments de doute pendant cette période. Et puis à un moment, il a fallu rentrer en production. Parce qu'en fait, et c'est là le souci. Et puis des choses se débloquent, le retour dans le temps. Aïlita, tout ça est arrivé. Et en fait, à force de travail et de réflexion et de débat, vous arrivez en fait à trouver une formule d'écriture. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans une série. Quelle que soit la série que vous regardez, quand vous regardez, que ce soit Game of Thrones, en passant par toutes les séries que tout le monde regarde, il y a toujours une formule d'écriture. Et cette formule d'écriture, elle met du temps parce que c'est encore une fois, c'est un format sériel. Donc un format sériel, ça veut dire pas multiplier les décors, pas multiplier les personnages, pas multiplier. Et même dans Game of Thrones, qui était une série ultra bien financée, vous vous rendez compte qu'en fait les lieux c'est toujours les mêmes, les personnages c'est toujours les mêmes, et puis on les creuse, etc. Et ben là c'est pareil. Donc on a mis un peu de temps, comme dit Sophie, à trouver la formule d'écriture, mais une fois qu'on l'avait trouvée, c'était super. Alors. Pour revenir sur le côté feuilletonnant, ça c'est un truc vachement intéressant, c'est que en fait on était face à un problème, c'est que pour faire de la SF et avoir une certaine évolution, il faut que les personnages aient une mémoire. Et donc qui dit mémoire dit feuilleton. Or, on avait les diffuseurs n'aiment pas ça. Les chaînes de télé n'aiment pas ça. Donc, à la fin de votre travail, votre programme, c'est des cassettes à l'époque, et aujourd'hui, c'est des programmes, et il faut les vendre partout à travers le monde. C'est comme ça que vous rentabilisez votre catalogue. Et du coup, très souvent, les diffuseurs, ils aiment pas, ils préfèrent, parce que la production, enfin ceux qui commandent les séries et ceux qui les diffusent dans les chaînes de télé, c'est pas les mêmes gens. Et donc très souvent, ils prennent les cassettes et puis ils les mettent, ou les programmes, et puis ils les mettent un peu dans le désordre. Donc, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est les cartoons, c'est la comédie aventure qui sont des épisodes, ce qu'on appelle stand-alone, c'est-à-dire des épisodes qui sont bouclés. Et donc, pour Kolyoko, on était face à ce problème et on a trouvé ça, Sophie a trouvé l'idée de faire avancer l'histoire tous les 7 ou 8 épisodes. En fait, on a rajouté. Bon. On a rajouté une trame générale à la saison, et c'est justement là qu'il y a eu cette idée de Françoise de faire en sorte de matérialiser Aelita, qui donnait un objectif général à la saison et qui permettait de faire ce qu'on appelle, et moi que j'aime beaucoup écrire et diriger, le semi-feuilletonnant, c'est-à-dire des épisodes bouclés avec une arche narrative globale pour la saison et une arche par saison. Et après, évidemment, on a reproduit pour la saison 2, la saison 3 et saison 4 une problématique générale. Donc voilà, de retrouver Franz Hopper. Enfin voilà. Mais donc, dans ce cadre-là, il y a des épisodes effectivement tout à fait unitaires, et puis des épisodes un peu clés dans la saison qui font avancer l'arche générale de chaque saison. Et ça, moi, j'adore diriger ça et j'adore écrire ça. Et je trouve pour les spectateurs, c'est sans doute quelque chose d'assez satisfaisant, en fait. D'accord, Mais parfait, merci beaucoup. du coup, par rapport au fait que les diffuseurs préfèrent largement avoir des séries non feuilletonnantes, est-ce que c'est pas un petit peu frustrant d'une certaine façon? C'était pas d'une façon générale, vous voulez dire? Oui. Oui,
Bien sûr, mais globalement, il y a quand même pas mal de séries qui marchent, qui fonctionnent de cette façon, qui sont semi-feuilletonnantes. Nous, on en a écrit beaucoup, hein. Lou, c'est semi-feuilletonnant. Code Lyoko, Malo Corrigan, c'était semi-feuilletonnant aussi, d'ailleurs, avant. Heidi, c'est semi-feuilletonnant. Enfin, voilà, donc c'est quand même quelque chose qu'on arrive à faire. Mais oui, oui, il y a une sorte de frustration. Après, il y a aussi une satisfaction dans la série qui s'appelle donc Formula Show, avec une formule récurrente, parce que là, on peut écrire beaucoup. Et Sherlockiac, par exemple, c'est comme ça. C'est des enquêtes unitaires et chaque épisode est l'occasion d'une enquête, mais c'est autre chose, en fait, quoi. Voilà. Après, si on avait dû ne pas faire de semi-feuilletonnant pour Code Lyoko, oui, ça aurait été frustrant, ça c'est sûr. Ouais. Et tout au long Et de je la tiens à dire que c'est pas moi qui ai eu l'idée. Je voulais dire que c'est pas moi qui ai eu l'idée du retour dans le temps. En l'occurrence, c'est une très très bonne idée. Mais c'est une idée qu'a eu Frédéric Lenoir pour se sortir de cette galère qui était qu'à la fin de l'épisode, Xana avait tout pété, avait mis le wild partout, et comment on allait faire pour que tout rentre dans l'ordre sans que personne s'en rende compte. Frédéric Lenoir, à qui on doit votre épisode préféré de la série et l'épisode préféré de nombreux fans, Canal Fantôme. Canal Fantôme, mais j'ai dit quelque part que mon épisode préféré c'était aussi Contact, et je sais pourquoi j'aime Contact. Oui, Canal Fantôme c'est Frédéric Lenoir, et Contact c'est Jean-Rémy François et Bruno Merle. Et Contact, c'est un très très bon épisode aussi. Vous diriez que tout au long de la production de Code Lyoko, vous avez entretenu de bons rapports avec les frères Di Sabatino à Moonscoop ? Bah oui, oui. Ben, ça se passait plutôt très bien au niveau de l'écriture. C'était beaucoup de travail, mais ça se passait vraiment globalement très bien, quoi. Donc, oui, on entend. C'était de très bons rapports. Ouais. Et puis surtout, on était assez libre. On était libre. Ouais. Il nous est, une fois qu'on a sorti les premiers épisodes, que ça fonctionnait, que voilà, on était assez libre sur ce qu'on racontait. Puis c'est devenu de plus en plus compliqué. On a rajouté des couches d'histoire. La saison 3, il nous disait. On était les seuls qui comprenaient ce qu'on faisait en fait. Il y avait un côté usine à gaz parce qu'on rajoutait des tas de problématiques, des univers, des mondes, il fallait y aller par différents biais, et donc en fait on leur exposait la nouvelle trame, et puis enfin vraiment moi j'ai un souvenir de fluidité. Voilà. Après on avait des contraintes. Il y avait une contrainte financière, mais qui est normale sur toute série, en fait, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait un budget. Mais vous avez su surmonter professionnellement, voilà, il n'y a pas eu de... Oui. Tout s'est bien passé, oui. Quoi. Oui, c'était... Ça s'est bien passé, c'était pour moi qui était dans les locaux, qui sont toujours... Le réalisateur est toujours dans les locaux de production, parce que dans les studios, c'était parfois compliqué pour des histoires parce que vous êtes dans une entreprise, donc parfois il y a des choses que vous aimeriez différemment, mais globalement ça s'est très bien passé. On a beaucoup travaillé, surtout, c'est ça qui était pendant les années, je sais pas, ça a duré 5-6 ans. On a, oui, au moins 6 ans, j'allais souvent, on avait un studio à Angoulême, on faisait la 3D à Angoulême, dans le studio d'Antefilm d'Angoulême, et donc je passais beaucoup de temps là-bas. Enfin, c'est très chronophage, réalisateur, parce que en plus, comme vous êtes un peu contrôle fric, quand vous êtes réalisateur, vous avez envie de tout contrôler, que ça soit bien. Parce que la création, c'est ça aussi, c'est le fait de voir les choses et puis d'en parler et puis de revenir dessus, etc. Et donc voilà, en tant que contrôle fric, plus vous mettez de temps, mieux c'est. Et donc c'est assez chronophage. Donc c'est un métier qui est assez épuisant en fait, réalisateur de dessins animés, de séries de dessins animés. Parce que voilà. Il faut passer beaucoup de temps à faire ça. Bon, mais bref, l'idée, l'ambiance était bonne, ça a été un studio. On a, si vous voulez, Code Lyoko était une des raisons pour lesquelles Antefilm est devenu Moonscoop, pour lequel le succès de Code Lyoko a permis à Antefilm de grossir. Donc on était plutôt privilégiés, si vous voulez, parce que voilà. Mais il y a eu aussi le fait que la boîte a grossi beaucoup pendant qu'on était là. Et une boîte en croissance, une entreprise en croissance, enfin un studio qui grossit, c'est d'autres. Au début, quand on a commencé, on était sur un plateau, on était 10, même pas. On était
Il y avait un autre réalisateur, Franck Michel, qui faisait Funky Cops à côté de moi. On a commencé, on était 4 sur la plateau. D'affilée, il y avait 300 personnes ou 400 personnes dans le studio. Donc tout d'un coup, vous voyez, tout d'un coup, vous connaissez plus les prénoms de tout le monde, quoi. Donc parfois, ça crée des tensions. Non, mais en fait, avec Benoît et Christophe, ça se passait bien et on peut saluer leur confiance parce que c'était eux qui avaient quand même spoté le concept, qui avaient eu le flair pour voilà, trouver Garage Kid. Donc, parce que c'est Mais, eux à genre, l'origine hein, qui ont trouvé ça. Hein. ouais. Il y a Eric Garna qui était, je crois, avec Eve Varon, qui était la directrice des programmes de France Télé, qui était justement à la remise des diplômes d'Annecy des Gobelins, qui avait vu ça. Ça a spoté la chose. Mais du coup, avec tout ce dont vous parlez, est-ce que du coup, quand vous êtes arrivé sur Call Lyoko, est-ce que c'était une série comme une autre, avec tout le travail que vous avez fait? Ou est-ce que c'est vraiment un travail, quand vous êtes arrivé dedans, vous dites, ah, celui-ci se démarque un petit peu des autres? Oui, ce projet, il se démarquait des autres par sa, enfin, après tu diras Jérôme, mais il y avait cette idée très originale des deux univers et des deux techniques de la 2D qui rencontrent la 3D et c'était, enfin, il n'y avait pas Matrix hein, à l'époque, hein, c'était, donc il y avait quelque chose de, je dirais pas bizarre dans le sens ça s'est écrit bizarrement mais en revanche le concept était très novateur et c'était très moderne quoi, c'était très nouveau. Personne n'avait encore jamais vu ça. La rencontre de ces deux univers et la rencontre du sitcom et de l'aventure très technique comme ça quoi. C'était je dirais pas bizarre mais c'était nouveau, c'était très intéressant. Alors, Parce que la maintenant, 3D, il y avait très vous dites qu'il n'y avait pas Matrix à l'époque? Non, il y avait Matrix, c'est C'est En fait, 99 Matrix. Ah, Matrix, c'est donc, 99? comme Call Lyoko. C'est ça, et du coup, bah, je pense que c'est assez évident pour tout le monde de supposer que c'est inspiré de Matrix, mais du coup, c'est pas le cas? Mais je sais pas, ça va. Non, je parce que pensais justement, que- Matrix. Ouais. Non, mais justement, Matrix, le monde est Matrix. Et donc, Oui. les mondes sont Ah oui, liés. c'est l'inverse. En fait, la réalité est Matrix. Bien sûr. Ah, Alors que nous, oui. justement, c'est une des décisions dont je vous parlais la C'est ça, dernière c'est fois. ça. Enfin, tout à l'heure. Je m'en souviens maintenant. Oui, il y avait Matrix, pardon, erreur de ma part. Et en fait, on s'est beaucoup interrogé pour savoir si c'était comme dans Matrix, c'est-à-dire que le monde est en fait un monde parallèle, un monde numérique, ou alors est-ce qu'on fonctionnait autrement? Et en fait, on a décidé de fonctionner autrement, effectivement. Au contraire, Ouais. Matrix nous a Alors- aidé à prendre cette décision, à contrario, justement, pour donc éviter nous allons. ça. Mais je voulais juste Oui, vas-y. rebondir sur ce que dit Olia. Oui, moi j'étais très excité d'abord c'était ma première réal et tout, donc vraiment faut vous donner tout ce que vous avez. Et donc ça c'était, mais j'avais conscience que c'était quand même, c'était un peu spécial déjà parce que effectivement la 3D, 2D, ça c'est une grosse idée des frères Di Sabatino. Hein. C'était déjà dans le court métrage, mais potentiellement dans le court métrage de Tania et de Thomas, mais après ils ont fait un pilote avec un petit pilote avec la 3D, la 2D, et Antefilm était très novateur ou novatrice, un studio novateur pour la 3D. Ils mettaient la 3D, la série dont parlait Sophie tout à l'heure sur Air Academy, ouais. Air Academy, ils avaient mis des avions en 3D incrustés dans de la 2D. Ouais, c'était pas terrible à l'époque, mais c'était très nouveau. Donc voilà, donc ça c'était et faire de la 3D c'était assez nouveau en série, même s'il y avait eu un secteur, il y a eu des choses, hein, mais bon voilà. Donc ça c'était un premier point. Et le deuxième point qui était complètement hallucinant, c'est que on a sorti la saison 1, ça a très bien marché, et surtout ça a très bien marché aux États-Unis. Et en fait, le truc qui était complètement, et là on s'est dit il y a quelque chose. Ça a très fort fonctionné sur Cartoon Network, et donc les Américains ont commandé une saison 45 épisodes nouveaux, alors que la France n'avait pas encore commandé une deuxième saison, ce qui n'arrive jamais. Et donc c'est comme ça que la deuxième saison s'est faite, puis la troisième saison. C'est pour ça qu'il y a un format un peu particulier de 15 épisodes, etc. Alors justement, on va C'est que voilà. on va effectivement en parler. Donc maintenant, on va rentrer dans notre deuxième grande partie. Et je vais laisser à Alcaz la primeur de nous en parler. Oui, bah, du coup, là, c'est une partie qui va
parler particulièrement de Code Lyoko. Là, on voulait se concentrer sur l'avant. Mais voilà, Code Lyoko, c'est une série qui a eu un énorme succès. Vous l'avez déjà abordé, c'est un peu pour ça qu'on est là aussi. Et du coup, la question que je voulais vous poser pour ouvrir ça, c'est que, voilà, sans parler de la patte graphique de Tania Palumbo, c'est de elle que viennent les grands fronts pour tous les gens qui nous ont demandé si on pouvait poser la question. Et même avec les idées du projet de Garage Kid qui ont une grosse inspiration de l'animation japonaise, ça reste une œuvre très référencée qui est impulsée par votre écriture et votre vision de l'œuvre on a parlé du coup juste avant de Matrix, mais on peut aussi voir du Tron, du Star Wars, il y a des éléments de mythologie nordique, des inspirations japonaises aussi dans l'esthétique plus que dans la réalisation. Aussi. On a du film de zombies, des jeux vidéo et le jargon technique de Star Trek. C'est vraiment une œuvre de geek assez bizarre qui mélange 2D, 3D. Est-ce que c'est justement parce qu'elle était aussi bizarre et aussi faite pour les geeks que vous êtes retrouvés dessus? Ou est-ce que c'est vous qui avez impulsé cette étrangeté qui a plu à tant de monde? Non, c'était déjà une idée de geek, mais elle est devenue encore plus geek, je dirais quoi. C'est-à-dire que à force de travailler, les auteurs je parle au niveau écriture en tout cas, les auteurs étaient eux-mêmes tous quand même fans et de dessins animés et de tout ce que vous avez évoqué, c'était des auteurs qui étaient en affinité avec tout ça, avec l'ASF, on était tous des fans d'Alien, de Star Trek, de Star Wars bien évidemment, et donc tout ça combiné avec tous de la même génération, avec aussi les mêmes références scolaires, je dirais. Et donc, c'est pour ça que je pense que la partie sitcom, elle est aussi crédible. C'est-à-dire qu'on a toute l'équipe d'auteurs, on avait tous vécu à peu près les mêmes années et les mêmes problématiques. Et donc, on se retrouvait aussi là-dedans au niveau d'écriture. Et puis, effectivement, moi comme Jérôme comme moi, pardon, et puis, tout le monde avait ce côté un peu nerd, avec une envie de raconter de la SF en série avec ce concept qui le permettait en fait, quoi. Et donc, tout ça combiné, ça a donné cette série, je vois bizarre, mais série de geek, c'est-à-dire qu'on a toujours, c'est ce que disait Jérôme, on a toujours fait en sorte que tout ce qu'on raconte soit vraisemblable. Ça ne veut pas dire vrai, c'est-à-dire que voilà, une IA ne peut pas prendre le contrôle d'un camion avec des barres d'uranium. Globalement, c'est pas jouable. Mais on a fait en sorte que on puisse y croire et que ce soit quelque chose qui soit vraisemblable quand on regarde l'épisode. Et je pense que ça a donné ce ton. Voilà, ce ton avec à chaque fois donc du travail pour que la barre d'uranium elle soit vraiment crédible, je dis ça, ou tout ce qui est technologique est bien sûr inventé mais crédible. Et ça, je pense que ça donne le ton geek. Et c'est lié à nos affinités à tous. C'est-à-dire, moi, j'ai un père physicien, mon mari était super geek lui aussi. Donc, tout ça, ça joue, évidemment. Chacun met du sien, en fait, quand on écrit. Ouais. Et donc, Je vous dis, c'est très collaboratif sur avec une vision des choses en disant, mais il faut faire, par exemple, très vraisemblable. Et donc, ça demande des efforts. Par exemple, on avait une carte des points de vie, on avait établi des points de vie, des dégâts pour les monstres, des règles précises pour les tours. Voilà, à chaque fois qu'on mettait quelque chose en place, il fallait que ça soit ça fasse vrai. Voilà. Que ça fasse vraisemblable dans le monde dans lequel qu'on avait créé. Et donc, forcément, ça donne un écosystème. Et puis, il y a quelque chose de très satisfaisant quand vous créez un univers ou une série, etc. C'est qu'à un moment, ça vous échappe. C'est-à-dire que, enfin, le monde a ses propres, ça vous échappe pas, mais le monde a ses propres règles que vous avez contribué à établir. Et donc, vous pouvez plus faire n'importe quoi avec les règles. Et donc, et là, ça devient, c'est assez le pied, on va dire, c'est assez jouissif, c'est que les personnages font quelque chose et ne peuvent pas faire autrement. Et si vous décidez qu'ils font autrement, et ben vous cassez le code, et dans ce cas-là, vous jouez avec.
mais vous retomberez sur vos pattes. Pareil pour les règles de jeu, etc. Et tout ça, c'est évidemment, on vient avec ce qu'on est. C'est-à-dire que moi, j'ai vu Star Wars au cinéma, le 1. Mais oui. J'étais petit hein. Et je me souviens bien, et ça m'a marqué à vie. C'est pour Puis ça le ensuite, design voilà. des tarentules? Le design des tarentules, un peu. Oui, ouais, ouais, tout à mais fait. on était tous de la même génération, comme je vous disais, et donc tous inspirés par les mêmes choses. Et donc, il y a un épisode qui est quand même référencé à Alien très spécifiquement, quoi. Donc, Très c'est un hommage. explicitement. C'est Très, vrai. très, Oui, très, oui, c'est très, très vrai. On a explicitement, revu. mais c'était volontaire, hein, c'est pas Mais- une erreur. C'est vrai que vous étiez un petit dessin animé entre guillemets, donc, mais vous avez pas eu peur d'avoir des problèmes avec les droits d'auteur d'Alien justement? Oh bah non, parce que Parce que la c'était créature, c'est la c'était même. Oui, homme- c'est un hommage, c'est- oui, bien sûr. c'est un hommage et non, bah, on n'a pas eu des problèmes avec Giger. Ridley Scott t'a appelé, quelle chance. Et alors, Hélas. vous nous avez dit dans une... Enfin, pas à nous, mais vous avez dit dans une précédente interview que vous n'avez jamais eu à vous censurer. Donc c'est vrai, c'est réel, vous avez jamais eu l'impression de devoir vous censurer? Pas vraiment. Alors, il faut savoir que les scénaristes de série, on respecte. Notre métier, c'est quand même respecter des contraintes. Donc, à partir du moment, c'est la règle de base. On a des contraintes de format, des contraintes de contenu, etc. Mais dans ce cadre-là, c'est-à-dire avec des personnages qui ont un certain âge et donc un certain comportement à avoir, et avec les règles éthiques qu'on a, c'est-à-dire que on montre pas des héros qui se droguent, ou alors si on le fait, bah, c'est en toute conscience et on sait pourquoi on le fait. Et Et on pas fait de en sang sorte, non plus. pas de sang, pas de. Dans- Mais parce que c'est pas une dans, série qui. Dans Il Faux y a des Départ, jeux- le cancre là tire un laser sur Ulrich, ça ne fait qu'un petit trou dans son vêtement. Ouais. Par exemple. Bah, parce que c'est pas forcément nécessaire. Oui, Mais bien dans sûr. voilà, dans ce cadre de contraintes qu'on avait, on n'a pas, été censuré. Non, on s'est pas senti censuré. En revanche, on a lutté, et ça je l'ai dit déjà dans une interview, et je crois que Jérôme aussi, on a lutté contre des idées qui émanaient à chaque nouvelle saison. C'était par exemple de faire qu'on puisse voir le visage de Voilà, personnifier oui. Xana. Ça, vous Et l'aviez ça, dit, en oui. fait, on a toujours refusé parce que c'était contraire au concept. Xana est une intelligence artificielle, n'a pas de visage. Et pour qu'il soit dangereux et qu'il fasse peur, ou qu'elle fasse peur, enfin voilà, une intelligence artificielle, il fallait continuer à avoir cet être immatériel et voilà, Mais alors, numérique. Justement, Et donc ça, c'était important, par exemple. vous avez dit dans de nombreuses interviews que vous n'aviez jamais imaginé écrire Code Lyoko pour un autre public que son public cible, et c'est normal parce que vous êtes scénariste, vous avez des contraintes. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'avez jamais voulu exploiter des thématiques plus matures? Si vous me permettez d'expliquer, la backstory du projet Carthage a l'air particulièrement sinistre, vraiment très sinistre. Bah oui, alors on l'a exploitée, elle est sinistre, mais d'ailleurs on le sent quand même, les hommes en noir, c'est pas des rigolos, hein. Non, ça, Euh, mais comment dire, les thèmes, la série, il faut qu'elle garde sa cohérence thématique et que donc arriver avec un thème beaucoup plus sombre qui parle de la mort, et déjà on parle quand même beaucoup de Vous l'avez la fait, oui. mort, de la résurrection, de la maladie. Ils passent leur temps Puis à vous manquer de avez, mourir tout le temps. vous avez fait le choix quand même, cette pauvre Aelita, jusqu'au bout, vous l'aurez pas épargné. Hein. Franz Hopper meurt à la fin de la série, on Elle rappelle a quand que même. des problèmes, la pauvre. C'est-à-dire que déjà, de base, Franz Hopper, il lui a fait des trucs pas cool, quoi. Elle l'a enfermé sur Lyoko. Justement, mais, on en reparlera de ça, mais... C'était pour la Mais- sauver. Tout à fait, c'était pour la sauver. Mais non, en fait, la thématique est sombre, le traitement, c'est un traitement d'aventure. Et donc, Bien on est sûr. tout à fait cohérent dans ce contexte-là, quoi. Voilà. Et puis à côté de ça, il faut. Je pense qu'on n'avait pas très envie de pousser le. Je pense que c'est toute la backstory, c'est le
le plus qu'on pouvait faire en fait en termes de sérieux et de sombre euh, sur la série. On s'adresse quand même, on connaissait notre public, on s'adressait à Parce nos enfants. qu'au final, Et, vous avez jamais apporté de réponse à ce qu'est le projet Carthage. On ne le sait toujours pas aujourd'hui. Non, Oui. c'est un projet C'est un projet, c'est un secret, mystérieux. un mystère. Est-ce que vous avez eu des concepts d'épisodes que vous auriez voulu faire, mais qui ont été impossibles à cause de problèmes de mœurs, de problèmes de contraintes financières aussi, par exemple, et que peut-être vous avez fait plus tard dans d'autres séries? Est-ce que ça vous parle, ça, cette question? Pas vraiment. Je me souviens pas d'épisodes mis à la poubelle ou d'idées mises à la poubelle. Peut-être, faudrait que je fouille dans les synopsis. En fait, si ça concerne quelque chose, ça concerne plutôt la partie sitcom. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire les relations entre les personnages dans le cadre scolaire. Mais on a abordé tellement de problématiques, y compris des problématiques voilà, de relations amoureuses, et de disputes. On a même, il y a quand même un épisode où ils font une espèce de cérémonie de sorciers. Enfin, on a Oui. quand même abordé pas mal L'esprit de frappeur, choses, oui. quoi. L'esprit frappeur, ouais, voilà. Donc, moi, Avec je me l'esprit qui souviens pas existe vraiment à d'avoir. la fin. Tout à fait. Je me souviens pas d'avoir mis à la poubelle des idées parce que elles nous semblaient trop hardcore ou trop voilà, touchy. Enfin, je sais pas, Jérôme, moi je me souviens pas de ça en tout cas, quoi. Non plus. Et puis, une fois que chaque série a sa logique propre, une bonne série, c'est sa logique propre, et donc on n'a pas les concepts sont liés. Alors, il y a des thématiques qui reviennent très souvent, évidemment, parce que voilà, on raconte des histoires d'êtres humains. Donc, d'une série à une autre, je veux dire, dans du semi-réalisme, du réalisme. Mais globalement, je pense que c'est aussi une des raisons quand une série est bonne, c'est que les épisodes, ils sont vraiment cohérents avec ce que c'est, donc avec ce qu'est la série, avec son univers, avec ses personnages et tout. Et donc, il n'y a pas de raison de vouloir refaire ailleurs dans une autre série, voilà, parce que c'est très lié aux personnages et Oui, au là, concept. on avait même réussi parce que au niveau de la création, on a donné des noms aux personnages. Donc, Odd s'appelait Odd, et puis après, on l'appelait Della Robbia. Ça, c'est Jérôme et moi. On avait fait des réunions entières pour trouver des noms de famille à tous les personnages. Et puis, on leur avait donné donc une typologie avec un encadrement familial, etc. Donc, Odd et ses multiples sœurs, Ulrich et son père super intransigeant, etc. Et on a même réussi voilà, à utiliser ça, c'était pas destiné à être utilisé au début, c'était pour faire la typologie des personnages bien complète dans les arches narratives donc, et dans les épisodes. Donc en fait, on a pu quand même... j'ai l'impression qu'on s'est pas mal éclaté quand même. En tout cas, pas censuré, ça c'est sûr. Ouais, non. Tout à l'heure, vous parliez de Bible concernant les scénarios, d'ailleurs, par rapport à ça. Est-ce que... Et en plus, vous parliez de tout du côté sitcom, etc. Lors du visionnage, on a remarqué énormément de récurrences sur certains aspects précis, comme par exemple, il y a toujours un téléphone dans la saison qui se casse à un moment donné. Ou Bah, toujours on en a beaucoup discuté, ça nous faisait un peu rire en regardant. Il y a toujours parce un que épisode. les téléphones, c'est chiant, quoi. Et voilà. Mais du coup, il y avait pas mal de trucs aussi, puis toujours l'objectif de la tour finale, etc. Donc du coup, ma question c'est juste la suivante, je vais utiliser le terme, est-ce que vous aviez un patron de scénario que vous utilisiez tout le temps, même si je pense que vous avez déjà un peu répondu avec le concept de Il y a Bill. une formule, il y a la formule que vous avez remarquée, c'est-à-dire, alors, si vous entendez par patron les séquences récurrentes de Réhut, ça, oui, il y en a, et ça, c'était établi, c'est-à-dire que Jérémy qui fait de la patinette dans le tunnel, ou, enfin voilà, tout ça, c'était
quelque chose qui était organisé, c'est économique, évidemment, et puis ça collait bien dans la formule de toute façon, quoi. Et scènes réutes, il y en a quand même très souvent. Et puis après, effectivement, il y avait une organisation, on devait trouver une balance entre la partie sitcom, la partie en 2D et la partie aventure. Et puis après, ça se tricotait voilà, de façon plus ou moins, des fois un petit peu plus de sitcom, des fois un petit peu moins, des fois une grosse intégration sitcom et aventure, et puis des fois un peu plus distincte, enfin voilà quoi. Mais oui, c'est cette appellation formule de série dont on parlait tout à l'heure, voilà, les scénaristes devaient respecter la fin. Il n'y avait pas d'épisode qui se passait que au collège sans aventure, par exemple, quoi. Ça, c'était pas possible. Alors, Ou D'accord. l'inverse. Jérôme, ou l'inverse. Jérôme, c'était la première fois que vous travailliez sur une série aussi longue et vous deviez naviguer entre voilà, les différentes techniques 2D, 3D et des conditions de production qui semblent avoir été assez contraintes. Quand vous avez vécu ce projet en tant que réal? On t'entend pas. Avec le micro. coupé. Décidément. Je coupe pour éviter le son parasite. Non, c'est Ouais, très bien. alors déjà, moi, je suis arrivé, donc j'avais jamais réalisé de série de cette ampleur. Donc je suis allé voir un copain réalisateur et je lui ai dit comment on fait. C'est vraiment comme ça. Et il m'a dit, bah, tu prends cette assistante réal qui s'appelle Parastou Farivar, qui travaille plus dans l'anime depuis très longtemps, mais qui m'a tout appris. Donc dès que j'avais une question, j'allais voir Parastou et je lui disais, mais là, comment ça se passe, comment on fait? Alors ça, déjà, ça m'a permis de comprendre un peu comment se faisait véritablement une série, quelles étaient les étapes du script en passant par le storyboard. À l'époque, il n'y avait pas d'animatique. Donc l'animatique, c'est le storyboard filmé, c'est le storyboard timé qu'aujourd'hui vous faites avec des logiciels, etc. À l'époque, il n'y avait pas ça, il y avait ce qu'on appelait des feuilles d'exposition. Des feuilles d'exposition, c'est des grands tableaux Excel avec plein de petites cases où le plan est décrit, par des animateurs. Ça n'existe plus, donc bon. Mais bon, c'est très contraint et très particulier comme métier. Et donc, il y avait un certain nombre d'étapes. Donc déjà, j'ai appris les étapes de l'animation. Et puis ensuite, j'ai très vite compris que, et ça, c'était peut-être ça a été mon petit talent sur le truc, j'ai très vite compris que tout se joue à l'écriture. Donc j'ai travaillé beaucoup avec Sophie pour que parce que en fait, quand vous écrivez, le personnage prend une petite cuillère, il faut la dessiner, la petite cuillère. Il faut la créer. Alors, en plus, si elle est en 3D, c'est vous la dessinez, puis ensuite vous la sculptez, la modélisez. Et donc ça, j'ai très vite compris ça. Et je me suis dit que ça se jouait, que le challenge, le défi de la réalisation d'une série se jouait beaucoup à cette étape. Et donc, c'est là où j'ai vraiment trouvé ma façon de faire, c'est-à-dire j'ai tout de suite et assez rapidement dit je suis bloquant à l'écriture. Alors, pour vous expliquer ce que ça veut dire, c'est que le script, comme vous allez vite pour fabriquer les choses, il faut que les scripts, donc les épisodes, les scénarios, ils soient faits et ensuite on les passe à un storyboarder qui lui-même ça fait les plans d'anime, etc., etc. Et tant que le script me plaisait pas, enfin, où je sentais que techniquement il allait pas, je bloquais. Et je disais non, on l'envoie pas à la chaîne, etc. Qui à l'époque, la chaîne était très cool et validait facilement, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Mais bon, il validait le script. Et moi, j'étais là à bloquer les choses parce que je savais que c'était une fois que vous mettez le script dans la machine, ensuite vous allez directement jusqu'à la post-production, ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire le son, la musique, les bruitages et tout. Et quand vous avez un problème vous le retrouvez à la fin. Et du coup, j'ai créé pour moi-même, hein, et puis je me suis rendu compte que finalement plein de réalisateurs le font et l'ont fait, etc. C'est une version board du script. C'est-à-dire que je relisais et je visais et je commentais le script de façon très précise, qu'on retravaillait avec Sophie. On a travaillé avec le premier border de Code Lyoko, qui s'appelle Thomas Astruc, figurez-vous, qui est le créateur de
de Miraculous, Ladybug. Voilà, c'était le premier storyboarder avec lequel je travaillais. Et en fait, on s'est mis tous les trois à table avec Sophie et lui pour être précis visuellement dans ce qui était écrit. Et Sophie, je crois que ça l'a beaucoup servi aussi dans son écriture, ça l'a beaucoup fait progresser. Et moi, pareil, dans ma réalisation, c'est-à-dire qu'il fallait que le script, il soit nickel visuellement, ou au moins à 95%. S'il reste 5% de flou, on ne sait pas très bien comment est fait la colline là, mais bon, c'est pas très grave. On sait qu'il doit monter, le timing était fait, la façon dont c'est découpé. Quand vous lisez un script de Kolyoko, vous avez déjà le film sous les yeux. Si vous voulez. Et ça, c'est une méthode que j'ai reproduit beaucoup par la suite et qui m'a permis en fait de toujours être un peu en avance sur la production, enfin être en avance de pas perdre les pédales, parce que très vite, quand vous avez cette masse de travail gigantesque, que dans une journée vous devez travailler sur peut-être 5 épisodes en même temps, à des étapes différentes. Vous voyez, vous travaillez sur l'écriture de l'un, puis sur le storyboard de l'autre, puis sur la post-production, la musique ou les bruitages d'un troisième. C'est compliqué. Et donc, si vous avez lu tous les scripts, si vous avez fait votre version board de tous les scripts, vous savez qu'a priori, il n'y aura plus de problème. Et donc, moi, je dis toujours en réalisation, enfin de série, quand j'ai fini les versions board des épisodes, je suis pas en vacances parce qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est vraiment un moment, c'est vraiment une étape très forte de la réalisation d'une série. Et pour être bloquant, faut aller un peu parfois au combat. Voilà. Donc c'est là où avec la production ça peut fighter, parce que il dit bah non, on l'envoie pas. Ah bah si, on va l'envoyer. Ah bah non, on l'envoie pas. Ah si, on va l'envoyer. Parce que lui il dit la production, ou elle dit mais vite, parce que le planning, là je bloque un storyboarder, comment ça va se passer et tout. Et il faut avoir la force de dire bah oui, mais si je l'envoie comme ça va être plus de problèmes que si je l'envoie pas. Voilà. Donc c'est comme ça que le truc s'est fait. Question bête, mais la production d'un seul épisode de Kolyoko, pardon, ça prend à peu près combien de temps? 6 mois. Il y a l'écriture, ça dure à peu près 1 mois. En fait, à l'écriture, si je peux parler de juste la phase d'écriture, il y a 2 choses. Il y a l'écriture proprement parlée, c'est-à-dire le moment où l'auteur écrit véritablement, voilà quoi. Et ça dure pas si longtemps que ça. Enfin, c'est à peu près 1 semaine, un peu plus par étape. Et il y a 3 étapes en tout. Et puis après, il y a les temps de validation qui peuvent, eux, être assez longs. C'est-à-dire que la chaîne, surtout s'il y a beaucoup de coproducteurs, comme disait Jérôme, c'est-à-dire qu'il faut que chaque étape soit validée par l'ensemble des partenaires. Et donc, ça veut dire que les chaînes doivent valider, la production doit valider, les coproducteurs doivent valider. Et ça peut prendre du temps. Mais en gros, on essaye de faire ça à peu près un épisode en un mois. Et on en écrit plusieurs à la fois, évidemment. Donc voilà, D'accord. ça c'est pour l'écriture. Et puis après, alors le board, c'est à peu près 1 mois aussi, je crois. Et puis après, il y a la phase de fabrication. Après, ça revient. Il y a des fois des retakes, donc des Non, corrections. le board, c'est beaucoup plus long que ça. C'est plus 26 long que minutes. ça? Ah oui. Le board, c'est au moins, c'est entre 6 semaines, 2 c'est mois 8 peut-être, semaines non? pour avoir. Ah, 8 C'est 8 semaines. semaines, oui, donc c'est 2 mois. Ouais. En tout, c'est 6 mois pour faire un épisode on va dire, en rythme de croisière. Ah oui, 1 mois, c'est d'accord. pour un 13 minutes, effectivement. Mm. J'ai fait moitié moins. Et donc, du coup, oui, il y a Et l'étape. peut-être en escalier. Non, pardon, excuse-moi, je veux pas couper. Non, pas du tout. Désolé. Non, c'est juste que comme c'est 6 mois, mais tout est en escalier. Donc c'est Mhm. pour ça que je disais, si vous regardez un planning comme ça en escalier, et si vous prenez un jour comme ça, et vous voyez que vous travaillez en tant que réalisateur sur 5, 6 épisodes en même temps. Et donc D'accord. c'est pour ça que le temps d'écriture où on se posait avec Sophie, relire, commenter, viser chaque mot, chaque virgule, etc. est essentiel. Parce qu'une fois que vous avez ça, vous connaissez par cœur votre épisode.
par cœur, vous l'avez dans la tête. Et donc, on vient vous poser la question, mais là, il faut ils rentrent dans cette pièce, c'est quelle pièce, etc. Vous connaissez tout, en fait. Et donc, vous pouvez rapidement répondre aux questions, des questions que vous avez par dizaines chaque jour, évidemment. D'accord, oui, donc chaque épisode, en fait, je dis pour un épisode, mais en fait, c'est vraiment plusieurs épisodes en même temps sur 6 mois. C'est un escalier en fait. C'est la production, c'est l'écriture. Voilà, moi j'ai un nombre d'épisodes à faire valider par mois, à faire écrire, à faire valider par mois. C'est la tâche du directeur d'écriture, quoi. Et donc effectivement, bah voilà, tout est comme ça. Et donc pour le réalisateur, évidemment, c'est évidemment démultiplié, quoi. D'accord. Sur les scénarios, du coup, est-ce qu'il y a eu il y a eu plusieurs corrections? C'est combien de corrections un scénario? Il y a des Ah. versions qui ne sont jamais sorties ou des... Ah non, enfin à peu près tous les... En fait, donc comme je vous disais, sur chaque scénario, il y a 3 étapes. Il y a l'étape du pitch, prémisse, après l'étape du synopsis et l'étape de la version dialoguée. Donc la version dialoguée, vous voyez, c'est le script final avec les dialogues. Le synopsis, c'est l'histoire un peu rédigée comme une petite nouvelle. Et puis le pitch, c'est ce qui va faire le cœur de l'épisode. Et chaque étape est validée par tout le monde. Et donc, non, on n'a jamais, on a très rarement eu, il y a eu des fois des refus au pitch, mais assez rarement, peut-être par la chaîne, mais voilà, j'ai pas un souvenir de complexité à faire valider des pitchs. Et après, les étapes suivantes, non, tout a été globalement assez vite validé. On avait des retours de la chaîne, mais c'est vrai que je me souviens pas. Il y a des séries où ça a été beaucoup plus compliqué à faire valider que Code Lyoko, en fait, quoi. Donc ça se passait plutôt très bien avec le diffuseur. C'était France Télé et Canal J. Et Marion Aguès aussi, je crois. Vincent Demule, ouais. Ça se passait bien. Mais du coup, oui, ça se passait globalement bien. Donc, du coup, il n'y a pas eu un épisode, par exemple, sur lequel ça a vraiment été compliqué. Un épisode qui aurait été plus dur que les autres au niveau de la production. Non, de la production, oui, parce qu'il y a des épisodes qui sont plus difficiles. En fait, quand vous fabriquez l'épisode, il y a plein de problèmes de fabrication quand même. C'est-à-dire que l'anime, elle est pas bien. Voilà, donc il y a des tensions qui se créent à ce moment-là. J'ai pas d'exemple en tête, mais quand vous avez des choses maladroites, etc., que vous n'êtes pas content, que ça avait un budget, c'était pas un énorme budget de série, et donc on a délocalisé, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, il y avait beaucoup d'animations qui étaient faites en Chine. L'animation était faite en Chine. Entre Hong Kong et Shanghai. Donc là aussi, ça m'a permis de voyager, ce qui était sympa. Et d'aller voir les studios. On travaillait en partenariat avec eux, mais parfois, les équipes sont pas toujours bonnes, etc., etc. Donc voilà, la tension, elle venait plus de là. C'est quand la qualité est pas au rendez-vous et que vous dites avec Tania, on disait mais non, mais ça c'est pas possible, on peut pas laisser ça passer. Et donc là, il faut reprendre le plan, comment on fait, etc. Et donc dès la 2e saison, on avait 2 personnes qui était à plein temps en Chine, qui vivait dans le studio, en fait, qui dirigeait le studio, l'unité Code Lyoko, en fait, qu'on avait créé à Shanghai. Donc voilà, et à partir de là, ça s'est bien passé, on a gagné beaucoup de temps, parce que... Voilà. Et puis on faisait des boards... En parlant justement d'internationalisation de la série, donc vous avez dit que Code Lyoko saison première avait été un carton aux États-Unis, donc ça a aussi été de mémoire un succès critique en Espagne et en Italie. Quelles ont été les opportunités et les contraintes de cette diffusion internationale? On pense par exemple dans une vieille interview, vous aviez dit en 2007 que c'était les Américains qui ne voulaient pas que Ulrich et Yumi s'embrassent par exemple. Est-ce que vous avez d'autres exemples de contraintes, mais aussi, attention, d'opportunités qui vous ont été données par cette internationalisation? Je me souviens pas. L'opportunité principale, c'était que la série se poursuive, ça, c'est sûr. Si je l'ai dit, c'est que c'était vrai. Je pense qu'effectivement, il y avait une allergie aux bisous.
parce qu'on en avait, peut-être on en avait mis beaucoup, je sais pas. C'est possible, mais je me souviens pas d'avoir eu des contraintes liées par exemple à cet intérêt espagnol ou au succès en Espagne. Mais oui, après, il y avait peut-être des demandes graphiques. Il y avait je me souviens que il y avait des demandes au niveau de la technologie et du renouvellement des pouvoirs sur Lyoko des personnages. Et ça, c'était lié à des demandes sans doute de coproducteurs, mais aussi de toute façon pour que la série puisse rebondir et trouver avoir des nouveaux enjeux et des nouveautés en fait quoi. Donc peut-être tout ça a été mêlé en fait. Mais justement, en fait, vous aviez dit que les États-Unis avaient commandé la saison 2 avant la France. Ce qui a donné lieu effectivement à un découpage un peu aléatoire, enfin pas aléatoire mais assez atypique on va dire. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cet aspect-là? Qu'est-ce qui s'est passé en fait par rapport à la saison 3 qui fait 13 épisodes, la 2 qui en fait je ne sais plus combien? Comment ça s'est passé? Alors, surtout la 3 qui est courte, mais ils avaient commandé moins d'épisodes, tout simplement, non? C'est pas ça? Vous avez commandé 45 épisodes, je crois. Et en fait, ça faisait un truc bizarre. Ça faisait 30 et 15, non? 26, Alors, c'est ça. J'avoue que j'ai un petit trou. On est un peu perdu. Je sais pas non plus, c'était du 27 au 52, du 52 au 65, mais... Non, parce que 52, c'est ça, 52 ça, c'est normal, c'est 52, c'est 2 fois 26. Et après, il y a eu quelques épisodes dans la saison 3, moins que dans une saison normale. Il y a eu 13 épisodes, puis 30 à la fin. C'est ça, 30, voilà. 30 derniers. Ouais. Ouais, il y en a eu 30 et 15. Et alors, quand est-ce qu'il je vous avoue que ma mémoire m'échappe, c'est la vieillerie, ça, mais quand est-ce que la saison a été diffusée? En tout cas, je sais que la diffusion sur Cartoon Network a vraiment boosté la série et a provoqué vraiment le... Alors, est-ce que c'est entre la 2 et la 3? Non, je crois que c'est à la fin de la 1. Hein. C'est clairement à la fin de la 1, puisque en fait, on a écrit... enfin, tu as écrit avec l'équipe toute la backstory à ce moment-là aussi. Et donc voilà, donc c'était une énorme opportunité que les Américains, c'était rarissime en fait qu'une série française aille diffusée sur le territoire américain. Ça leur a beaucoup servi, je crois, d'ailleurs, en diffusion, parce qu'après ils ont lancé Ben 10 sur le créneau créé par Lyoko. Et donc on s'est fait un peu avoir, on va dire. Parce que et voilà, ils ont lancé leur propre série exactement sur le même créneau. Même s'ils avaient bien aidé voilà, la fabrication. Et puis en Espagne, on a une grosse communauté de fans en Espagne, en Amérique latine. Pourquoi la série marche à un endroit et pas à un autre, ou moins bien à un autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a eu une... Donc ça vous a permis plus de budget? Bien sûr. Bah, pas tellement, non. Pas tellement. Ah d'accord. On n'est pas d'accord. Non, quand même, le fait qu'il y ait du succès, ça permet de faire des nouvelles saisons, ça c'est sûr. Oui, quoi. ça permet de faire des nouvelles saisons, mais c'était quand même très contraint. Hein. C'était pas la fête complète en termes de budget. Il fallait vraiment travailler ça. Pour que l'on soit en création, etc. Parce que souvent, alors à l'époque, je m'intéressais moins à la production en termes de financement, etc. Mais je pense quand même que par exemple, France Télévisions, je suis pas sûr que France Télévisions ait donné la même somme que pour la deuxième saison que la première saison, si vous voulez. Très souvent, le diffuseur dit, ah bah vous avez déjà créé beaucoup de choses, donc je vous donne moins d'argent. Alors c'est pour ça qu'ils ne changent pas d'habit, par exemple. Ils changent pas d'habit. Oui, les fameux changements de vêtements. Ils sont toujours habillés pareil, voilà. Et donc on décide au début de la saison ce qui va changer, ce qui va pas changer, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, mais très souvent, non, les budgets sont encore contraints. Il n'y a pas de, c'est pas une explosion parce que la série est, c'est très cher à faire. Donc les producteurs, si vous voulez, ils essayent de rentabiliser l'investissement par vendre
le programme partout à travers le Mais monde. parce que vous avez volontairement, en fait, je pensais que ce découpage, il venait du fait que vous vouliez volontairement mettre plus de moyens sur la saison 4. Du coup, je pensais, quand vous avez commandé un nombre d'épisodes, que vous les aviez répartis à votre convenance entre deux Ah non. saisons pour pouvoir vous concentrer vraiment sur la 4, qui a beaucoup d'innovations graphiques, notamment. C'est pas du tout ni l'écriture ni la réalisation D'accord. qui gère le nombre d'épisodes par saison. Hein. Pas du D'accord, tout. d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis Ah. pas tout à fait d'accord. Bon, d'accord. D'accord. Ouais, tout à fait. Ok. C'est la création c'est la création qui a. Alors, il y avait un nombre d'épisodes un peu particulier, voilà, mais avec le spécial, ça faisait 45 épisodes, si ma mémoire. Ça faisait 13, 30 et 2 épisodes. Bon, Oui, enfin, peu la importe. genèse, oui, tout à fait. Oui, avec la genèse, oui. Donc, en fait, on avait le droit à 45 épisodes et on voulait créer des nouvelles choses. On voulait créer les véhicules, on voulait Oui. redesigner les personnages, etc., etc. Et donc, on a utilisé les 13 épisodes qui sont sur le même modèle que la 2 pour gagner du temps, si vous voulez. C'est-à-dire que D'accord. pendant qu'on fabriquait les 13 épisodes de la saison 3, on était en train de créer les nouveautés de la saison 4. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a fait une mini-saison, on va dire. Mais D'accord, bon, d'accord. après c'est pas nous qui avons décidé combien d'épisodes il y aurait à l'intérieur. Hein. Non. Ensuite, les 45 épisodes, mais les 13 épisodes, c'était quand même une demi-saison. Donc, c'était plus vendable à l'international parce que généralement, on vend des 13, 26, vous voyez, il y a 39. D'accord. Alors maintenant, on va se lancer du coup dans une partie que beaucoup de gens attendaient, à savoir des questions scénaristiques en suspens. Alors je vous rassure, je vous ferai pas le coup de vous demander dans quel épisode il y a eu ça et ça qui contredit ça et ça. Non, on va juste se pencher vers des petites questions un peu plus légères pour commencer. Alors une bonne fois pour toutes, à propos de votre personnage préféré, Sophie, parce que c'est Oui. Jim, votre personnage préféré. Est-ce que Jim est un menteur ou est-ce qu'il a vraiment vécu tout ce qu'il dit avoir vécu? S'il vous plaît, ça fait 20 ans, on a besoin de savoir avant de mourir quand même. S'il vous Alors, plaît. alors, juste pour donc Jim, j'ai retrouvé la liste de ces métiers que j'ai. Non, c'est Oh. vrai? Donc, Oh. je Vous pouvez nous pourrais la vous partager l'envoyer. peut-être? Oui. Je pourrais vous l'envoyer, Solva Alcaz, après. Donc, il a été Avec plaisir. égoutier, déménageur, minuteur dans un bataillon du génie avec le grade de caporal. Enfin, j'ai tout. Hein. Donc, Wow. cobaye volontaire pour la recherche spatiale, employé dans un hôtel psychiatrique, garde forestier au Québec. Donc, joueur de basket professionnel, pilote dans la RAF. Donc, évidemment, tout ça, pas forcément vrai. L'idée, en fait, l'idée que Jim ait eu est un passé mystérieux, enfin en tout cas étonnant, et qu'ils disent à chaque fois je préfère pas en parler, c'est né d'un gag de deux scénaristes, pour pas les citer, Jean-Rémy François et Bruno Merle, qui sont aussi les auteurs donc de Contact. Et en fait, c'était pour faire une blague dans un épisode sur le personnage de Jim, qui était aussi leur personnage préféré. Et partant de là, en fait, tous les scénaristes ont sauté à pieds joints sur cette idée qui était quand même très rigolote, parce que ça permettait de mettre de la comédie dans les scènes où Jim était là. Et en fait, comme vous l'avez tous vu, il s'avère qu'il dit qu'il est le roi du disco, mais il a réellement fait un film qui s'appelle Paco, le roi du disco. Donc il y a sans doute dans la backstory de Jim des choses vraies. Et puis effectivement, il y a beaucoup de On choses voit inventées. sans dans doute. l'épisode, alors moi je me souviens plus de l'épisode, honte à moi, il y a un épisode où il enchaîne en fait les anecdotes et on voit avec des dessins qu'il y a une version quand même qui est romancée, il y a la version qui est réelle. Donc au final, Jim, il dit souvent une base de vérité, mais souvent il enjolive les choses. C'est bien ça finalement. Tout à fait. Voilà, Et c'est ça, il ok. est un peu mytho, il est un peu mytho, mais Voilà, un peu. on Ok. pourrait imaginer qu'il y a des choses qui sont totalement vraies. Il a peut-être été cadreur à la télévision Tout à fait. et photographe de guerre, c'est possible. Merci beaucoup déjà pour cette première Et réponse. je vous enverrai la liste. Alors, une deuxième question maintenant, toujours un peu plus légère. Vous dites dans vos interviews, même les plus récentes, qu'on ne voit pas de baiser entre Ulrich et Yumi pour tenir le spectateur en haleine. Alors ça, voilà, on comprend tous très bien pourquoi. Mais bon,
comme Jim, ça fait 20 ans. Est-ce qu'au final, Yumi, elle a choisi, ou est-ce qu'on en est toujours aux ses copains et puis c'est tout? Est-ce qu'on pourrait avoir là aussi une réponse définitivement? Yumi, avec qui elle sort maintenant, 20 ans plus tard? Est-ce Non, qu'on mais peut savoir? Yumi et Ulrich sont super amoureux, c'est clair. Et ils ont du mal à se le dire, et à chaque fois, il se passe des choses qui fait que c'est que c'est compliqué pour eux deux, quoi. Mais pour moi, c'est un couple d'amoureux, C'est évident. c'est Roméo et Juliette, bien sûr, quoi. Donc Et, William ne vient pas jouer les troubles faits. Voilà, oui, ils sont... ah bah si, je viens jouer les troubles Non, oui, faits, mais bien ça- sûr. Mais elle n'a pas Mais, choisi William. Voilà, c'est ça qu'on... En tout cas, je pense que Ulrich, pardon, Ulrich, est vraiment l'élu de son cœur. Après, pour des histoires narratives, parce que comme vous le savez, en scénario, ce qu'on cherche avant tout, nous les scénaristes, c'est créer des problèmes, parce que sans problème, Créer il n'y a des pas problèmes, d'histoire. j'adore Et la ben, phrase. on crée des problèmes, donc ils doivent s'embrasser et toc, Sissi arrive, voilà. D'accord, ok. Alors justement, ça tombe bien parce qu'on va parler de Sissi. Sissi qui est l'archétype de la petite peste. Voilà, c'est la fille du proviseur. C'est archétypalement, c'est le personnage populaire qui va en faire voir de toutes les couleurs aux protagonistes qui sont un peu les nerds pas cool. Sauf que dans Code Lyoko, les nerds, c'est ceux qui sont cool. Et est-ce que vous pensez pas qu'ils ont été un peu trop durs avec elle, qui finalement veut juste faire partie du groupe, être leur ami, sachant que voilà, tout ça prend racine dans cette trahison dans le réveil de Xana, où on peut quand même argumenter que son choix d'avoir trahi les Lyoko guerriers, c'est le bon sens en fait, prévenir les adultes quand on a un groupe d'enfants qui jouent avec des Mais bien technologies sûr, expérimentales dans un bâtiment désaffecté. mais Est-ce c'est qu'ils n'ont tout, pas été un peu cruels? Oui, ils sont cruels, mais c'est pas comme si les ados étaient pas cruels, hein. Ah Et en plus, je trouve que c'est donner de la profondeur au personnage. Oui, c'est une espèce de cagole un peu nounouille. Et d'ailleurs, c'est Tania, elle devait être blonde au départ, et c'est Tania qui a voulu la faire brune, il me semble, pour pas qu'elle soit totalement stéréotypée, justement. Mais moi, ce que j'aime bien chez Sissi, je trouve que c'est un super personnage, c'est qu'elle n'est pas que ça. Elle est aussi, déjà, elle est très amoureuse d'Ulrich. Elle a bien du mal à l'exprimer de façon justement touchante ou quoi, parce qu'elle est ce qu'elle est, quoi. C'est quelqu'un qui a une allure à conserver, enfin voilà, un standing, mais je pense que c'est un personnage qui est assez complexe, et oui, les héros sont durs avec elle, mais en même temps, elle est bien relou, hein, aussi, quoi. Elle est bien relou, mais elle devient de plus en plus relou à force de se faire rejeter. Et d'ailleurs, quelque chose que je trouve assez terrible, c'est qu'elle traîne avec Hervé et Nicolas, les deux nulos, avec qui personne n'a envie de traîner, juste pour avoir des amis, ce qui est très triste pour elle et pour eux aussi. Mais vous avez jamais vécu ça? Enfin, moi, je trouve qu'il y a ça Ah dans si, ah non, mais c'est très réel, c'est très C'est réel. très vraisemblable. C'est très réel. Mais ça a été totalement inspiré par notre vie adolescente, hein, c'est-à-dire, on se souvient tous de ces espèces de trios infernaux avec effectivement une jeune fille qui fait sa loi auprès de tout le monde, et puis finalement on a toujours essayé de sauver tous les personnages. C'est-à-dire, il y a toujours un moment où les personnages ils ne sont pas tout à fait là où on les attend, et ils font des choses un peu plus exceptionnelles. Alors, petite anecdote très rigolote quand même, Nicolas et Hervé, c'est aussi le nom d'un tandem de scénaristes qu'on appelle Nico et Hervé, et qui existe dans la vraie vie, et ce n'est pas du tout fait exprès, et ils ont écrit sur Code Lyoko. Et si c'est ça, c'est pas totalement dingue, quoi, en fait. Vous les aimiez Et pas, on vous vouliez continue. vous venger. Je rigole, hein, je plaisante. Mais pas du tout, mais c'est vraiment très drôle, parce qu'on a créé Ouais. Nicolas et Hervé, et ils sont arrivés, et c'est Nico et Hervé, et c'est excellent scénariste Non, parce que avec qui on Arcas travaille. s'est quoi. pris de grande affection pour Sissi, hein, vraiment. Ah oui, D'ailleurs, oui. on a revu Oui. hier, en marge de la préparation, on a revu Faux Départ et Code Terre, et j'avais oublié que Ulrich manipulait Sissi en lui promettant de sortir avec elle pendant une semaine. Enfin, c'était atroce, ça. C'était wow. C'était particulier, quand même. Ouais, mais ils ont des problématiques qui les dépassent aussi un peu, quoi, évidemment. Ah là, c'est pas rien, quand même.
En tout cas, voilà, on va arriver maintenant à une question que moi je rêve de vous poser depuis que je suis très jeune. C'est une question qui est très importante pour moi, qui me touche vraiment beaucoup personnellement. On l'a dit en début d'émission, voilà, moi je suis gay et Code Lyoko a été très important pour moi parce que, comme beaucoup de garçons dans ma situation, je me suis par exemple beaucoup identifié à Odd de par sa voix, son style atypique. C'était même, je vais vous dire, une des théories les plus populaires sur internet, le nombre de fanfics qui racontaient comment Odd se découvrait bisexuel, voire carrément gay. Je voudrais avoir votre point de vue en tant que créateur. Est-ce que vous avez déjà pu envisager, parce que ça fait partie de la vie adolescente de se poser des questions sur sa sexualité, est-ce que vous avez déjà pensé que Odd puisse être bisexuel, voire carrément gay? Alors, tu veux répondre en Prums? Ouais. Alors, je trouve que une des problématiques merveilleuses de l'adolescence, c'est celle-ci. C'est le questionnement sur rapport à son corps et à sa sexualité. Et donc, pour moi, ensuite Sophie va répondre, mais pour moi, le personnage de Odd, à dessein, on a gardé l'ambiguïté parce que je trouve que ça symbolisait bien ça. Et en fait, il est joué par une comédienne, d'ailleurs, et pas par un garçon, qui est souvent le cas pour des jeunes enfants, enfin des adolescents. On prend souvent des femmes comédiennes qui ont des voix un peu plus avant d'avoir mué. Pardon. Et donc, je trouvais que c'était un truc génial, ça. Et ça, c'est vraiment Tania aussi qui a voulu garder ça, qui déjà l'a designé un être un peu androgyne, enfin, on savait pas, et garder ça tout en lui mettant des attributs de dragueur, de séducteur, alors qu'on ne sait pas s'il l'est vraiment, etc. Tout ça, moi, je trouvais que c'est vraiment... Et voilà, et Sophie et son équipe ont eu la délicatesse de garder ça en mouvement et en vie, et il n'y avait personne pour... voilà, puis nous, enfin, je veux dire, c'est des valeurs voilà, qu'on porte aussi, c'est-à-dire qu'il fallait... c'était important aussi, on parlait aux enfants, on parlait de tolérance, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde se pose des questions, voilà, et je trouvais que c'était vraiment important de garder ça. Et voilà, c'était pas plus assumé que ça sur le personnage en lui-même. C'est plus ambigu en fait. Oui, je pense qu'il y avait aussi une volonté de rester dans cette narration japonaise, comme princesse aussi, avec toutes les séries comme Princesse Saphir, où il y a comme ça des personnages ambigus, où le chevalier, comment il s'appelle, Lady Oscar, enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Et ça, ça allait très bien avec le style de Tania. Il y avait ce personnage qui collait très bien avec ça. Et puis, nous, on n'avait pas de directive particulière par rapport voilà, au personnage d'Odd. Et il n'y avait pas de militantisme, je dirais, sur son ambiguïté. Mais en revanche, nous, on a déjà, il fallait le mettre en marge d'Ulrich, donc on ne pouvait pas faire un doublon de personnage comme ça, comme Ulrich, et il fallait lui trouver une spécificité. Et cette ambiguïté, elle était parfaite, et c'est un personnage qui est très attendrissant parce qu'il est à la fois, il a beaucoup de pathos dans sa typologie et dans sa famille. Il est très drôle, donc il est intéressant à utiliser narrativement. Et puis il est très fort en même temps, c'est un très bon guerrier. Et puis en même temps, il a tout ce truc un peu mystérieux autour de sa séduction féminine. On ne sait pas si c'est vrai, donc il y a cette espèce de mystère. Mais la volonté de faire un personnage ambigu, ça c'est sûr, on a toujours eu. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Donc oui, on peut parfaitement l'envisager. Ah, tout à fait. Pour moi, c'est un personnage qui n'est pas très sûr encore de sa sexualité. Et puis, voilà, pourquoi pas, quoi. Merci beaucoup pour votre réponse, parce que c'est vrai qu'effectivement, dans les années 2000, c'était une question un peu, peut-être aussi un peu compliquée à aborder. Et aujourd'hui, ça s'abordait pas. Ça s'abordait pas. Voilà. Ça se réfléchissait pas, en fait.
Non, c'était pas une thématique, c'était pas un sous-texte qu'on devait mettre. Oui, bien Ou sûr, sur mais les, ça c'est le naturel. nous, on a écrit une série qui s'appelle Mécaniki avec Jérôme. On a travaillé sur cette adaptation et là, la thématique, c'est celle-là et c'est une thématique sur le genre et sur l'héroïne est gay ouvertement. Enfin, ça traite du sujet. Là, c'était pas le cas. Il y avait pas de sous-texte à défendre. Mais en revanche, on était et on s'en est même jamais parlé entre auteurs, clairement. Mais ce personnage, tout le monde l'a pris comme il était, et effectivement, avec toute son Oui, parce ambiguïté. que Et il a et été il y a des très gens qui pensent que inspirant. c'est une fille, hein, Oui, aussi. oui, tout à Ouais. fait. Vous vous souvenez dans l'épisode où je sais plus qui, Odd échange son corps avec Yumi, je crois, Ouais. et il embrasse Ulrich hein, dans Bah, cet bien sûr. épisode. Et Mais il dit ça même va que c'est cool, je crois me souvenir, hein, il me semble, je veux pas dire de Mais, bêtises. mais c'est vraiment un épisode de scénariste. Oui, c'est-à-dire les scénaristes, ce qu'on adore, c'est mettre les personnages dans les pires problèmes possibles et du coup générer des situations qui sont savoureuses, quoi. Et donc pour nous, c'est une situation savoureuse, c'est-à-dire que ça va obliger quand même Odd à embrasser Ulrich, ce qui est quand Parce même que d'ailleurs, ce qui est très, vraiment intéressant, quoi. ce qui est très impressionnant, c'est que effectivement, on a donc ce personnage avec ses attributs félins. Et en fait, dans l'animation japonaise, il n'y a que normalement des filles qui sont des entre guillemets ce qu'on appelle des catgirls. Odd était le tout premier, à ma connaissance, catboy entre guillemets de l'animation. C'est très impressionnant. Ben oui, C'est vraiment alors c'est impressionnant pas, c'est pas, vous avez pas fait exprès, je vois bien, mais Non. c'est impressionnant. Non, je pense que c'était tout s'est fait aussi par étapes. Comment le fait que vous saviez qu'il avait un pouvoir au début Le pouvoir d'anticipation, oui, comme vous Ouais, avez- qu'on a enlevé parce qu'il était trop relou à gérer. Je vous Et dis puis les choses bizarre, comme ça, il a pas de sens ce pouvoir-là en particulier. Et, C'est pour ça que et c'est pas perso. c'était très compliqué à gérer, et donc on l'a un C'est ça peu. qui est sympa aussi dans la série, c'est qu'on peut faire des repentirs, on peut se Ouais. tromper, changer un Ah, peu mais les choses, vous essayer avez- de rattraper les choses. Il vous a tellement dépassé ce pouvoir que vous avez juste réglé le problème en disant une phrase qui est ah, le pouvoir a disparu comme ça. Il n'y a même pas d'explication, Ouais. il est parti, il n'y a plus de pouvoir. Non, mais ça nous saoule. Ça saoulait tout le monde, ce truc-là. Et c'était compliqué à gérer, Ouais. ça faisait des paradoxes temporaux. Enfin, ça n'allait pas. Ça n'avait aucun Et, sens, ça n'avait aucun sens. Non, ça marchait pas, et ça arrive. Enfin voilà, il y a des choses comme ça, on fait disparaître, voilà, et puis au profit d'autres. Et moi, Hodge, je trouve que c'est un personnage formidable, quoi. Formidable. Il est à la fois hyper drôle. Enfin, c'est un personnage qui est tout le temps positif, qui est ultra fort au combat, qui pimente toutes les scènes. Enfin, c'est un personnage totalement. Ils vont tous très bien ensemble, la galerie de personnages. Et, Alors- et lui, il est particulièrement intéressant avec sa coupe là, vous voyez. Je vais vous embêter. Avec ses sœurs. C'est la première des filles et le dernier des garçons. Non, je sais pas comment dire. En tout cas, il a plein de sœurs, non? Il a combien de sœurs? Ouais, il a plein de sœurs, il a que des sœurs. En tout Ouais, cas, c'est génial. merci d'avoir répondu pour cette question encore une fois qui était vraiment très importante pour nous, pour notre communauté. Maintenant, je vais vous embêter un peu. Je vais faire un peu le fan un peu agaçant. À la fin de la saison 4, beaucoup de fans ont eu l'impression que vous aviez précipité la fin de l'histoire. Vous avez dit dans vos précédentes interviews, parce qu'on n'est pas les premiers à l'avoir relevé, que ce n'était pas le cas, qu'en fait vous ne vouliez pas d'un grand combat final virtuel parce que Jérémy était au centre de l'histoire. Ok, ça nous paraît être une très bonne raison. Néanmoins, le choix d'utiliser un système multi-agent qui n'est mentionné nulle part avant dans les épisodes qui précèdent le 94, ça ressemble un peu, ça pourrait ressembler à un Deus Ex Machina qui aurait pu avoir lieu à n'importe quel épisode. Est-ce que vous restez satisfait aujourd'hui de la fin que vous avez donnée à Code Lyoko à l'époque, ou est-ce que vous changeriez quelque chose aujourd'hui par rapport à cette intrigue finale? Voilà. Non. J'ai un tout petit Marabunta. C'est un système multi-agent, non? Tout à fait. Oui. Mais le système Agent, multi-agent non capable de détruire Xana, je veux dire. Oui, quand même, il y avait Oui, déjà- alors il y avait déjà-
c'est lié à la backstory, hein, ce système multi-agent, je tiens à le dire. Donc tout ça c'est pas un Deus Ex Machina complètement parce que il est lié au système même de Xana en fait, Xana étant un système multi-agent aussi. Là. Bon bref, moi j'adore que la série ait une fin. Je vois ce que vous voulez dire, Solva, dans le sens où il y a un événement qui semble un peu parachuté, quoi, comme ça. Mais en fait, la problématique qui nous intéresse, elle est moins technologique que humaine, en fait, quoi. Et ce qui est pour moi, ce qui m'a touchée dans la fin et que je trouve top d'avoir pu faire, en tout cas, c'est que eux, ils arrêtent d'être des héros et ils ont du mal à le faire et ils décident Bien sûr. d'aller vers cette fin, et comme je le dis sur Combini, là c'est la fin de l'adolescence, mais c'est vraiment exactement ça. L'épisode Souvenir est incroyable, hein. Vraiment, là je parlais du précédent, celui qui précède Souvenir, qui introduit la fin de Xana. Mais peut-être qu'au fond, la fin de Xana, pour vous, c'était moins important que, par exemple, conclure avec le magnifique sacrifice de Franz Hopper, qui, pour le coup, je trouve, est magnifiquement amené. Peut-être c'était plus important pour vous de faire comme ça, finalement, ce qui se comprend. Oui, je pense que enfin, pour moi, la vraie fin, c'est leur choix à eux par rapport à cette bêtise qu'ils n'arrêtent pas de refaire, c'est-à-dire de ne pas savoir comment fermer, comment éteindre le supercalculateur, quoi. Et donc, le rapport à ce statut de héros et au fait d'être marginaux et d'avoir un secret, et comment on fait pour arrêter et finalement aller vivre comme tout le monde sans avoir de secret et sans vivre des choses exceptionnelles. Et pour moi, c'est ça vraiment l'intérêt de la fin de Code Lyoko, quoi, en fait. Ça a dû être dur pour eux d'arrêter après toute cette vie palpitante, revenir à une routine. C'est la même chose dans le dernier Indiana Jones. Il y a quelque chose d'un peu similaire, hein, c'est-à-dire maintenant il est à la retraite et il se fait suer dans sa chambre de bonne, quoi. Donc c'est ça. Alors, deuxième question. Alors, là, ça va être un peu plus, du coup, on va dire... Voilà, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais plus jeune, que je traînais sur une communauté, d'ailleurs, qui a beaucoup contribué au fandom Code Lyoko, qui s'appelle codelyoko.fr, j'avais entendu quelqu'un dire que à l'origine, vous aviez des plans pour faire un réplica volcan, pour faire revenir William du côté des Lyoko guerriers, de le faire partir à l'aventure comme ça. Et tout ça, c'était inspiré du jeu Wii. C'est ce qu'on voit dans le jeu Wii de Code Lyoko. Et en fait, toute cette rumeur, elle part d'un mystère qui, pour nous, reste non résolu aujourd'hui. Quelle est cette navette du skid supplémentaire qui a tant déchaîné les passions parce qu'il y avait une navette en trop du skid Bladnir? Donc, expliquez-nous d'où ça vient, cette navette en trop. Je ne sais pas. La navette en trop, je ne sais plus. Je pense que c'était pour Elita, non? Non, je pense que c'est un truc, c'est un bug, je pense. Non, je suis désolé d'être aussi... il y avait une navette en trop dans le skill Bladnir. Il y avait une navette en trop et ça a déchaîné les passions. Ça, je vous promets, c'était pour tout le monde. Non, mais elle était prévue pour quelqu'un. Elle était prévue forcément pour quelqu'un. Bah, pour tout le monde, c'était la preuve que oui. Il y avait un cockpit plus 4 navettes. Mais ou alors moi je pense que c'est un bug de graphisme ou alors non, forcément pas. Non, il y avait forcément une idée derrière. Les bugs de graphisme n'existent pas. Parce que là, vous nous confirmez que vous avez jamais changé vos plans par rapport à William. Vous avez jamais voulu le faire partir avec le skid, avec les autres. Il le sauve dans un réplica, il le ramène dans le skid de tous les 4. Ça a jamais été un projet pour vous qui expliquerait cette navette. Parce que je vous promets, hein, ça a déchaîné les passions, hein, mais vraiment. Hein. Bon, alors on va se repencher sur ça et vous faire une réponse. Mais il faut qu'on... vous faire une réponse, mais je pense que vous avez raison, Salva. C'est sans doute l'idée qu'il y avait peut-être possibilité pour William d'être à l'intérieur. Oui, peut-être que comme vous avez dû designer le skid avant le début de la saison 4, vous aviez peut-être pas la vision de la fin de la saison 4 et vous avez prévu ça au cas où. Pour moi, c'est une raison tout à fait cohérente, hein, bien sûr. Tout à fait possible. Tout à fait possible. Ouais, tout à fait possible, puisque William arrivait. Effectivement, c'est sûrement ça. Vous avez sûrement raison. Alors, bon, voilà, désolé d'avoir c'est pas un bug de graphisme. Hein. Alors, désolé d'avoir un peu tourmenté avec cette question. Hein, voilà. Promis, c'était la dernière. Pas la dernière question.
pas la dernière question, mais la dernière un peu embêtante. Non, là, une question plus générale auquel vous avez un peu répondu aussi, mais là, vraiment, on va aller au fond du sujet. Pourquoi vous avez choisi de mettre un point final après la saison 4, alors que Code Lyoko était au sommet de son œuvre? Vous avez cité dans vos interviews précédentes que les diffuseurs n'avaient pas envie d'une suite, mais pourquoi en fait? C'est rare qu'un diffuseur n'ait pas envie de faire une suite à une série à succès, d'autant qu'il était question de produire plusieurs films autour de la backstory de Franz Hopper, sous le nom je crois de Code Lyoko Reloaded, ce qui avait été confirmé par Nicolas Atlan en 2008. Alors pourquoi est-ce que tout ça s'est arrêté à ce moment-là au sommet de l'œuvre de Code Lyoko? Dans mon souvenir, effectivement, les producteurs, les diffuseurs avaient plus envie enfin, France Télévisions voulait plus investir. Alors, est-ce que je pense que c'est lié aussi à un changement de direction chez France Télévisions. Ouais. Je crois pense que c'est ça. à cette époque que F part. Donc, quand il y a un changement de direction jeunesse, très souvent, les projets, voilà, il y a des projets qui se renouvellent pas. Par exemple, quand on a travaillé sur Sherlock Yak pour TF1, on était pile poil aussi à un changement à la fin, alors que la série marchait très très bien et était vraiment super. Il y a eu un changement de direction et donc elle n'a pas été renouvelée. Donc je pense que ça a beaucoup joué, ça. Et puis il y avait déjà eu 97 épisodes. Bien sûr. Donc bon, je pense que les diffuseurs ont dit un peu aussi, il en faut pour les copains, quoi. Mais ce serait pas la première fois qu'on voit un concept étiré jusqu'au bout. Et au final, tant mieux que ça ait peut-être pas été le cas, hein, d'une certaine façon. Mais c'est vrai que c'était surprenant, alors que la série était vraiment au sommet de son œuvre, la saison. Je crois, hein, parce que j'étais petit, moi j'avais 8 ans. Donc peut-être la saison 4 était pas aussi folle que ça. Mais enfin, moi de mon souvenir, c'était un phénomène quand même, la saison 4. Bah si, mais je pense que ouais, c'est ce que dit Jérôme, et puis justement parce on avait compris que ça allait pas être renouvelé, on a décidé de faire une fin de série, quoi. Et ça, moi j'ai trouvé ça super de Vous pouvoir l'avez faire ça. su à partir de quand que ce serait la dernière? Au tout début de l'écriture? Au milieu? Au début de l'écriture, on le savait déjà. Ouais, on savait que les 45 épisodes allaient se terminer, voilà. Donc, il y avait la genèse, et les 13 puis 30, on savait déjà. Alors à ce propos, deux dernières petites choses. Qui a eu le génie d'écrire la super dernière réplique de Jim pour clore la série en saison 4? Est-ce que vous vous souvenez de ça ou pas du tout? Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'était quoi Qu'est-ce qu'il dit? C'est une question qui m'a été demandée par la communauté, voilà. Mais il dit quoi? Je me souviens. Alors, vous prenez en défaut mon organisation parce qu'on m'a transmis cette question et j'ai oublié d'aller chercher la citation exacte. Donc, ce sera un peu compliqué de répondre, j'en ai peur. Alors, est-ce que le chat peut nous transmettre la phrase, s'il vous plaît? Je suis sûr qu'il y en a qui Souvenir, c'est dans Contre-Attaque. Je pense, ouais. Dans Souvenir. Ouais, ça doit être dans Souvenir. Alors, je vais aller regarder. Parce que j'ai. Alors, en attendant que quelqu'un dans le chat réponde, la deuxième question. Il dit je préfère pas en parler. Ouais. Ah oui, évidemment. Ah bah voilà, alors alors qui est l'auteur de... c'est moi qui ai écrit ça. Avec Bruno Regès. Donc voilà. D'accord, ok. Et enfin la dernière question. Je pense que le préfère pour en parler, c'est toi. Oui. Est-ce qu'il existe des concepts entre guillemets secrets de Jérémy sur Lyoko? Parce que la seule chose qu'on sait, c'est que apparemment il est pas beau sur Lyoko. Oui. Est-ce qu'il existe des concepts par Tania Palumbo ou quoi, de à quoi il pourrait ressembler sur Lyoko? Ça je sais pas. Oui. Bah oui. Oui. Ça ne même pas. Vous l'avez? Non, je l'ai pas, hélas. Non. Je l'ai pas, mais je peux. Mais il y a eu évidemment une recherche. Ah, pitié, retrouvez cela. Au nom de toute la communauté, retrouvez ça, je vous en prie. On veut tous voir. Ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vachement bien qu'ils puissent pas y aller, quoi, en fait. Ah, je sais pas. Moi, j'aime bien avoir l'idée d'à quoi il ressemble, quand même. J'avoue, j'aime bien. Je crois, on a travaillé sur la question. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'on savait que finalement... D'accord. En fait... C'est une histoire financière, vous savez. Hein. Une histoire de coût, il y a une histoire de coût aussi, ouais. De créer un personnage en 3D, c'est très cher. Et donc si on l'utilise pas tout le temps, c'est pas très rentable, on va dire, malheureusement. Et puis ça donnait quelque chose d'assez marrant quand même. De pas le voir. Oui, non, bien sûr. Ouais, là, ça tease, évidemment. Ouais, ça tease. Alors maintenant, on va parler
Alors là, c'est parce que je suis un peu spécialiste de la question scénario, c'est pour ça que je monopolise un peu la parole par rapport aux autres intervieweurs, pardon. Alors je vais parler d'une époque un peu sombre, qui est Code Lyoko Evolution. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Code Lyoko Evolution, c'est une suite à Code Lyoko lancée par Moonscoop en 2013 avec des prises de vue réelles. Alors à l'époque où cela a été annoncé, beaucoup de gens n'ont pas compris ce que signifiait prise de vue réelle. Je me souviens de grands débats sur les forums. Est-ce que c'était une façon de dire qu'il y aurait de la 3D dans la 2D? Enfin voilà, personne comprenait et au final, c'est de véritables acteurs qui ont pris le pas sur le dessin animé et de nombreux fans ont été à ce moment-là particulièrement choqués par ce changement de direction artistique. Et alors, une première question, Sophie Descroisets, Jean Mouscadet, vous avez été associé au début au projet de Code Lyoko Evolution, mais vous avez quitté en raison de désaccords avec la production de CLE, justifiant par exemple la simplification de la série sur de nombreux aspects complexes, alors que l'équipe de production de CLE, eux, vous accusait justement de grosses incohérences scénaristiques. Peut-on en savoir plus sur les désaccords qui vous ont amené à quitter le projet CLE, s'il vous plaît ? C'est-à-dire que nous, on a écrit une Bible, donc une continuité, dans la continuité de ce qu'on avait déjà écrit pour Code Lyoko Evolution. Et puis, il y a eu un directeur d'écriture qui est venu, qui était plus spécialiste justement de la vue réelle, donc de la fiction que moi. Et à partir de ce moment-là, effectivement, ça a tiraillé parce que ils ont voulu simplifier le concept qu'on avait mis en place pour justement qu'ils trouvaient trop compliqué, alors que on leur expliquait que tout l'intérêt de Code Lyoko, et comme on l'a évoqué plus tôt, c'est justement la complexité de son concept et de sa backstory, et justement le fait que ce soit une série geek. Donc on s'entendait pas en fait sur ce point-là, c'est-à-dire que nous on voulait continuer à raconter le concept tel qu'on l'avait élaboré, et puis de l'autre côté on voulait simplifier les choses. Et donc on s'est retiré parce que on sentait qu'on n'allait pas pouvoir raconter comme nous on le souhaitait les choses. C'est vraiment c'est pas plus compliqué que ça. Et après moi je trouve que je suis pas très convaincue par Code Lyoko Evolution, quoi. Voilà. Oui. Est-ce qu'ils ont Je au pense moins que gardé Non, mais là, pour le coup, pour moi, c'est un peu une cata. C'est-à-dire que là, pour le coup, la prod a pris le contrôle, alors que jusqu'à maintenant, et la chance qu'on a eue sur Code Lyoko, c'est que c'était l'artistique qui prenait le contrôle. On a un artistique et un éditorial et une réalisation consciente des contraintes. Je veux pas dire, voilà, on fait pas n'importe quoi et tout, mais à partir du moment où la prod prend le contrôle, ça marche plus, quoi. Mais Il faut qu'il y ait un que- tandem, en tout cas. est-ce que vous avez Et là, eu- ça marchait pas, en fait. Et en plus, juste pour finir, tu vois, l'environnement pour faire du live de la vue réelle jeunesse, ce qu'on appelle la fiction jeunesse en France, c'est assez compliqué parce que on n'a pas de très bons acteurs, on n'a pas de très bons comédiens jeunes, contrairement aux anglo-saxons. Et voilà, et donc il faudrait des budgets beaucoup plus importants pour qu'il y ait beaucoup plus de répétitions. Mais est-ce Donc que voilà, vous donc avez, ça marchait pas et c'est très mauvais. vu que vous aviez eu une relation de travail productive avec les frères Di Sabatino, est-ce que vous avez déjà pu leur demander pourquoi avoir choisi les prises de vue réelles? Enfin, cette idée paraît... ça paraît un peu lunaire, pour être honnête. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont En fait fait, ça? non, moi je trouvais ça vachement intéressant. Ah Je oui trouvais ça vachement intéressant de le faire. d'accord. Non, le pense que principe ça- était intéressant. Le D'accord. principe de faire Ok. une adaptation en vue réelle, pourquoi pas? Enfin, c'est comme Batman, quoi. Au début, c'est pourquoi pas, quoi. Mais le problème, nous, ce qui nous a fait partir, c'est pas l'idée que ce soit en vue réelle, c'était que le concept s'éloignait de ce que nous, on avait mis dans Code Lyoko et qui nous tenait particulièrement à cœur. Comme je disais, tout cet aspect ultra vraisemblable de la technologie, voilà, de cette série geek qu'on avait fabriquée, quoi. Et puis effectivement, très concrètement, à un moment, le directeur d'écriture a corrigé un script et m'a dit t'écris pas du Code Lyoko. Et là, je dois dire que j'étais un petit peu déstabilisée, quoi. Ah Parce oui, que oui, c'est particulier ça, effectivement. Est-ce qu'ils ont au Et moins puis gardé voilà, on a certaines de essayé vos de- idées?
Le concept, oui, je pense qu'il y a. J'ai pas trop regardé, hein, pour tout vous dire. D'accord. Mais je pense que le concept reste le même. Et puis, Non, non, ça a changé sur les attaques de Xana, etc. Non, non, oui, voilà, ils avaient tout il y a eu beaucoup de simplifié. simplification. Ils La- avaient tout simplifié. Ils voulaient tout simplifier, la désactivation des tours. Tout ce qui faisait la saveur du concept a été raboté, donc ça ça veut marche dire que pas. vous C'est très n'approuvez dommage pas parce que le. nous, on avait des. Non, j'allais me Pardon. dire pour Pardon. la blague, est-ce que du coup vous n'approuvez pas que tous les Lyoko guerriers puissent taper le code Lyoko par exemple? Bah non, pas du tout. Oui, non, mais c'est une blague évidemment que vous n'approuvez pas, c'est une boutade évidemment. Pas du tout, ça marche pas du tout. Non, mais rien ne marche et c'est très mauvais. Donc on est d'accord que C'est une cata. le développement autour Cata de de Cortex, production, et d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Ça ah, n'a pas tout à fait. fonctionné et ça fait partie aussi du moment de Moonscoop. Ça Mais est alors, un peu. Voilà. Le C'est un peu développement de Cortex, de toute la backstory autour du projet Carthage n'est pas de vous, hein, c'est bien ça, hein, c'est vraiment pas vos Non. idées qui ont été. Ok, d'accord. Du coup, pour continuer un peu sur cette question, la série CLE, du coup, comme vous venez de le dire, a reçu un accueil critique extrêmement défavorable. Vous étiez pourtant ceux qui ont donné le plus de vie à Code Lyoko originellement, avec bien sûr Tania Palombo et Thomas Romain. Est-ce que cet échec vous a donné le sentiment en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, et là c'est vraiment une question personnelle, hein, que votre bébé a été malmené? Est-ce que c'est quelque chose qui, genre, ça vous a travaillé la nuit, vous étiez là un peu... Ah bah oui, au moment où moi je suis partie, j'étais quand même pas contente, j'étais très triste et puis même si moi, ouais, comme je vous le disais, je suis pas l'auteur du concept non plus, donc mais c'est vrai que moi j'avais le sentiment de pas comprendre comment quelqu'un pouvait me dire le dialogue de Odd, c'est pas Odd alors que c'est moi qui ai donné avec mon équipe Ouais. d'auteurs la façon de parler de Odd, c'était nous qui l'avions décidé, donc oui, il y avait quelque chose d'un peu étrange. Mais après, en fait, pour moi, Code Lyoko Evolution, pour moi, c'est pas Code Lyoko. Voilà. Donc justement, c'est la dernière question que je vais vous poser. On est d'accord, du coup. Aujourd'hui, Code Lyoko Evolution, de votre point de vue, il ne faut pas le considérer comme officiel, comme canon. à l'histoire. C'est une sorte de pas de côté, mais pour moi, s'il y avait une suite à Code Lyoko, Code Lyoko Evolution n'entrerait pas en ligne de compte, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, mais c'est pour moi. Ah non, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ça C'est une rentre pas du tout en ligne de compte. Importante. On avait très envie on avait des envies de. Moi, j'avais des grosses envies de réalisation. Ça m'intéressait de passer la vue réelle. Ça m'intéressait de faire des effets spéciaux Et on n'a ni eu les moyens, ni eu l'environnement de production susceptible de permettre ça. Et j'ai très vite senti qu'on allait être mis sur le côté, quoi. Et donc voilà. Et on est parti et ils ont fait la chose. Et puis c'est. Merci. Comme quoi. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors maintenant, on va rentrer dans la dernière grande partie de cette interview. À savoir, je voudrais quand même vous féliciter parce que ça va, on est dans les temps, tout se passe plutôt bien. Donc cette troisième grande partie s'intitule Code Lyoko, Jérôme Muscadet et Sophie de Croisette 20 ans plus tard. Et on va entrer du coup dans un nouvel axe que Alkaz va introduire. Oui, du coup, un nouvel axe qui parle de ce qui s'est passé pour vous après Code Lyoko. Vous avez été indépendants l'un de l'autre comme une paire de chaussettes. Vous avez chacun suivi votre route, mais vous êtes retrouvés plusieurs fois à travailler sur les mêmes projets à travers la société Dada Animation. On peut penser à Heidi, à Maya l'abeille. Est-ce que vous êtes retrouvés par le fruit du hasard ou est-ce que c'est un duo créatif qui a subsisté après la saison 4 de Code Lyoko ? Non, on est un duo, on a fait des travaux séparés, mais on est quand même, on essaye de travailler ensemble parce qu'en fait, quand on travaille ensemble, ça se passe bien, maintenant on se connaît bien, je sais ce que Jérôme attend au niveau de la réalisation, il sait ce qu'il peut me demander au niveau de l'écriture, on a confiance
au niveau du travail, voilà, si je lui fais lire quelque chose, je sais que j'aurai un retour critique ou positif, en tout cas comme je l'attends. Enfin, on a mis en place une méthode de travail qui est très efficace, comme Jérôme le racontait. Donc, on s'arrange quand c'est possible pour continuer à travailler ensemble. Après, moi, j'ai dirigé Lulu Vroumette, c'était avec d'autres réalisateurs avec qui je me suis d'ailleurs aussi très bien entendue. Mais c'est vrai que voilà, on s'est retrouvés. Après, le monde de l'animation, c'est pas non plus le monde de la banque. Hein. C'est quand même, il y a quand même, c'est plus petit. Donc, on arrive finalement assez vite à se retrouver. Et voilà, mais c'est vrai que puisqu'on travaille bien ensemble, on essaye de se retrouver et de pouvoir continuer à travailler ensemble. Et en plus, on a effectivement monté une société avec d'autres partenaires pour justement continuer à avoir cette émulation et à créer des choses dans la même ligne, quoi. Voilà ce qu'on sent. On a le même sens artistique et les mêmes envies artistiques aussi. Donc, D'accord. Comme une paire de Jérôme, chaussettes, vous voulez comme a dit compléter Alcaz. c'est une paire de Oui. chaussettes, mais qui sentent très bon. Oui, vaut mieux. Voilà, D'accord. je sais pas si Est-ce que Jérôme voulait compléter ou... Non, oui, moi, en fait, j'ai fait plusieurs séries, effectivement, après. On a travaillé ensemble tout le temps. Enfin, moi, disons que le temps de gestation d'une série est plus long que pour une direction d'écriture, de réalisation, je veux dire. Le Mhm. réalisateur, il commence la série, puis il la finit. Il est un peu le dernier à fermer le studio. Donc, effectivement, Sophie, elle a fait plusieurs choses pendant que moi, j'ai fait moins de réalisation, parce que c'est plus long. Mhm. Mais souvent, enfin, j'ai essayé que Sophie qu'on travaille ensemble parce que je vous dis, le tandem réalisation, direction d'écriture est un peu le showrunner d'une série, en France en tout cas, et c'est hyper important. Une fois que vous avez trouvé ça, il y a une complicité, il y a des références communes, vous aimez le même genre de choses, la même façon de raconter des histoires aussi, c'est-à-dire que, et voilà, et donc moi D'accord. j'ai toujours souhaité travailler avec Sophie, même si ça m'est arrivé effectivement de travailler avec d'autres directeurs d'écriture. Mais on a toujours fait des bonnes. Je suis toujours content de ce qu'on a fait avec Sophie. C'est-à-dire, je suis toujours les séries qu'on a faites ensemble. Donc Maya l'abeille, c'était la deuxième saison. Hein, c'est pas la première qui était un peu D'accord. compliquée. Et qui s'appelle Maya l'abeille et ses amis, qui est une saison de 52 x 13 très mignonne et vachement marrante. Et voilà. Heidi aussi, c'était un autre défi, 39 épisodes, feuilletonnant même avec enfin, oui, très semi-feuilletonnant, on va dire. Voilà, et puis on a d'autres projets aujourd'hui au sein de notre studio d'animation, et Mhm. voilà. D'accord. Ça, on va y venir. Juste entre-temps, je veux revenir sur les projets que vous avez eus indépendamment l'un de l'autre. À commencer par Sophie, du coup, entre 2000, enfin, vous avez travaillé sur l'écriture de votre première série filmée en prise de vue réelle, Demain on nous appartient, Ouais, diffusée entre 2017 et 2018. En 2019, vous avez scénarisé votre premier long métrage avec Vic le Viking. Et ouais. vous avez travaillé récemment sur un court métrage avec Quentin Augier, Contagion ou Confond ta Fagion-Fion. J'ai Ouais. travaillé la prononciation. Oui, bien joué. Et, et de votre côté, Jérôme, on sent qu'il y a aussi une diversification au niveau des formats, avec votre participation du coup à Heidi le film, qui était diffusé en 2018, du coup, qui est un long métrage, la réalisation d'une web-série, Les questions qui font mouche, qui est du coup une web-série qui utilise des techniques un petit peu particulières de collage, enfin de photomontage. Je ne saurais pas, vous me direz ce qu'est le bon mot, en tout cas diffusé entre 2021 et 2022, et la réalisation en cours d'un long métrage d'animation qui est adapté de la comédie musicale Le mystérieux voyage de Marie-Rose. Pour vous deux, c'est des projets qui sont assez atypiques quand on regarde vos carrières sur le long terme, puisque vous êtes éloigné soit de la forme sérielle, soit du format animation. Est-ce que c'est un tournant de carrière qui est voulu? Est-ce que c'est la marque d'une plus grande liberté, une envie de tenter de nouvelles choses? Ou est-ce que juste ça s'est fait comme ça, sans trop y réfléchir? Alors, moi, je dirais que au niveau de l'écriture, mon cœur de métier, ça reste quand même la série animée. C'est-à-dire, je connais très bien le public jeunesse, le public des enfants. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir
des idées et des envies d'écriture pour autre chose, quoi, pour d'autres publics ou d'autres formats. Le court-métrage, par exemple, avec Quentin, c'est vraiment l'occasion qui fait de la ronde, je dirais, c'est-à-dire que c'est un copain comédien qui me dit je veux participer au Nikon, j'ai une idée mais je sais pas comment la développer, j'ai écrit ça avec lui et voilà, ça s'est fait. Ça rejoint aussi des choses que j'ai faites bien avant, puisque comme je vous disais, j'étais script dans des équipes effets spéciaux il y a très longtemps. Enfin voilà, donc en fait, on a un savoir-faire et puis on peut le décliner. J'ai aussi écrit pour l'édition, j'ai écrit des livres pour enfants, mais la ligne principale, ça reste quand même l'animation. Après, d'écrire du long métrage, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Comme vous le disiez, Alcaz, le changement de format, c'est une façon de se renouveler, puis de retrouver de l'énergie et de l'envie, quoi, en fait, c'est ça aussi. Donc voilà, mais le métier profond, trouver une idée, le développer, l'écrire et trouver la bonne histoire pour mettre en valeur l'idée initiale, ça reste quand même toujours la même activité d'une certaine façon. D'accord. Et vous, Jérôme En fait, moi, l'idée ça m'intéresse de changer de technique, d'expérimenter des différentes techniques. Et dans mon parcours, j'ai fait plusieurs techniques différentes, de la 2D, de la 3D, de la 2D numérique avec Sherlock Yak, la web série à laquelle vous faisiez allusion, ça s'appelle celle de puppeteering, c'est-à-dire des marionnettes un peu créées avec un mélange de photos et de dessins. Aujourd'hui, je fais du temps réel, c'est-à-dire du temps réel. On fait de la 3D avec des moteurs temps réel, des rendus temps réel. Donc j'ai toujours aimé la technique, et quand je suis arrivé sur Colyoko, même j'ai été, je pense, un des premiers à faire de l'animatique. Avec After Effects, avec Premiere, etc. Et j'ai toujours aimé ça parce que je pense que la réalisation, c'est aussi une affaire technique, notamment dans l'audiovisuel. Je dis souvent que quand les peintres ont eu des tubes de peinture à l'huile, quand les tubes de peinture à l'huile ont été inventés, ils sont sortis dessiner, peindre ce qu'on appelle sur le motif, ça a donné des impressionnistes, et ils sont sortis des ateliers. Et nous, c'est un peu pareil, c'est que la technique, elle génère des choses. Donc j'aime bien changer de technique, d'écriture, toujours avec une attention à ce qu'on raconte, et avoir du sens. Et puis aussi le fait de créer le studio, de voir aussi l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire savoir comment on produit, comment on fabrique, comment on finance, comment on arrive à monter des projets. C'est aussi une idée de liberté, de dire tiens, je vais essayer d'avoir un outil de travail qui me permet de créer des projets perso. Et enfin, le dernier point qui m'a conduit à tout ça, c'est aussi de vouloir faire un long métrage d'animation. Parce que mon écriture, c'est vraiment... l'animation, c'est pas un genre, c'est une technique. Donc, pour moi, l'animation, c'est une manière de s'exprimer. Et j'aimerais bien qu'on arrive avec Sophie, enfin, enfin, elle a déjà réussi, mais moi, j'aimerais bien réaliser un film. Et puis, peut-être que là, oui, il y a une possibilité. Mais bon, les choses prennent beaucoup de temps. Il y a une certaine magie, et c'est pour ça que Lyoko, c'est aussi assez magique. Il y a une certaine magie dans les choses qui se font, les projets qui se montent et d'autres qui se montent pas, alors que vous pensiez que c'était fait. C'est les hasards des choses et de la vie, quoi. Faut pas continuer à avancer et à faire. D'accord. Alors, je peux pas m'empêcher de prendre une petite tangente. Vous avez évoqué les moteurs temps réel, donc si je comprends bien, c'est tout ce qui est Unity, moteur qu'on utilise pour les jeux vidéo. Pour vous, c'est l'équivalent d'un pot de peinture, d'un tube de peinture du 21e siècle? Oui, un peu. Mais en tout cas, je veux dire, la technique est consubstantielle du métier de réalisateur, je pense. Alors, il faut pas le pousser trop loin, il faut réussir à trouver le bon équilibre, si vous voulez. Mais des réalisateurs comme James Cameron sont des fous de technique.
c'est l'éthique qui viennent de la technique en fait. Alors lui, il pousse très très fort le bouchon, et puis il y a des gens qui le poussent un peu moins et qui sont beaucoup plus du côté mais je connais pas tellement de réalisateurs qui aiment pas, et surtout en animation où c'est de l'image fabriquée, qui n'aiment pas voilà, s'intéresser, enfin en tout cas qui s'intéressent à comment on fait des images, quoi, comment on fait les images. On est obligé de s'y intéresser, savoir D'accord. comment on les fabrique, parce que c'est là où on trouve voilà, des styles différents, des façons de. C'est un peu de la cuisine, hein. Chaque œuvre, chaque série est un prototype un peu. Voilà. Donc pour vous, chaque technique, plus qu'un domaine où on est expert et puis on fait ce qu'on sait faire, c'est plutôt des domaines à explorer au fil de la vie. Voilà, exactement. C'est D'accord. des Bien. domaines à explorer. Tout à l'heure, Solva a parlé de Dada Animation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Da- Dada Animation, c'est la société que après, en fait, le studio dans lequel on a travaillé sur Heidi, Maya et Vic le Viking a fermé. Studio 100 d'animation, et on avait formé un petit groupe à l'intérieur de gens ayant les mêmes ambitions et les mêmes affinités, et donc ensemble on a décidé de s'associer et de monter une société, Dada Animation, avec comme objectif de créer justement en utilisant les nouvelles technologies et en essayant de trouver des nouvelles passerelle, voilà, entre les nouvelles technologies et l'animation. Voilà, à toi Jérôme. Non, mais on a monté un studio qui justement utilise ces nouvelles technologies, les explore vraiment le temps réel. On regarde ce que fait l'IA aussi, mais avec beaucoup de parcimonie, d'éthique et de précaution. Et puis plein de techniques différentes, comme on a utilisé justement pour la web-série, voilà. Et avec l'idée de faire des projets de qualité, et de décloisonner un peu l'animation. Et aujourd'hui, on travaille pour la télé, on travaille pour des séries, on travaille pour du film, on travaille aussi pour du documentaire, on travaille pour des expériences immersives. Et aujourd'hui, c'est possible de faire ça. C'est-à-dire, alors que quand j'ai commencé, ça l'était pas, mais des moteurs temps réel du jeu vidéo, par exemple, pour lequel on peut fabriquer des images qui passent à la télé, permettent aussi, évidemment, qui sont nativement pour le jeu vidéo, de faire de l'interactivité, du jeu vidéo, des expériences immersives en VR, des choses comme ça. Et donc, je trouve que c'est une période passionnante, en fait, de nos métiers. Parce que techniquement, on est en train de vivre une révolution. Alors, il y a des difficultés et tout, mais c'est un moment assez génial, hein, un moment assez génial pour la création, je pense. Et puis, ça va aller de plus en plus vite. C'est-à-dire que bientôt, les créateurs pourront à peu faire, et ils le font déjà, hein, des films entiers et proposer des visions, etc. Alors, il faut quand même garder à l'esprit que voilà, que l'histoire de l'art, un récit, ça se construit, que voilà, c'est pas n'importe quoi, mais globalement, la facilité de création, c'est génial. Oh. Génial pour tout Oula. le monde qui va On a un petit problème de Jérôme, son, on ouais. t'entend moins bien là. Ah bon? Oui, Ouais. ah c'est mieux, oui. Voilà. C'est mieux, ça doit être Non, mais j'ai peut-être dû. C'est mieux là, non? Oula, Ouais, là, c'est mieux là? C'est beaucoup Là, mieux. c'est très fort. Là, c'est très fort. Ouais, Là, juste c'est au bien. milieu et ce sera très bien. Ouais. Ok. Ah ouais, c'était mon micro, j'ai dû l'éteindre sans Non, c'est la suppression de bruit mais c'est- Discord quand vous êtes trop loin qui vous prend pour de la reverb. Pas Discord. Alors, je vais prendre une petite liberté par rapport à ça, parce que comme Alcaz l'a fait tout à l'heure, mais question qui n'est pas prévue, mais vous avez cité l'utilisation de l'IA. Est-ce que c'est quoi votre point de vue par rapport à justement cette nouvelle technologie? C'est un point de vue en construction. Ah d'accord. Très bien. Non, mais en C'est fait, vrai. aujourd'hui, c'est compliqué de passer à côté. C'est-à-dire que je pense que c'est une révolution systémique, que ça fait bouger le système. Clairement, maintenant, il y a des vrais problèmes juridiques, éthiques. Notre système est construit sur le droit d'auteur. Voilà, qui fait qu'on reconnaît à un auteur
le droit patrimonial en fait de la création d'une œuvre, et ça peut se remettre en cause parce que les IA utilisent les images de tout le monde pour créer des nouvelles images, et sans payer des droits d'auteur, sans reconnaître la qualité des auteurs dont ils utilisent les images. Donc bon, ça pose plein de questions. En revanche, je pense comme toute technique, ça fait très peur au début. J'espère qu'on va pouvoir la maîtriser, que elle va servir, enfin que ces technologies vont servir pour être encore meilleur dans la création. C'est pas dit. Je vous avoue que j'ai pas encore, ma religion n'est pas faite, et que Vous pensez j'entends certains qui disent qu'il faut l'interdire, hein, qu'il faut Vous interdire pensez- l'IA. Vous pensez qu'il y a un monde où l'utilisation de l'IA est éthique dans votre domaine? Ça dépend, ça dépend oui, ça dépend de l'utilisation, si la transparence des images qui ont généré une nouvelle image est assurée, ça c'est possible. Enfin voilà, c'est une possibilité. Si les artistes sont payés, enfin vivent vivent de leurs œuvres. Malgré l'IA, ça ira, mais aujourd'hui, il y a des vrais. Enfin, je vous dis, c'est vraiment très compliqué. Il y a des conférences, des débats. On en fait encore une avec une association dans laquelle je suis, d'auteurs, réalisateurs, scénaristes et auteurs graphiques bientôt. Non, c'est pas du tout évident. Je vous dis, on n'est pas encore au bout de la réflexion. En revanche, l'utilisation, elle grandit à vue d'œil. D'ailleurs, là, vous êtes dans Ça, les c'est locaux de Dada. Là. Tout à fait, Ah, ok. exactement. Je suis dans les locaux de Dada Animation. Sympa. D'ailleurs, il y a une question qui vient du chat, donc de Chebly dans le chat, qui me pose, est-ce qu'il y a un rapport avec le mouvement Dada ou pas d'ailleurs? Un peu. Tout à fait, Ouais. bien Ok, sûr. alors, je connais pas du tout, L'idée donc, l'idée d'être un peu les troublions. Les Dada, Un peu. c'est un super mouvement artistique, de troublions artistiques. Et voilà, je pense que avoir une certaine liberté créative, c'est une valeur qu'on aime bien. Ok, d'accord. Du coup, Alcaz, je te laisse enchaîner. Oui, j'ai. Ouais, Ok, très bien. Oui. Je me suis retrouvé dans notre document de 27 pages. On a entendu parler au cours de l'interview et en la préparant de Mechaniki, un projet qui est en développement et qui vous concerne tous les deux, qui concerne Dada Animation, qui vous fait revenir à la science-fiction et qui porte également le nom de nombreuses personnes qui ont travaillé avec vous sur Code Lyoko. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette équipe, Juste sur avant le studio, de sur ce vous laisser projet? répondre, je vais diffuser la bande-annonce de Mechaniki. Voilà les 40 Oh premières secondes que j'ai trouvées sur YouTube. Donc je la lance, c'est parti. Oh, la Je régie! m'appelle Nikki Hano. Sur ma planète, les habitants sont frappés par une maladie métallique. En cherchant un remède, j'ai eu un accident. Depuis ce jour, j'ai des pouvoirs que je ne comprends pas. Alors j'ai quitté mon village et ma famille pour trouver des réponses. J'ai lutté pour survivre. Et je me suis retrouvée ici. Tu m'aideras à poursuivre ma quête? Oui, ton voyage est loin d'être terminé. C'est super, hein? Alors, c'est quoi Mechaniki? Ah oui, c'est C'est très, pas mal, c'est ouais. très beau. Hein. Très En très plus, bon. on a vu les deux héroïnes s'embrasser, c'est pas mal aussi. Ben, c'est une bande dessinée à l'origine qui a été optionnée par une société de production. Et cette société, qui n'est pas nous, et elle est venue nous voir pour proposer une coproduction sur ce projet. Et donc, voilà, donc avec cette autre société, on a commencé à écrire le projet. Donc, effectivement, comme vous le notiez, Solva, c'est Jean-Rémy, François et Bruno Merle, des auteurs de Code Lyoko, qui ont travaillé avec moi. On a écrit un concept et une arche narrative adaptée de la bande dessinée.
Et donc c'est une thématique que je trouve totalement super, qui est en fait... Donc l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve en fait victime d'un accident et qui en fait dont le corps se mécanise peu à peu. Et donc elle est en quête d'un remède à cette mécanisation et elle doit aller jusqu'à un extrêmement méchant qui s'appelle le Visage et qui est en fait une entité qui cherche à mécaniser tout l'univers. Donc ça c'est l'histoire et la problématique de fond, c'est le sous-texte, c'est quelque chose autour de la transformation physique adolescente. Et justement de cette recherche de ce qu'on est et de ce qu'on ressent et de ce qu'on veut être. Et donc l'héroïne est tiraillée entre sa mécanisation qui l'intéresse d'une certaine façon et puis son humanité qu'elle ne veut pas perdre non plus. Et voilà. Et donc elle tombe amoureuse d'une cyborg. Et qui, elle, est dans la quête inverse, c'est-à-dire que elle s'interroge sur ce qu'elle est, c'est-à-dire un robot, et elle cherche son humanité en elle. Voilà. Et, Une très bonne BD qui vient de sortir, la BD a été sortie sur le web, puis un premier éditeur, et là elle ressort, je conseille à tout le monde de l'acheter, chez les humanoïdes. Les humanoïdes associés. Donc il y a le premier tome qui est sorti début avril, il y en a un deuxième qui va sortir début juillet, je crois, ou peut-être début juin. Et puis voilà, jusqu'à la fin de l'année, ça s'étale. Et c'est un super projet. Une date de sortie Oh bah, on aimerait bien. Mais... Et en fait, là, on est en discussion avec des chaînes de télévision parce qu'il faut un diffuseur pour fabriquer une série d'animation. Et ce qui est compliqué, c'est que, à la différence de Lyoko, qui est quand même pour les plus petits, c'est des préadolescents. Donc Lyoko, là, c'est des vrais adolescents. Ce sont des adolescents. Donc ils ont entre 15 et 17 ans, c'est ça les héros, et du coup, voire 18. Et en fait, il n'y a pas tellement de cases pour la diffusion de ce genre de programme. Donc il y a certains diffuseurs qui essayent, hein, mais c'est compliqué de diffuser. Parce que donc il y a peu de production. c'est plus mature comme audience, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Oui, exactement, c'est plus mature comme audience, et les cases jeunesse diffusent jusqu'à 10-11 ans, mais après, voilà, diffusent Alors pas excusez-moi, j'y connais rien du tout, mais pourquoi pas une plateforme comme Netflix, de VOD, ça serait pas plus approprié? Oui, si, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est le genre de choses vers lesquelles on se dirige. Parce que vous avez quand même une crédibilité en tant que créateur de Call Lyoko, les gens ils vous considèrent sérieusement, non? Enfin, quand vous apportez un projet, vous avez, je sais pas, vous avez une notoriété, non? Ben, de savoir-faire, c'est sûr, mais après, c'est pas pour autant que les gens, ils ont forcément des espaces ou des cases pour mettre tout. Et puis, ils sont inondés de projets, hein, on n'est pas les seuls non plus, quoi. Donc, tout ça, c'est compliqué. Est-ce que vous savez pourquoi l'animation... Pardon? Non, j'allais rebondir, donc si vous avez des choses à développer, allez-y. Non, voilà. Je voulais savoir si vous pouvez nous éclairer sur pourquoi les diffuseurs, même plus traditionnels, réservent l'animation à un public très jeune, alors qu'on sait que l'animation c'est quelque chose d'extrêmement... Enfin voilà. Bah, c'est aussi les retours qu'ils ont, hein. Le public, traditionnellement en France, effectivement, contrairement au Japon, par exemple, l'animation a été réservée à la jeunesse, même si, bon, maintenant, quand moi je regarde Ken le Survivant, je me demande bien pourquoi c'était destiné aux jeunes, vu qu'ils passent leur temps à s'arracher des têtes. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette case jeunesse qui a été réservée pour l'animation. Ça tend à changer, mais ça change pas forcément très vite non plus, quoi. Oui, parce qu'il y a un public avec toutes les personnes en France qui sont fans d'anime et de manga, le deuxième pays le plus consommateur après le Japon. Oui, mais il n'y a pas forcément sur les chaînes généralistes. Hein. Oui. Il regarde des mangas. Il regarde des animés. Justement, ça le truc, c'est que cette cible-là regarde, enfin, cette cible, c'est pas très beau comme mot, mais cette tranche d'âge regarde
regarde des animés. Et en fait, on a du mal à faire de l'animé européen. Ce qu'on aimerait faire avec Faut qu'on réussisse à se démarquer aussi, et puis voilà, face à l'attaque des titans, c'est pas facile. Hein. Oui, Maintenant, c'est fini. Mais- Oui, déjà. C'est Et puis, voilà, on a vu récemment le succès de Wakfu saison 4 qui montre qu'il y a un public pour l'animation Ah oui, c'est sûr. française aussi. Ouais, Alors, c'est sûr. Donc pour l'instant, Mekaniki est pas. Voilà, vous avez juste créé une bande-annonce, mais vous n'avez pas rien Ah fait. non, à ce on a stade. de l'écriture, on a la L'écriture, saison et on a de l'écriture, mais maintenant, bah, faut finaliser, avancer pour fabriquer la série, quoi. D'accord, Donc, ok. Alors, une autre question qui conclura cette sous-partie nous permettra d'arriver à notre dernier grand temps fort de cette interview. Vous avez écrit, du coup, dans une interview que vous étiez plus libre en tant que créateur dans les années 2000. Vous l'avez répété, Jérôme, tout à l'heure, d'ailleurs, pendant l'interview. Vous trouvez vraiment qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'exprimer de la créativité dans les séries quand on voit, par exemple, la variété qui viennent casser les codes et peut-être pas tant que ça soit sur Netflix ou même à la télévision, vous trouvez vraiment que c'est plus compliqué aujourd'hui ? c'est plus normé, je dirais. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme. C'est-à-dire que les cases sont plus fermées, les regards sont plus affûtés, il y a plus d'interlocuteurs, il y a plus c'est plus difficile de monter les projets aussi. Enfin, Code Lyoko, on avait vraiment les discussions sur nos propositions étaient quand même assez simples, alors que maintenant, sur les séries, les discussions avec les diffuseurs, et il y en a souvent plusieurs, diffuseurs ou coproducteurs, peuvent devenir beaucoup plus compliquées. Le regard est plus... Il y a plus d'intrusion, je dirais. Voilà. Donc ça complique un peu. Et puis, effectivement, alors pas sur toutes les séries, mais il y a des chartes qui ont été établies, qui, par exemple, demandent à ce que si alors il y a certains diffuseurs qui ont eu des chartes plus sévères que d'autres, comme par exemple Disney, quoi. Par exemple, si un enfant fait du vélo, comme la télévision est quelque part une volonté prescription éducative, il faut qu'ils mettent un casque et des genouillères et des coudières, par exemple. Ce qui narrativement est pas forcément toujours hyper pratique. Donc je pense que c'est de ça qu'on voulait parler quand on a donné cette réponse en interview, c'est-à-dire il y a un regard, une intervention extérieure qui est plus forte qu'avant. Mais qui est lié aussi au fait que il y a plus de programmes, que les enfants sont souvent laissés seuls face aux programmes, et que donc il y a une réglementation qui se fait aussi par rapport à ça, quoi. D'accord, oui. Voilà. Alors maintenant, il est temps de lancer notre dernier grand temps fort, comme j'ai dit. Alors. On va reparler de Code Lyoko. Cela fait maintenant plus de 20 ans que Code Lyoko s'est terminé, et il existe encore aujourd'hui une communauté de fans internationale qui parle et crée encore à propos de la série. J'ai moi-même eu la chance de côtoyer des personnes extrêmement investies dans le fandom qui ont créé, par exemple, vous le connaissez sûrement, le colossal site codelyoko.fr. Et qui constitue à ce jour une des rares bibles extrêmement complètes sur le dessin animé français. Sans leur travail passionné, sans la façon dont ils ont fait vivre Code Lyoko après sa fin, notamment je pense par exemple au pôle fanfiction codelyoko.fr où il y avait toutes les œuvres créatives qui se sont exprimées, je ne pense pas qu'un jour personnellement j'aurai la passion suffisante pour vous interviewer aujourd'hui, parce que ça a alimenté ma passion en tant que fan, et aussi ça m'a appris à écrire, parce que qu'est-ce que j'écrivais mal avant. ça m'a vraiment permis d'écrire. Et donc aujourd'hui, la question que je vais vous poser, la première question que je vais vous poser dans cette dernière séquence: comment expliquez-vous que 20 ans plus tard, Code Lyoko soit toujours un monument du dessin animé, avec une communauté de fans toujours extrêmement active malgré les années?
Eh ben, alors, Je ne sais pas. m'expliquer complètement, je sais pas. Être flatté, ça c'est sûr. Et être, on est, c'est totalement, c'est l'événement d'une vie, hein, d'avoir créé, d'avoir participé en tout cas à une série qui a eu autant d'impact et d'amateurs en fait quoi. Moi, je pense que je pense qu'on a abordé dans les sujets sitcom et donc adolescent, quelque chose qui a touché beaucoup de gens et dans lequel les gens se sont reconnus. Et on a combiné ça avec donc cet aspect SF, geek, cyberpunk qui a fait une alchimie, qui a touché les gens et pas que les gens de la tranche d'âge que ça devait toucher. C'est-à-dire qu'il y avait... Et ça continue. On a créé après un univers, ce que disait Jérôme, qui fait que les gens s'y retrouvent et ont envie de générer des histoires avec cet univers à leur tour, quoi. Et j'imagine que tout ça ensemble, et comme on était très sincère vraiment dans ce qu'on racontait, il y a eu des aficionados quoi, qui sont arrivés. Et puis, tout comme on parlait de Goldorak, enfin, nous, notre génération, on est toujours très très touché quand on évoque Goldorak et on continue à trouver ça génial et à aimer et à pouvoir se projeter dans ce monde et à conserver des goodies qu'on trouve. Donc peut-être c'est là. Jérôme, est-ce que tu as une explication? Aucune. Des- Non, mais je te dis, c'est d'alchimie, c'est qu'on était. Je crois qu'il y a une vraie sincérité. On a essayé de travailler de façon voilà, sincère et jamais prendre les enfants pour des idiots. Donc vraiment nos spectateurs, quoi, vraiment, tu vois, quel que soit l'âge. Je me disais, on faisait pas le. Voilà, il y avait ça qui jouait, je pense, et puis à côté, il y avait le côté un petit peu visionnaire aussi, de parler de virtualité, d'IA déjà, etc. Je pense que qui traverse un peu les générations, et puis voilà, quoi, la chance aussi que tout d'un coup, ça prend, l'équipe, ça marche, etc. Non, Et j'ai puis pas d'explication plus que ça. on a aussi très vite été en lien avec les fans, les premiers fans, et parce qu'on recevait des courriers, on avait fait Benoît et Christophe Di Sabatino avaient organisé à la fin de la saison 1, je crois, une Oui. espèce de rencontre avec des fans. Donc peut-être ça a généré aussi cette communauté en fait de fans très très à fond dans cette technologie de code locaux et puis moi ouais j'ai été pendant toute l'écriture j'étais en lien avec donc ce site Katsuka et d'où a émané je crois codelioco.fr. Après, on a toujours répondu parce que je trouvais ça génial d'avoir des gens qui posaient des questions sur la série, quoi. C'était vraiment Est-ce c'est que hyper Moi, flatteur. on est très flattés, c'était On hyper est très flatteur. flattés, quoi. Ça l'est Ah ouais. toujours, on est toujours flattés, et puis voilà, ça Ouais. appartient à tout le monde maintenant, cette phrase. regardez, soit on est 600, d'habitude sur la chaîne on est 350, 400, il y avait beaucoup de gens qui sont venus spécialement pour ce soir quand même. Pour Bah vous, ouais, on qui est, sont bah, venus on vous écouter. on trouve ça formidable et moi je trouve que je pense que cette sincérité, c'est-à-dire peut-être c'est des émotions qu'on a réussi. C'est ça l'objectif d'un scénariste, hein, c'est d'arriver à transmettre une émotion que nous-mêmes on a eu quand on a regardé des films. Enfin moi je pense que je suis scénariste parce que j'ai regardé des films et j'ai ressenti des choses. Je me suis dit mais comment est-ce que je pourrais faire pour écrire et faire ressentir ça aux gens, quoi. Et c'est toujours la quête, je pense, de ma vie, quoi. Et peut-être qu'avec Code Loco, mais je dis mais tous, hein, les scénaristes, toute l'équipe de scénaristes et tout, on a tous été dans ce sens-là, c'est-à-dire vouloir provoquer des émotions que les adolescents ont tous en commun, quelque chose autour de ça, quoi. Et puis ça a marché. Voilà. Mais est-ce que dans ce contact avec les fans, vous diriez que des fois, vous avez changé des choses dans l'écriture par rapport au retour des fans pour leur plaire ou pour répondre à leurs questions?
C'est pas exactement ça, mais je pense que on voyait ce qui les interrogeait, on voyait ce qui leur plaisait, enfin on entendait en tout cas, et effectivement, je pense que ça générait une motivation. C'est-à-dire de voir que ça plaît, ça génère une motivation, hein, ça c'est sûr. On est encore plus content quoi, de continuer. Et puis effectivement, on pouvait se dire ah bah oui, quand on aborde, quand on fait une inversion de corps et que Ulrich embrasse Odd, ça plaît, tout le monde se pose des questions, donc on va continuer à fouiller dans cette direction-là, par exemple, quoi. Ça motive, voilà, ça motive. Mais est-ce Je que pense que c'est ça. par prolongement de cette question, est-ce que, du coup, pour prolonger la question, vos rapports avec les fans ont été certes très sincères, très positifs pour vous, mais est-ce que ça a été aussi parfois difficile de répondre à leurs attentes, par parfois un pointillisme peut-être exacerbé, ou par un désir très gentil finalement, parce que ça part d'une bonne intention, de tout savoir, de tout comprendre. Je me souviens Jérôme qui répondait dans une interview, Jérôme, on lui avait posé, est-ce que le satellite de la saison première qui a le symbole de Carthage, est-ce que c'est lié du coup en secret au projet Carthage? Et non, c'était une simple réutilisation d'assets. Donc est-ce que ça a été parfois difficile avec les fans? C'est pas difficile, mais c'est-à-dire que moi j'étais gênée parce que des fois ils posaient des questions, je savais pas du tout quoi répondre parce que il y a des, c'est ça qui est absolument un peu dingo quoi, c'est que les fans pensent à des choses et se posent des questions, réfléchissent sur des sujets qui sont des sujets très réels pour eux, mais qui pour nous ne sont que des phases scénaristiques auxquelles on n'a pas forcément pensé autrement que justement en efficacité scénaristique. Donc c'est là que l'univers nous échappe en fait d'une certaine façon, c'est qu'on génère des choses avec une volonté narrative et les questions qui viennent se greffer sont des questions ultra précises sur quelque chose qui nous narrativement nous intéresse pas forcément. Je sais pas si je suis claire, mais c'est-à-dire qu'effectivement quand on me dit oui mais dans l'épisode 35 quand ils vont essayer de désactiver la tour en fait ils doivent passer par je sais des fois pas quoi répondre, ou je savais parce qu'on m'en a posé beaucoup à un moment, parce que effectivement j'avais pas envisagé cette question-là sous cet angle-là, quoi. Donc j'étais plutôt déstabilisée en fait, voilà, et gênée parce que je savais pas forcément quoi répondre de précis à ce genre de questions. Voilà. Non, merci. Mais ça me donnait l'occasion de réfléchir et de me dire ah bah tiens peut-être là il faudrait être plus précis sur ça ou réfléchir à ça, pas refaire. Voilà. Et vous Jérôme, c'est beaucoup Sophie qui a été en contact avec les fans, mais vous est-ce que vous avez eu un rapport privilégié avec les fans? Comment vous êtes senti? Parfois dépassé aussi? C'est quoi votre opinion là-dessus? Non, pas tellement. J'ai pas souvenir J'ai toujours été flatté et content que ça intéresse. Je regardais les choses. Parfois, je me servais même du site pour me rappeler de choses. Là, je me disais, ah oui, effectivement. Donc ça va vraiment aider. Et puis, j'étais très content. En fait, j'ai pas eu l'impression d'être dépassé et tout. Et puis, en fait, j'avais pas le temps, si vous voulez, pendant des années, pendant les années Code Lyoko. Comme je vous le disais, le métier de réalisateur est tellement chronophage. Je bossais quoi. J'avais même pas le temps de regarder Internet. Hein. Est-ce qu'on peut raconter la petite anecdote, Jérôme, de la lettre, s'il vous plaît. C'est très mignon. Jérôme qui a reçu une lettre de fan qui était anglophone, écossais, je crois. Non, mais si non, ils étaient. Il était asiatique, je crois. Bon, en tout cas, ils avaient traduit leur lettre pour qu'elle soit en français. Mais ils l'avaient traduit sans connaître le français. Et donc, c'était signé « Your biggest fan », mais ça donnait en français « Votre plus grand ventilateur ». D'accord. Et donc, Jérôme a reçu cette lettre. Votre plus grand ventilateur. Le plus grand ventilateur. C'est trop mignon. Mais on en a reçu beaucoup, des lettres. Ouais. Alors du coup, récemment, il y a une fiction sonore qui s'appelle Code Lyoko Frontières virtuelles qui a été publiée par le collectif Audiodidacte, qui raconte les aventures des Lyoko guerriers 20 ans après la dernière saison.
Est-ce que ça vous arrive de vous intéresser aux hommages et aux projets de fans qui sont sortis autour de Code Lyoko depuis la fin de la série, ou c'est un monde qui est totalement étranger pour vous? Non, moi, ça m'est très étrange. Je sais que ça existe, j'en ai reçu parce qu'on m'en a envoyé, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le temps de regarder. J'en ai reçu beaucoup, mais vraiment beaucoup, quoi. Et je sais qu'il y en a beaucoup sur codeloco.fr, effectivement, quoi. Mais donc là, non, on n'a pas regardé. Tu D'accord. savais, Jérôme? Non? Non. Tu m'entends? Parce Là, qu'il hop, oui. y a Oui, oui, on il y a aussi le jeu vidéo développé par quelqu'un qui a pour son nom Emu Delki qui s'appelle l'IFSCL. Alors là, c'est très intéressant, Jérôme, pour vous. Donc, vous avez inventé avec votre équipe tous les assets du supercalculateur. Des fois, des choses qui n'avaient pas grand sens. Et il y a un développeur qui, en travaillant solo sur ce jeu, a donné du sens à tout ce qui était affiché sur l'écran du supercalculateur de Jérémy. Mais si, mais je vous promets. Et il en fait aujourd'hui un jeu qui est même un mini RPG dans lequel vous incarnez Jérémy. Les décors de Kadik ont été reproduits en 3D. Les comédiens doubleurs d'Aelita, de Franz et de Jérémy français et anglais ont participé au projet. C'est un projet absolument pharaonique qui dure depuis 14 ans maintenant. 14 ans. 14. 14 ans. Pas 13 ans, pas 12 ans, 14. Non mais vraiment c'est impressionnant pour le coup. Impressionnant. Ouais. Dingue. Bah, bravo. Ouais, non mais c'est dément. C'est ça. En plus, si ça génère de la créativité, alors là, c'est. Ouais, bah, vous c'est avez encore plus inspiré, comme on dit, toute une génération. Eh bah ouais, on est très mieux. flattés. On est très flattés. Vraiment. Allez, c'est le moment dans le chat, ils se disent, ils vont vraiment pas en parler, bah si. Si, je vous promets, je vais en parler au bout de 3h20. Au bout de 3h20 d'émission, je vais enfin en parler. Et je vais La poser race de chien de Odd. Ouais, oui, c'est quoi d'ailleurs la race de chien de Il y a quelqu'un Odd qui a posé la question. La race de chien de Odd? C'est quoi? Ouais, je sais plus. Ah Kiwi. non, Kiwi. Kiwi, Oui, Kiwi. Ah, Kiwi. Oui. Bah on sait pas. Ah bah, Il est immonde, hein. Il est vraiment ignoble. On dirait un basset, mais il ressemble un peu à une saucisse. Ah mon Dieu. Ah oui. Arrête, c'est beaucoup trop drôle. Bon, en tout C'est cas, vrai qu'il est pas très bon. je vous pose la question, Sophie, Jérôme. Dans une interview sur une chaîne Twitch espagnole au mois d'octobre 2023, que je te raconte, vous avez fait des annonces troublantes à propos de Code Lyoko qui ont mis en émoi la communauté. Je vous le demande solennellement ici, la main sur le cœur, y aura-t-il une suite à Code Lyoko? Alors, la réponse c'est que évidemment on adorerait. Hein. Et que ce serait quelque chose de formidable, surtout pour. Mais on fait tout pour, voilà. Mais comme vous avez compris, l'animation c'est pas facile à mettre en place, à élaborer, donc on y travaille. Mais Vous en êtes où aujourd'hui? voilà. En fait, l'idée c'est que pour monter un projet comme ça, faut mettre des gens d'accord. Et donc voilà, on y travaille. C'est pas fait. Voilà, on espère, on aimerait bien le faire. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que la communauté sera la première informée. Ça c'est sûr. Et que ce soit vous, les gens de codelyoko.fr, etc. On fera au contraire justement, si jamais ça doit se faire, on fera ça voilà, en prévenant, en travaillant même peut-être avec vous, enfin je sais pas, mais en tout cas l'idée c'est de si ça se fait, et je dis c'est pas encore fait du tout, faut pas trop s'emballer. Mais vous y travaillez Voilà. quand même. Il y a comme une envie, Oui, il y a comme une envie, il y a une envie, il y a on y travaille. Ouais, il y a une. On n'y il y a travaille des- pas de façon éditoriale et artistique, hein, pour l'instant, on y travaille plutôt de façon contractuelle. contractuelle, économique. Il y a quand même une phase pour faire les choses, faut voilà, Parce soit que dans des bonnes. à l'instar de la 4e saison de Wakfu, vous savez, qui a été en partie financée par la communauté via un projet, je crois, de Kickstarter. Alka, je suis pas sûr, je parle sous ton contrôle. Oui, c'est ça qui a financé, je crois, un épisode, mais qui a permis de débloquer des financements ensuite. Vous envisageriez peut-être de faire appel directement à la communauté pour un financement participatif d'une suite? Ça serait quand même, je pense, assez une dinguerie pour le coup.
Peut-être. Je vous avoue, on n'a pas du tout réfléchi à ça, mais on sait qu'il y a une grosse communauté qui a apporté énormément à l'univers, qui porte l'univers de Lyoko. Donc, bon, je veux dire, ça serait complètement à la fois idiot, malvenu, discourtois, enfin, je sais pas comment dire, qu'on n'en parle pas avec la communauté, de toute façon, si ça arrive. Et donc, évidemment, pourquoi pas, hein. vous me le confirmez, si suite il y a, on est d'accord, on met Code Lyoko Evolution au placard, hein, on l'oublie, on passe à autre chose. Bah, Ah oui, oui, il pour est moi, à c'est côté, pas dedans. ça repartira de là où on a laissé le supercalculateur éteint. Voilà. Pas de prise de vue réelle, donc a priori, Non, ça Non. sera pas de la Ça prise sera de l'anime. ça Ça sera sera de de l'anime. l'animation. Ça sera de l'anime. Et vous savez, j'en avais parlé avant l'interview, donc une autre question à ce propos. Est-ce que vous voudriez faire une suite qui serait plus sombre, qui se concentrerait sur nos héros après le lycée, à l'université par exemple, ou est-ce que nous reprendrions leur histoire au lycée, voire carrément un reboot? Certains pensent que même il y aurait un reboot total. Il n'y aurait pas de... Enfin, pour moi, faire les héros après le lycée, en fac, voir si on suit la chronologie, vu que la série se passe en 2002, 2003, 2004, ça serait bizarre, quoi. travail. C'est-à-dire que c'est ça, c'est À Pôle emploi. Yumi à 50 ans. Donc ça serait plutôt une suite, mais voilà, après, évidemment, moi j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, je pense les scénaristes, j'aimerais bien retravailler avec des scénaristes historiques, je dirais, quoi, mais... Vous êtes resté très proche en plus à travers Dada, peut-être que même Dada serait impliqué éventuellement dans le projet, peut-être non? En fait, oui, tout est possible. Moi, c'est vrai que je trouverais ça sympa de retravailler avec les auteurs qui travaillaient aussi, plus des jeunes. Voilà, mais tout ça, c'est vraiment des envies. Mais voilà, il faut Parce que... à l'époque, quand vous êtes allé du coup en Espagne, enfin vous n'y êtes pas allé, mais quand vous êtes passé sur l'interview, vous avez dit recontactez-moi d'ici 1 ou 2 mois. Est-ce qu'il y a eu du neuf du coup 1 ou 2 mois après? C'était un peu optimiste peut-être un peu. C'était un petit peu Un petit peu optimiste comme souvent dans l'animation. Non, on a progressé un peu. Mais on n'a pas encore finalisé tout ça. Donc voilà, c'était un peu optimiste. Mais bon, on avance, on va voir. Faut être persévérant. Vous pensez que et, on aurait des points d'information à peu près à moyen terme, 6 mois, 1 an, 1 semaine? Non, je rigole, pas 1 semaine. demain. Demain. Non, c'est la blague. Pas ça, certains Non, prennent le premier degré. j'aimerais bien qu'avant l'été, on ait une. Avant l'été. On sache, ou voilà, avant l'été, on sache si ça se fait ou pas. Est-ce On que aura déjà une bonne indication. Et Est-ce puis, que- si on oui. doit faire une annonce, on le fera peut-être voilà, à la rentrée. Je sais, je vous dis, c'est dans ces eaux-là. Est-ce que vous accepterez que je vous envoie peut-être un email à ce sujet dans l'été pour prendre des nouvelles ou... Ah, bah oui, si ça se fait, bien sûr. Et puis, si ça se fait, Si ça se fait, encore une vous fois, aurez je des nouvelles. ferai des nouvelles. On vous informera. Pas de problème, on Et, informera la communauté. Pour être sûr voilà, d'avoir vraiment toutes les informations, je vous ai demandé du coup une suite qui prendrait en compte les fans qui ont grandi aussi. Donc certes, ils reprennent leurs aventures au lycée, est-ce qu'on aurait quand même des histoires un peu plus matures, qui pourraient parler de sujets un peu plus sombres? Est-ce que ça serait dans vos intentions, Sophie? Toute l'idée, c'est de pas trahir Code Lyoko et puis de tenir compte que les années ont passé, quoi. Donc, comment combiner effectivement la nouvelle génération, enfin, attirer la génération actuelle avec des sujets plus actuels, tout en gardant la saveur de Code Lyoko, qui est quand même une série des années 2000, quoi. Comme Donc, on avait parlé au cours de notre réunion préparatoire, vous prenez par exemple Wakfu, la saison première est très enfantine, et tout en conservant effectivement cette direction artistique, ils abordent aussi de vraies thématiques profondes qui s'adressent aussi à ceux qui sont devenus adultes depuis qu'ils ont regardé, en conservant l'esprit de la série. C'est un peu ça vers quoi vous voudriez aller? Ça serait l'idée, ouais, sans doute. Mais tout en ne trahissant pas, et c'était la problématique de Code Lyoko Evolution, le cœur du concept, quoi. C'est-à-dire des lycéens qui se battent contre quelque chose de beaucoup plus fort qu'eux, quoi. De beaucoup plus fort qu'eux. Ouais. Genre...
parce que du coup, si je peux juste demander une dernière question là-dessus, avant d'arrêter de vous tourmenter, Sophie, est-ce qu'on serait plutôt sur une histoire qui irait nous parler de Carthage ou un retour de Xana, des deux à la fois? Est-ce qu'on en apprendrait plus sur la backstory? Est-ce qu'on apprendrait plus cette oui, femme? forcément. Ah bah oui, quand même. Non, mais il y aura forcément un. De toute façon, il va falloir alimenter pour faire justement une série qui soit feuilletonnante comme nous on l'aime. Il faut alimenter les problématiques autour de Xana et donc autour de Franz Hopper et donc autour de la backstory et donc autour de tout ça. Forcément, quoi. Il faut complexifier. Peut-être des nouvelles de la mère d'Aelita, enfin. Par exemple. Non, mais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire un truc, les scénaristes ne sont jamais à court d'idées farfelues, ça c'est sûr. Pour créer des problèmes, n'est-ce pas, du coup? Pour créer des problèmes, parce que comme dit Jean-Rémy, c'est lui qui est sorti ça une fois, sans problème, il n'y a pas d'histoire. Voilà. Et on Il est n'y a pas de d'accord. problème, il n'y a pas d'histoire. On est d'accord J'ai- que Justine Sainte, donc la compositrice d'Un monde sans danger, qui a affirmé être actuellement en train de composer pour Code Lyoko la suite, est-ce que vous avez eu des contacts avec elle directement ou à ce sujet ou pas? Moi, j'ai Alors- eu des contacts par mail. En fait, on s'est pas encore rencontrés, mais ça viendra aussi. C'est dans la même mesure que la communauté sera au courant. Évidemment, tous ceux qui ont participé à Code Lyoko Origine, on va dire, voilà, seront au courant de la suite et on verra quelles sont les zones de collaboration. Et donc Code Lyoko, c'était une œuvre terminée avec une fin voulue comme fermée pour les personnages principaux. Presque 20 ans après, d'où vous vient cette envie de reprendre l'aventure et qu'est-ce que vous entendez apporter de plus à cet univers qui n'aurait pas déjà tout raconté déjà? Alors, Plutôt pour la Sophie, première, mais le vous- premier, Vas-y, je allez-y. vais bien répondre sur une chose, on m'entend bien. Déjà, le désir des fans. En fait, on sent qu'il y a vraiment une communauté, que c'est encore vivace, etc. Et donc, on se dit, mais en fait, c'est dommage parce qu'il y a un univers qui. Et puis, nous, on aime travailler les univers, en fait, et les histoires. Et il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Et il y a encore beaucoup de matière à travailler, en fait, avec des personnages et un concept qui marche vachement bien. Donc, ça, c'est vraiment donc, c'est un peu grâce aux fans aussi. Et à l'engouement qu'on sent autour de Code Lyoko depuis toujours, que on se dit, mais en fait, voilà, pourquoi pas, moi, ça fait un bout de temps. Ah Ça bah me ouais, travaille. moi je pense on avait déjà avant même de faire la fin de la saison 4, on avait des tas de trucs écrits avec des histoires potentielles. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire avec Code Lyoko, quoi. C'est un univers qui est super dense et on sent qu'on n'a pas à raconter tout ce qu'on pouvait raconter. La preuve, c'est qu'on a encore une backstory totalement secrète qui Demande qu'à être. ne demande qu'à être révélée. Ça n'a pas été un secret trop lourd à porter pendant ces 20 années, toute cette backstory que, J'avoue, que c'est plein vrai, de gens ça. veulent savoir et que Moi, j'ai vous avez perdu réussi à garder secrète. J'ai perdu mes cheveux. Non, bah parce que après il y avait d'autres projets, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Non, bah, c'est vrai intéressant. qu'on se pose tous des questions. Moi, mon rêve, c'est d'avoir le dénouement de cet ennemi dormant que vous avez mentionné dans une interview. Un ennemi dormant de Franz Hopper. Mais je veux tout savoir. Je veux tout savoir, pitié. Bah ouais. Il faut qu'on aille au bout. Parce Tout à que fait. comme ils disent dans le chat, on a une communauté présente qui, je pense, a vraiment hâte de replonger dans l'univers, en tout cas pour l'essentiel, tout en apportant de nouvelles personnes. Et ça rejoint un peu cette question aussi qu'on m'avait remontée dans le chat. Est-ce que vous considérez du coup Code Lyoko comme... Alors, je connaissais pas le terme, on vient de me l'apprendre, comme votre magnum opus, c'est-à-dire votre œuvre plus importante en tant qu'auteur. Est-ce que vous considérez Code Lyoko comme ça aujourd'hui ? Bah, moi, c'est mon magnum opus dans le sens où ça a pris beaucoup de temps dans ma vie et que c'était effectivement, il y a quelque chose d'abouti dans Code Lyoko
autant au niveau contenu qu'au niveau même voilà, apprentissage de la direction d'écriture pour moi, élaboration du travail avec Jérôme. Donc oui, c'est quand même, quelque chose dont je suis très fière et sur lequel, un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc oui, je pourrais dire ça, quoi. Mais après, il y a d'autres choses qui sont venues compléter, mais c'est surtout quelque chose qui nous a occupés longtemps et de façon hyper intense. Donc, Eh bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir livré ces quelques précieuses nouvelles depuis 6 mois maintenant que la communauté en parlait, avait trouvé cette interview au détour de recherche en espagnol. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu plus ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, affaire à suivre l'été prochain. Pour résumer, hein, pour ceux qui ont écouté le chat, pour l'instant, rien n'est fait. La volonté est là. Les discussions sont réelles. Elles sont engagées, si j'ai bien compris. Je parle sous votre contrôle. Et on se donne rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus, tout simplement. Pour des news. Pour des news. Exactement. Voilà. Mais voilà, contrairement à avant, on peut dire d'une certaine façon que oui, en tout cas, pour une fois, ceux qui étaient aux manettes de Code Lyoko ont envie de faire revenir la série. Voilà, c'est bel et bien ça qu'on peut dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on est toujours aussi flattés d'avoir une communauté comme celle-là. Vraiment, ça, c'est l'affaire d'une vie, je dirais. Alors, quoi, attendez, le chat est en train de devenir fou parce que j'ai dit été prochain, alors été 2024 ou 2025. Voilà, je me permets de vous demander. Quand vous dites l'été prochain, vous parlez de quel été pour les news? Ah, bah de l'été qui arrive, bah, 2024. Oui, mais pour les news, pas pour les premières images. Oui, vous avez compris. Les images, elles arriveront dans longtemps, mais on se rapproche de la quarantaine. Les entrées. Alors, je sais que vous êtes impatient de partir, mais malheureusement, une toute dernière partie, mais très courte, va se poser à vous. Je vous en avais parlé. C'est une partie autour de questions rapides, des petites questions rapides où l'objectif, ça va être pour vous de répondre le plus vite possible en un mot ou une phrase maximum. Des fois, vous aurez des choix. Des fois, vous aurez une phrase à dire. Et vous allez devoir le faire le plus rapidement possible. Celui qui répond le plus vite a gagné. Sophie Descroisette, Jérôme Mouscadet, vous allez être en compétition. C'est Sophie qui va gagner, alors là, c'est clair. Et attention, celui ou celle qui gagne, gagne. Mais l'élément principal de cet exercice, c'est surtout qu'il n'y a pas de place pour la nuance et donc vous allez devoir trancher de façon phrase assez de Jim, ça, Alcaz. Ouais. Oui, c'est vrai. Yeah. Donc, Alcaz, est-ce que je te laisse la primeur des questions? J'ai Ah beaucoup parlé quand même. Oui, tout à fait. Alors, dans les questions qu'on a préparées, il y en a quelques-unes qui ont été abordées pendant l'interview, notamment la première, mais pour arriver à 20 questions, je dois la laisser. Voilà. Non, tu peux remplacer pour vas-y, on a qu'à dire thé ou café. Après tout, c'est un truc de scénariste et de producteur de se droguer au café ou au thé, non? Pour tenir la journée. Les deux, au secours. Les deux. Alors, qui veut passer en premier? Ah oui, mais du coup, ça veut dire qu'ils vont connaître les réponses mutuellement. Mais non, mais bah oui. Oui. Non, mais répondez pêle-mêle, essayez de pas trop vous couper la parole, et de toute façon, celui ou celle qui perd, et puis après on s'en fiche. Oui, voilà, je suis d'accord. Alors je vais couper la musique et mettre la musique, alors vous l'entendrez pas Sophie Jérôme, mais la musique de l'appel à un ami de Qui veut gagner des millions. C'est la tradition sur le Catbot, quand on fait ces questions, on met cette musique-là. C'est super, hein. Alcaz, c'est parti quand tu veux. Bien, Sophie, Jérôme, thé ou café ou chocolat? Ah non, pas chocolat. Café. Ok. Thé, mais les cafés aussi. Pourquoi pas des adultes en Lyoko guerrier, notamment Jim? Ah, t'es trop cher. Trop cher à animer. J'aimerais bien. Alors, on aime vraiment Jim, est-ce qu'on peut avoir une anecdote inédite sur ce qu'il a été? Mais j'ai dit des trucs fous tout à l'heure quand même. Mais ça c'est dans la série, ce que vous avez déjà dit dans la tout à série. l'heure. C'était rien de nouveau. Jim, Tout ça, c'était dans la série. Il a été Park Ranger. Il est allé dans la station spatiale aussi. qu'est-ce qu'il a fait, Jim? Je me souviens plus. Il a combattu à Castor, non? Mais vous pouvez en inviter. Vous pouvez en inventer une au débeauté aussi si vous voulez. Ah ouais. Qui serait canon dans la suite. Il est Paul Dancer. Il est Paul Dancer. On le verra dans l'éventuelle suite.
Ah bah oui, ça c'est clair. C'est possible. Alors je compte sur vous pour le mettre, Paul Bonjour, Dancer, on n'oublie pas. Paul Dancer, ah bah ouais, ce serait bon ça. Il a été danseur de tango, hein, donc. Déjà. Mhm. Mon Dieu. Donc, quelques qualités en termes de mouvement. Est-ce que vous avez un épisode préféré d'Animatrix? Qu'est-ce que Oh, c'est ouais. Ouais, Ouais. mais c'est bien, il y a 20 ans. Alors, mais je me souviens plus du titre, mais bravo. Animatrix, c'est beau. C'est des dessins animés. T'as pas vu ça, Sophie? Non, ça me dit rien, c'est catastrophique. C'était une question d'Alka, je voulais pas la Des- mettre, je me disais ça va pas, c'est pas bien et voilà. Voilà, Bah, Alka. si, c'est Eh oui. bah, si. Oui, j'ai misé sur des questions de nerd très précis parce que vous avez une aura qui ne trompe pas. Ah bah, Animatrix, du coup, c'est un projet d'animation Une qui anthologie. faisait le lien entre les différents épisodes de Matrix, Ah avec une technique différente à chaque fois. Ah, Bien je sûr, me souviens, c'est mais une oui, oui. anthologie, super. Ah oui, je me souviens, c'était bien, oui. Alors non, je me souviens pas assez bien, mais je me souviens de ce truc-là. Ouais. La Bon, alors, prochaine. plus simple pour Yumi, est-ce que vous êtes... Il y en avait un, bah Ah. moi c'était Watanabe, hein. Il y en avait un de Watanabe, si ma mémoire est bonne. Watanabe, le réalisateur de Cowboy Bebop. Shinichiro Watanabe. Je crois que Ah. j'aimais bien. Alors, c'est moi qui ai été déterré Animatrix et j'ai été le déterré parce qu'en fait, quand j'ai été sur la page Wikipédia de Cole Lyoko, il était indiqué que Cole Lyoko était en partie un hommage à un animateur précis qui avait bossé sur Animatrix et sur Morimoto. autre chose. Comment? Morimoto, non? Oui. Koji Morimoto, ouais, tout à fait. Ça, c'était le grand. Tania et Thomas étaient grands fans de Morimoto. Voilà. Alka, Moi, je te j'aimais laisse bien reprendre. Oui. Pour Yumi, du coup, est-ce que vous êtes plutôt Team William ou Team Ulrich? Ah bah non, Tim Ulrich. À l'unisson. Ah bah ouais. C'est bon. Est-ce que Hervé mérite une vraie reconnaissance de la part de Sissi? Mais oui, Mais oui, mais oui. surtout de la part de Nicolas. Et puis... mais oui, mais ça pourrait arriver. Quel Ça serait votre pourrait pouvoir arriver, sur ah Lyoko? oui. Oula. Quel serait votre pouvoir sur Lyoko? À moi Oh. Le pouvoir qu'on aimerait ou le pouvoir qu'on aurait? Ah, qu'on aurait, je trouve que c'est plus intéressant. Ah, qu'on aurait moi, j'aurais sans doute un cheval. Un cheval. Et puis des skis. Moi, je suis une skieuse. Hmm. Ah ouais, moi aussi, des skis. Bah, l'overboard. Hein. Un overboard, j'aimerais bien avoir l'overboard. Ah non, Bah, moi, je suis pas mais bon. surfeuse. Moi, je suis pas surfeuse. J'ai 2 skis, moi. Est-ce que vous préférez les aventures 3D de Cole Lyoko ou le sitcom en 2D? Alors, à écrire, Ah. moi, je préfère le sitcom à écrire. Mhm. Mais après, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Moi, j'aimais bien le fait de faire la couture entre les deux. Ça, je trouvais ça vachement bien. Et en plus, on a storyboardé parallèlement et c'était un peu moi qui faisais la couture pour être sûr que c'était bien cohérent Mhm. et le montage était super à faire. D'accord. Est-ce qu'il y a un futur projet qui vous hype à Dada Animation que vous pourriez résumer en une phrase? La mécanique, ça nous hype pas mort. C'est Oui, pas une semble-t-il. phrase, C'est-à-dire une quoi, phrase, ouais. c'est verbe, sujet, complément. Désolé, c'est pas une phrase. Oh là là. C'est clair, Mais bravo. Nikki, ça nous hype. Voilà. Ouais, d'accord. En une phrase, donnez le pitch d'un épisode inédit de Cole Lyoko. Là, comme ça, au débeauté, Au dévoté, oui, issu de pas- vos c'est pas ça, anciennes Sophie. idées. Ou de nouvelles, ou de... un pitch d'épisode de Koloko en une phrase. Vous en avez cité Euh, dans de précédentes Odd interviews. se rend compte qu'il est attiré par Hervé. Ah oui. Ah oui, solide. Très solide. Trop loin. Encore la jalousie de Sissi. Non, des travaux, mais je pense que c'est un épisode qu'on a écrit, des travaux empêchent les Lyoko guerriers de rejoindre le supercalculateur. Ah bah non, je crois pas. Ah Hmm. peut-être. Ah ça me dit quelque chose. Ah, Ouais, sais je plus. pense qu'à mon avis, on l'a fait. On l'a. Je crois, Ouais, à dans mon ça. avis, on l'a fait. Ouais, je crois aussi. Quel est votre livre préféré de Philippe Cadic? Ah, Ah.
les moutons là, comment Est-ce que les moutons rêvent, Ouais. les robots rêvent de moutons électriques? Voilà, ouais, Voilà. bah, c'est Blade Blade Runner Runner, en quoi. fait, c'est Blade Ouais. Runner. Les robots rêvent. Hmm. Et Jérôme? Celui-là aussi, ouais, j'aime bien celui-là. Et sinon, mon bouquin préféré de SF, je pense que c'est Ah bah, Hyperion. allons-y. Hyperion, je l'ai pas encore lu ça. À la Excellent. liste. Ouais. Est-ce que c'est responsable de laisser un enfant encourir la possibilité d'une guerre nucléaire globale juste parce qu'il est amoureux d'un être virtuel? Bah, pas tellement, justement. Quand on vous dit ils font que des conneries, Et vous, vrai. Jérôme, Si à votre chaque fois- réponse? Ouais. Si ça reste en dessin animé, ça va. Alors, il y a des types qui grandissent et ils le font dans la vie réelle comme des idiots, mais ça, voilà. Si à chaque fois qu'Aelita désactive une tour, elle le fait en entrant le code Lyoko, pourquoi Xana ne change pas le mot de passe? Ah bien. Tout à fait. Bah, parce que C'est le pitch d'un épisode potentiel. c'est voilà un beau pitch. Ça, c'est un Xana bon pitch. change le code de C'est désactivation vrai des tours. Apparemment, cette Ça, question, ça va. elle vient d'une vidéo de joueurs du grenier qui parlait effectivement de Code Lyoko et qui parlait de Code Lyoko comme en ces termes-là. Pourquoi il change pas le mot de passe? Je crois que c'est de là que ça vient, cette question. Oui. Ouais, ouais. Ouais, je l'ai Ouais, vu super. cette vidéo. Il y a Squeezie qui est très fan de Code Lyoko aussi, je crois. Oh. Alors, est-ce que William est un Xana guerrier ou un Lyoko guerrier, finalement? À vos yeux. Bah, il est sur Lyoko, mais il est Xana guerrier, ouais. Ah, c'était quand même un Lyoko guerrier au Et départ. c'est quand même un Lyoko guerrier, ouais. Mais est-ce que Mais le pauvre, aujourd'hui- Il a mal tourné. il a été happé par le côté obscur. Parce que dans vos vieilles interviews, vous dites il est attiré par le côté obscur. Est-ce qu'au final, il retournerait pas du côté de Xana dans un futur hypothétique? Est-ce qu'il est plus Lyoko guerrier dans l'âme ou plus Xana guerrier dans l'âme? C'était ça la question. Je pense qu'on peut pas lui faire confiance. On peut pas. Ah oui. Toi, vous êtes Yumi en fait, Sophie. Ah oui, Vous êtes- totalement. Vous êtes Yumi. Vous auriez voté contre son adhésion à Lyoko guerrier dans Surmenage, vous. Ouais, sans doute. Je me méfie. Mais c'est parce que c'est vous qui l'écrivez, vous savez que vous allez faire des bêtises s'il Bien devient. sûr, bien sûr. Et vous, Jérôme? Moi, je pense que j'aime bien les personnages comme ça qui en fait se révèlent être un fou méchant. À mon avis, il a vraiment été attiré. Il est plutôt sympa Ok. au fond de lui. Alors, le meilleur crossover avec Code Lyoko, c'est Martin Mystère, Total Spy ou Miraculous Ladybug? Martin Mystère. Ouais, Martin Mystère. Ouais. C'est sympa, Martin. Martin Mystère. Martin Mystère, et puis je suis pas un grand fan de Miraculous, j'avoue. Même si, Une balle perdue voilà. pour Thomas Astruc. S'il nous regarde. Non, mais C'est une boutade, c'est une boutade. Excusez-moi, j'ai un humour, parfois c'est une Pas boutade. de souci, pas de souci. Je suis moins fan, en tout cas, du travail sur Ladybug, même si c'est un succès merveilleux, hein, et Ouais. c'est top pour même l'animation française, que le travail de Stéphane Berry sur Total Spies ou Martin Mystère. Donc Martin trouve ça Mystère, plus- il est missionné Et- pour enquêter sur le supercalculateur, il rencontre les Lyoko guerriers. C'est pas génial ça comme crossover? Ouais, Alors, un nouveau Lyoko guerrier qui serait le healer de l'équipe, est-ce que ce serait pas une dinguerie? C'est Solva qui a écrit ça. Mais oui, mais en fait, le healer, c'est déjà un peu Jérémy. En fait, il leur redonne des points de vie. C'est vrai ça, il a pas de commande pour redonner des points de vie, Jérémy. C'est rigolo. Non, il redonne pas des points. Ah bah, Ouais. il pourrait faire Non, il donne ça, des mais munitions. Il rend des Il munitions. redonne des munitions et puis il Il calme rend des l'opérateur. flèches laser. Ouais, C'est c'est l'opérateur. l'opérateur. Ouais. C'est le support, mais pas soigneur. Franz Hopper, père indigne ou père exemplaire? Oh bah, bof, hein. Il fait. Bah, bonne question. il fait ce qu'il peut avec sa situation qui est quand même compliquée, quoi. Mais il est pas hyper raisonnable, je dirais, quand même. Non, non. Hmm. Il a Voilà. sauvé sa vie. Millie et Tamia, amis pour la vie ou rupture prévisible?
Ah, moi, je pense qu'elles sont amies pour la vie parce qu'elles travaillent ensemble et elles y arrivent quand même pas mal, quoi. Et elles ont une même passion pour les gossips. Moi, j'aime bien ce tandem. Il marche hyper bien, quoi. J'adore Tamia. On a déjà partiellement répondu à ça. Votre épisode préféré de Code Lyoko? Bah oui, alors moi, il y a Contact quand même que j'adore. Parce qu'il y a un de mes dialogues préférés, tout confondu de tout ce que j'ai écrit, mais qui n'est pas écrit par moi, mais qui est en fait Odd qui dit de Sissi, au secours, la voilà, elle a la taille de son ego. Je sais pas si vous Ah oui. Enfin, je l'ai vu il y a 3 jours parce que j'ai tout découvert en une semaine, mais oui, ça m'a marqué. Oui, Alcaz, il a tout regardé en une semaine. Hein. J'adore ce dialogue parce que c'est sur la projection, pour les fans qui sont là, la projection d'un film. Enfin oui, les fans doivent connaître quoi. Et il commande ça. Et quand j'ai lu ce dialogue, j'ai tellement rigolé. Et je trouve que c'est un dialogue formidable. C'est vrai. Mais en même temps, c'est le moment où je me suis dit que vraiment c'était horrible ce qui lui arrivait à cette pauvre Sissi. Odd est un terrible harceleur. Mais... C'est clair, après, elle a sa grosse voix et elle se casse son nom. Oui. C'est tellement drôle. Je rajoute une question qui n'était pas sur la liste parce que j'y repense là. Le nougat de Montélimar ou les saucisses de Toulouse? Quoi? Ah, peut-être Sophie a la référence, mais il y a un Si, épisode c'est de le nom Code des Lyoko. équipes. C'est le nom des équipes. Et ça aussi, c'est un hommage à mes amis Bruno Merle et Jean-Rémy François. Les Nougats de Montélimar. Bon choix, Sophie, bon choix. Très bon choix. Ah, et moi, mon épisode préféré, quand même, c'est Mr. Puck, je pense. Mr. Parce Puck, que d'accord. Ah. J'aimais bien ceux-là. Enfin, les premiers de la saison 2, parce qu'en fait, c'était les premiers qui ont été où on plaçait vraiment le. Là, on assumait un côté semi-feuilletonnant. Ok, je comprends. Et ça, vraiment, ça faisait rentrer la série dans une autre dimension. Début de la saison 2. D'accord, ok, super. D'accord. Et enfin, la dernière question, ma question préférée. Quelle est votre réponse au paradoxe de Fermi? Au moins, ils ont compris tout de suite, Alcaz. Ils ont Mais compris oui, tout de suite. oui, enfin. On pose toujours cette question en fin d'interview. Oui, C'est vrai. Je sais. oui. Je prends habilement mon clavier. Tapez pas de Fermi. Alors, le paradoxe de Fermi, c'est considérant le nombre de planètes potentiellement habitables dans l'univers et considérant que, de fait, l'apparition de la vie intelligente et civilisée est non nulle, où sont tous les aliens? Pourquoi n'a-t-on vu personne? Eh ben, ils n'ont pas encore trouvé le moyen de venir, mais... Ils sont là. Donc la distance, vous pensez qu'il y en a mais qui sont trop loin? Ah oui, La moi je distance. pense qu'il y en a. Moi je pense qu'il y a une vie extraterrestre. Ah oui, c'est sûr. Mais ils ont eu du mal. Ils ont du mal. Peut-être ils nous ont regardés, ils se sont dit punaise. Un petit peu comme les aliens dans les Simpsons, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Très bien. Et Merci voilà, beaucoup. qui conclut cette... Alors, Oui. Jérôme, t'as répondu? Vous avez répondu, pardon? Sophie a répondu, sur- mais... Oui, non, mais j'ai dit, moi, c'est moi qui ai dit l'éloignement. Ah oui. J'ai Oui, c'est ça. L'éloignement. j'adore. Donc pour terminer cette interview... Je pense que tout fan de SF rêve qu'il y ait des aliens. et des C'est vrai. extraterrestres, je pense. C'est vrai. Mm. On souhaite Je pense terminer que avec j'avais pas cette... tout dit. Oui. Avec cette... Non, mais je laissais Jérôme Ah, finir, j'aime pas lui couper la parole. Non, je disais, ça fait partie de cette propension qu'on a à aimer la science-fiction. Elle est aussi sur l'altérité, l'autre, et l'extraterrestre, il est forcément là, quoi. Et Moi, donc, je trouve. Mais- pour clôturer... Puis on a cette mon inter- avis. Ah. Ah, Mais je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites, Jérôme, pour le paradoxe de Fermi. Je pense pareil que vous, personnellement. Et puis Voilà. on a une autre conviction. Moi, j'ai une autre conviction sur Ah oui. sur la science-fiction. On imagine des choses qui vont arriver un peu quand même. Oui. C'est-à-dire que les créateurs de SF ont quand même une préscience, une certaine préscience. Je sais pas pourquoi, mais c'est parce que les idées sont dans l'air et que voilà, c'est juste travailler. Mais je trouve qu'il y a une vraie. J'adore pour ça la science-fiction. Pour C'est terminer vrai. cette interview, du coup, une ultime question qui s'adresse là à notre public, à notre cher public qui nous regarde ce soir. Enfin, qui s'adresse à vous, pardon. Vous allez répondre à notre public, évidemment. Quel conseil vous voudriez donner aux jeunes ou aux plus vieux
qui nous regardent ce soir et qui veulent se lancer dans l'animation, le cinéma, l'écriture pour la télévision. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens ce soir ? Eh ben, qu'il faut le faire. Ouais. Pour le scénario, il faut beaucoup travailler, qu'il faut beaucoup se cultiver, mais que l'écriture c'est quelque chose de formidable et qui peut se décliner et que si on a envie de créer des histoires et de faire rêver les gens et de manipuler un petit peu les gens pour leur faire avoir des émotions, et des problèmes ? Effectivement. Et puis il faut bien aimer créer des problèmes. Ok. Il faut y aller. Mais c'est beaucoup d'apprentissage et c'est beaucoup de travail, mais que c'est formidable. Voilà. Et vous, Jérôme ? Pareil. Moi, je dis que en fait, c'est faire des dessins animés, c'est quand même c'est un métier formidable parce que on fait des choses pour les enfants, pas que, puisqu'on essaie aussi de travailler pour d'autres publics et que raconter des histoires et que l'animation est une technique, encore une fois, et pas un genre, et que c'est une des écritures possibles pour raconter des histoires, mais quelle que soit l'écriture, que ce soit de la vue réelle, que ce soit de l'animation 2D, 3D, stop motion, etc., de la photo. Voilà, raconter des histoires, c'est quand même un de nos... Voilà. C'est ce qui nous fait vibrer quand même. C'est ça, c'est la culture, quoi. C'est les envies, les récits et tout. C'est quand même... Donc, plus il y a de gens qui en font, mieux c'est. De toute façon, ce sera toujours mieux que de faire d'autres choses. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour nos invités ? Je voulais étendre oui. une petite Pardon, question vas-y, Jérôme. excuse-moi. Sur le plan de la réalisation, vous avez parlé des techniques plus tôt. Est-ce que pour vous, le métier de réalisateur, c'est quelque chose qui nécessite à la base de maîtriser une technique ou c'est vraiment une affaire de sensibilité artistique, de rythme, de narration ? C'est un peu des deux, en général. C'est-à-dire que c'est un savoir-faire, forcément, parce qu'il faut connaître les techniques, parce que quand vous dirigez des gens, il faut savoir un peu de quoi vous parlez. Sinon, vous passez pour un charlot et vous n'arrivez pas à les diriger. Donc, il faut quand même connaître les techniques. Donc, c'est un savoir-faire, mais c'est aussi beaucoup de sensibilité et de rythme et un tempérament, comme je vous le disais en tout début de Twitch, d'interview, c'est aussi un tempérament d'aimer parler, d'être curieux, de voir, de travailler avec des différents corps de métier et différentes techniques et arts et artistes. Et voilà. Et moi j'aime beaucoup ça et je trouve et puis ça permet, et puis c'est vous. La réalisation elle creusait de plein d'influences différentes. Donc du théâtre, du cinéma évidemment, mais aussi de la littérature, de la peinture. Et quand on fait de la réalisation, on utilise tout ça en fait. Et c'est pour ça que j'adore. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que vous auriez... J'ai eu le temps d'aller aux toilettes et c'est pas remarqué. Est-ce que vous auriez... Si, ça s'est remarqué, ton avatar est descendu et sorti de l'écran, tout le monde l'a remarqué, tout le monde rigolait. Ah mince. Est-ce que vous auriez un mot de la fin à adresser, un mot libre, n'importe quoi, quelque chose que vous voulez dire là, vous adressez devant pas tous les fans, mais vous adressez quand même, vos mots vont être relayés, ils vont être entendus. Est-ce que vous avez un mot à dire pour tous ceux qui nous écoutent ce soir ? Voilà. La paix. La paix ? Faire la paix ? Paix dans le monde. Paix dans le monde. Paix dans le monde. Non, moi je voudrais dire que c'est quelque chose de très très flatteur dans une vie d'avoir créé, participé vraiment parce que c'est vraiment quelque chose de collectif à une œuvre qui a touché beaucoup de gens et qui continue. Et vraiment c'est très important et c'est très touchant et c'est très motivant et donc voilà. Donc merci aux fans et puis voilà, c'est quelque chose qui est un peu exceptionnel dans une vie quoi. Donc c'est chouette. Merci. Et la paix dans le monde aussi. Merci de demander la paix dans le monde. On a une tribune. Important. Je
je tiens quand même- Faites des dessins animés, pas la guerre. Voilà. je tiens quand même à dire que vous êtes des personnes qui sont extrêmement sympathiques, extrêmement accessibles, que c'était un plaisir mais immense de vous parler parce que vous êtes vraiment juste trop sympa. Voilà, je dis comme un enfant, vous êtes juste Oh. trop sympa. Voilà. c'est Il a tout, raison. c'est- Il a complètement raison. Mais, avec grand plaisir. Et puis, c'est surtout à bientôt. Ah bah oui, à bientôt, on espère. Tu veux dire quelque chose, Olia? Je t'ai Merci. vu parler. Non, j'ai rien à dire. Ah, tu peux pas leur dire au revoir? Ton mot de la fin, c'est non. Non, mais arrête, c'est une blague. C'est ça. Je suis méchant de la soirée. Non, mais c'était. Et puis, merci pour cette interview parce que c'était extrêmement bien préparé. Faut que les fans Bien le organisé, bravo. sachent. Très bien organisé et très agréable. Effectivement, on n'a pas vu leur passer, mais j'ai quand même très faim. Mais Oui, moi aussi. moi Oui, aussi, c'est vous normal. savez. Mais ça, c'est mon quotidien. On n'a tous les pas soirs. trop. On n'a Pardon pas trop Ouais, mangé. Non, on n'a pas trop mangé. Non, je vois que surtout que le nombre de spectateurs n'ont pas trop baissé. Alors, on a commencé Ah, à non, oui. 630 Donc, on a- et on finit à 570. Bravo, vous avez captivé l'auditoire pendant. Bah C'est ouais. pas si mal. C'est pas Mais si il y en mal. a, ils sont Bon. allés très manger. Ils solide. sont allés manger quelques Ah, Ah oui. tout le temps. quelques couscous boulettes comme Odd. Eh, on reverra la cuisinière quand même, j'espère. du Ah coup. bah clairement, la bah oui. cuisinière, Madame Elle Hertz. s'appelle J'adore Rosa. Madame Hertz. Moi, c'est un de mes Non, personnages préférés. c'est pas la cuisinière, c'est la professeure de Ah, sciences mais non, nat. je dis Madame Hertz. Et Madame Ah, et Hertz. Madame Madame Hertz, ouais. C'est très drôle comme madame. En tout cas, J'aime voilà, c'est mon beaucoup la quotidien avec Alcaz. Dès qu'on stream 18-22 heures, on mange après, on est affamé la dernière heure, Bah, c'est c'est un clair. truc de fou. Enfin bref, merci encore une fois beaucoup à vous. Donc je vais clôturer le live. À tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés par le travail de la chaîne du Catbot, on se retrouve demain en live à partir de 10h pour une matinale. Et oui, le matin. Là, tu On vas fait l'assumer. Ça Ah fait oui. 3 jours que t'as pas dormi. oui. Là, tu vas Ouais, tenir. ouais, je vais l'assumer parce que j'ai plein de choses à Ok. dire aux gens à Oh propos là de cette là. interview pour Oh là. débriefer. Ah, non, il va faire des discours. Et Bon, est-ce que- et sinon, pour un live normal, le lendemain. Dimanche, oui, où on diffusera Voilà. l'avant-première de notre fiction audio que Sophie a pu aussi regarder. Voilà. Elle était en exclu par rapport à vous. Voilà. Pas de chance. Tout à fait. Bah, Privilège. Et Merci à tous. Comment Merci. faire Ouais, non merci beaucoup. je m'occupe de tout. Je vais clôturer. Et est-ce que vous avez des D'accord. réseaux où on peut vous suivre? Est-ce que vous avez par exemple un compte Twitter? Est-ce que vous avez quelque chose où les gens pourraient avoir de vos nouvelles? Un fax. Non. Un fax? On a un compte, on a un site Dada Animation que vous pouvez aller voir. Oui, mais concernant. Et on est sur nos cours, on LinkedIn. nous paiera sûrement quelque chose si jamais se passe quelque chose. Voilà. Tout ça est sibyllin. Tout ça Mais est bon. sibyllin. Mais quand même plus Oui, clair qu'il y a c'est 6 mois sibyllin. quand même. Tout ça est quand même plus clair C'est qu'il y a 6 toujours, mois. c'est un peu plus clair qu'à 6 mois. Ouais. Allez, je vous envoie sur l'écran de fin. Merci à tous, à demain 10h ou à dimanche 18h. Et à bientôt Sophie et Jérôme. Merci tout le monde. On a Salut. un Au rendez-vous l'été 2024. Donc rendez-vous été 2024 pour des nouvelles. Et c'est parti, j'envoie l'écran de fin. Au revoir tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Nous serons bientôt de retour pour de nouvelles aventures. En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux. Notre Discord est d'ailleurs le point central de notre communauté. Vous pourrez en savoir plus avec ce petit onglet sur notre chaîne Twitch. Merci pour tout et et à à bientôt. bientôt. Non. N'oubliez pas de regarder le planning. C'est sur Discord et tous les autres réseaux.